Oui, ça doit être notre dernière séance sur Spinoza, à moins que vous n'ayez des questions. En tout cas, il faudrait qu'aujourd'hui, ce qui vous soucie, si des choses vous soucient, vous le disiez, vous interveniez le plus possible. Hein. Et alors, je voudrais aujourd'hui qu'on fasse deux choses. Que l'on termine non pas la conception spinoziste de l'individualité, parce que là, il me semble qu'on est resté assez longtemps sur cette conception, mais que l'on en tire les conséquences concernant un point, une formule assez célèbre de Spinoza, qui est la suivante. Nous expérimentons, nous sentons et nous expérimentons. Il ne dit pas nous pensons. Ces deux mots très chargés, sentir et expérimenter que nous sommes éternels. Qu'est-ce que c'est que cette célèbre éternité spinoziste? Bon. Et puis enfin, il nous est tout à fait nécessaire de tirer des conséquences sur ce qui devait être le thème implicite de toutes ces séances, à savoir, eh bien, quel rapport finalement entre une ontologie et une éthique. Il faut dire que ce rapport, il intéresse la philosophie pour elle-même, mais le fait est que ce rapport, il n'a été fondé et développé que par Spinoza. Au point que quelqu'un qui viendrait nous dire, eh bien, moi, mon projet, ce serait de faire une espèce d'éthique qui soit comme le corrélat d'une ontologie, c'est-à-dire d'une théorie de l'être, on pourrait l'arrêter et dire très bien. On peut dire dans cette voie des choses très très nouvelles, mais c'est une voie qui est spinoziste, c'est une voie signée Spinoza. Bon, vous vous rappelez, et je fais ce rappel pas du tout pour revenir sur ces points, mais pour les estimer acquis, vous vous rappelez les trois dimensions de l'individualité. Première dimension, j'ai une infinité de parties extensives, bien plus, si vous vous rappelez plus précisément, j'ai une infinité d'ensembles infinis de parties extensives ou extérieures les unes aux autres. Je suis composé à l'infini. Deuxième dimension, ces ensembles infinis de parties extensives extérieures les unes aux autres m'appartiennent, mais elles m'appartiennent sous des rapports caractéristiques. Rapport de mouvement et de repos, dont la dernière fois j'ai essayé de dire quelle était la nature. Troisième dimension, ces rapports caractéristiques ne font qu'exprimer un degré de puissance qui constitue mon essence à moi, c'est-à-dire une essence singulière. Donc les trois dimensions, c'est les parties extensives extérieures les unes aux autres qui m'appartiennent, les rapports sous lesquels ces parties m'appartiennent, et l'essence comme degré, gradus ou modus, l'essence singulière qui s'exprime dans ces rapports. Or, Spinoza ne le dit jamais parce qu'il n'a pas besoin de le dire. Mais nous, lecteurs, on est bien forcés de constater une curieuse harmonie. Entre quoi et quoi? Entre ces trois dimensions de l'individualité et ce qu'il appelle, à une toute autre occasion, les trois genres de connaissance. Vous vous rappelez les trois genres de connaissance, en effet, et vous allez voir immédiatement le strict parallélisme entre les trois dimensions de l'individualité comme telle et les trois genres de connaissance. Mais qu'il y a un tel parallélisme entre les deux doit déjà nous amener à certaines conclusions. Je veux dire, ce n'est pas une chose qu'il ait besoin de dire, j'insiste pour ça, parce que je voudrais aussi que vous en tiriez des règles pour la lecture de tout philosophe. Il ne va pas dire remarquer. Ce n'est pas à lui d'expliquer. Encore une fois, j'insiste beaucoup, on ne peut pas faire deux choses à la fois.
On ne peut pas à la fois dire quelque chose et expliquer ce qu'on dit. C'est pour ça que les choses, c'est très difficile. Bon. C'est pas Spinoza qui a expliqué ce que dit Spinoza. Spinoza, il a à faire mieux, il a à dire quelque chose. Alors, expliquer ce que dit Spinoza, c'est pas mal, hein, mais ça va pas loin, ça ne peut pas aller très loin. C'est pour ça que l'histoire de la philosophie doit être extrêmement modeste, quoi. Alors, il ne va pas nous dire, remarquez, voyez bien que mes 3 genres de connaissances et puis les 3 dimensions de l'individu, ça se correspond, c'est pas à lui de le dire. Mais nous, dans notre tâche modeste, c'est bien à nous de le dire. Et en effet, en quel sens ça se correspond? Vous vous rappelez que le premier genre de connaissance, c'est l'ensemble des idées inadéquates, c'est-à-dire des affections passives et des affects passions qui découlent des idées inadéquates. C'est l'ensemble des signes, idées confuses, inadéquates, et les passions, les affects qui découlent de ces affections. Hein, il faut vous rappeler tout ça. Ça, c'est de l'acquis des dernières fois. Or, sous quelles conditions? Qu'est-ce qui fait que, à partir du moment où nous existons, nous sommes non seulement voués à des idées inadéquates et à des passions, mais nous sommes comme condamnés. Et même à première vue, condamnés à n'avoir que des idées inadéquates et des affects passifs ou des passions. Qu'est-ce qui fait notre triste situation? Comprenez que c'est bien évident, je ne voudrais pas la pousser trop en détail, là. Il faudrait juste que vous sentiez, pressentiez. C'est avant tout en tant que nous avons des parties extensives. En tant que nous avons des parties extensives, nous sommes condamnés aux idées inadéquates. Pourquoi? Parce que quel est le régime des parties extensives? Encore une fois, elles sont extérieures les unes aux autres. Elles vont par infinité. Les deux à la fois. Les corps les plus simples, qui sont les parties ultimes, vous vous rappelez, les corps les plus simples, ils n'ont pas d'intériorité. Ils sont toujours déterminés du dehors. Ça veut dire quoi? Par choc. Par choc d'une autre partie. Sous quelle forme est-ce qu'elles se rencontrent suivant avec choc? Sous la forme la plus simple, à savoir que constamment, elles ne cessent pas de changer de rapport. Bon. Puisque c'est toujours sous un rapport que les parties m'appartiennent ou ne m'appartiennent pas. Des parties de mon corps quittent mon corps, là prennent un autre rapport, le rapport de l'arsenic, le rapport de n'importe quoi, le rapport du moustique quand il me pique, le rapport... moi, je ne cesse pas d'intégrer des parties sous mes rapports. Quand je mange, par exemple, quand je mange, il y a des parties extensives que je m'approprie. Ça veut dire quoi, s'approprier des parties? S'approprier des parties, ça veut dire faire qu'elles quittent le rapport précédent qu'elles effectuaient pour prendre un nouveau rapport, ce nouveau rapport étant un de mes rapports à moi. À savoir, avec de la viande, je fais de la chair à moi. Quelle horreur. Mais enfin, il faut bien vivre, ça ne cesse pas d'être comme ça. Des chocs, des appropriations de parties, des transformations de rapports, des compositions à l'infini, etc. Bon. Or, ce régime des parties extérieures les unes aux autres qui ne cessent de réagir, en même temps que les ensembles infinis dans lesquels elles entrent ne cessent de varier, c'est précisément ce régime de l'idée inadéquate, des perceptions confuses, et des affects passifs, et des affects passions qui en découlent. En d'autres termes, c'est parce que je suis composé d'un ensemble, d'une infinité d'ensembles infinis de parties extensives, extérieures les unes aux autres, que je ne cesse pas d'avoir des perceptions des choses extérieures, des perceptions de moi-même,
des perceptions de moi-même dans mes rapports avec les choses extérieures, des perceptions des choses extérieures en rapport avec moi-même, et c'est tout ça qui constitue le monde des signes. Lorsque je dis « ah ça c'est bon, ah ça c'est mauvais », qu'est-ce que c'est que ces signes du bon et du mauvais? Ces signes inadéquats signifient simplement « ah ben oui, je rencontre à l'extérieur des parties qui conviennent avec mes propres parties sous leur rapport. Mauvais, je fais des rencontres extérieures également avec des parties qui ne me conviennent pas sous le rapport sous lequel elles sont. » Voyez donc que tout ce domaine des ensembles infinis de parties extérieures les unes aux autres correspond exactement au premier genre de connaissance. C'est parce que je suis composé d'une infinité de parties extrinsèques que j'ai des perceptions inadéquates. Si bien que tout le premier genre de connaissance correspond à cette première dimension de l'individualité. Or, on a vu précisément que le problème des genres de connaissance était très bien lancé par la question spinoziste, à savoir, en ce sens, on croirait que nous sommes condamnés à l'inadéquate, au premier genre. Dès lors, comment expliquer la chance que nous avons de sortir de ce monde confus, de ce monde inadéquat, de ce premier genre de connaissance? La réponse de Spinoza, c'est que oui, il y a un second genre de connaissance. Mais comment est-ce qu'il le définit, le second genre de connaissance? Dans l'éthique, c'est très frappant. La connaissance du second genre, c'est la connaissance des rapports, de leur composition et de leur décomposition. On ne peut pas dire mieux que le second genre de connaissance correspond à la seconde dimension de l'individualité. Puisqu'en effet, des parties extrinsèques, elles sont non seulement extrinsèques les unes par rapport aux autres, mais elles sont extrinsèques radicalement, absolument extrinsèques. Elles ne m'appartiennent, qu'est-ce que ça veut donc dire que des parties extrinsèques m'appartiennent? On l'a vu 1000 fois. Ça ne veut dire qu'une chose chez Spinoza, à savoir que ces parties sont déterminées toujours du dehors à entrer sous tel ou tel rapport qui me caractérise moi. Et encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire mourir? Mourir, ça ne veut dire qu'une chose. C'est que les parties qui m'appartenaient sous tel ou tel rapport sont déterminées du dehors à entrer sous un autre rapport qui ne me caractérise pas, mais qui caractérise autre chose. Le second genre de connaissance, le premier genre de connaissance, c'est donc la connaissance des effets de rencontre ou des effets d'action et d'interaction des parties extrinsèques les unes sur les autres. Oui, on ne peut pas définir mieux, c'est très clair là. Hein? Très clair. Hein? Les effets définis par les effets causés par le choc ou la rencontre des parties extérieures les unes avec les autres définit tout le premier genre de connaissance. En effet, ma perception naturelle, c'est un effet des chocs et heurts entre parties extérieures qui me composent et parties extérieures qui composent d'autres corps. Mais le second genre de connaissance, c'est un tout autre mode de connaissance. C'est la connaissance des rapports qui me composent et des rapports qui composent les autres choses. Vous voyez, c'est plus les effets des rencontres entre parties, c'est la connaissance des rapports. À savoir la manière dont mes rapports caractéristiques se composent avec d'autres et dont mes rapports caractéristiques et d'autres rapports se décomposent. Or là, c'est une connaissance adéquate.
Et en effet, elle ne peut être qu'adéquate, cette connaissance. Tandis que la connaissance qui se contentait de recueillir, pourquoi? Puisque c'est une connaissance qui s'élève à la compréhension des causes. En effet, un rapport quelconque est une raison. Un rapport quelconque, c'est la raison sous laquelle une infinité de parties extensibles appartiennent à tel corps plutôt qu'à tel autre. Dès lors, le second genre de connaissance, simplement j'insiste sur ceci, c'est que ce n'est pas du tout une connaissance abstraite, comme j'ai essayé de le dire. Comparez, encore une fois, si vous en faites une connaissance abstraite, c'est tout Spinoza qui s'écroule. Alors évidemment, le tort des commentaires, c'est... on cherche toujours, on se dit toujours, ah bah oui, c'est les mathématiques, mais non, c'est pas les mathématiques. Ça n'a rien à voir avec les mathématiques, simplement les mathématiques sont un cas particulier. Les mathématiques peuvent être définies en effet comme une théorie des rapports. Alors là, d'accord, oui, les mathématiques, c'est une section du second genre de connaissance. C'est une théorie des rapports et des proportions. Voyez Euclide. Bon, c'est une théorie des rapports et des proportions. À ce moment-là, les mathématiques font partie du second genre. Mais penser que le second genre soit un type de connaissance mathématique, c'est une bêtise abominable, parce qu'à ce moment-là, tout Spinoza devient abstrait. On ne règle pas sa vie sur les mathématiques, il ne faut pas exagérer, tandis qu'il s'agit bien là de problèmes de vie. C'est pour ça que, je vous rappelle, je prenais comme exemple, parce que ça me paraît infiniment plus spinoziste que la géométrie ou les mathématiques, ou même la théorie euclidienne des proportions. Je prenais comme exemple, oui, qu'est-ce que ça veut dire la connaissance adéquate du second genre? C'est au niveau d'apprendre à nager, quoi. Ah, je sais nager. Personne ne peut nier que savoir nager, c'est une conquête d'existence, c'est fondamental, vous comprenez. Moi, je conquiers un élément, ça ne va pas de soi conquérir un élément. Je sais nager, je sais voler, voilà, tout ça. Formidable. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple, pas savoir nager, c'est quoi? C'est vraiment être à la merci de la rencontre avec la vague. Alors, vous avez l'ensemble infini des molécules d'eau qui composent la vague. Ça compose une vague, et je dis c'est une vague parce que ces corps les plus simples, que j'appelle molécules, en fait, ce n'est pas les plus simples, il faudra aller encore plus loin que les molécules d'eau. Les molécules d'eau, elles appartiennent déjà à un corps, le corps aquatique, le corps de l'océan, le corps, etc., ou le corps de l'étang, de tel étang, E-T-A-N-G. Bien, alors, c'est quoi la connaissance du premier genre? Eh bien, allez, j'y vais, je me lance. Je suis dans le premier genre de connaissance. Je me lance, je barbote, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire barboter? Barboter, barboter, c'est tout simple, ça indique bien le mot barboter. On voit bien que c'est des rapports extrinsèques. Hein? Tantôt la vague me gifle et tantôt elle m'emporte. Ça, c'est des effets de choc. C'est des effets de choc, à savoir, je ne connais rien aux rapports qui se composent ou qui se décomposent. Je reçois les effets de parties extrinsèques. Les parties qui m'appartiennent à moi sont secouées, reçoivent un effet de choc, des parties qui appartiennent à la vague. Et alors tantôt je rigole et tantôt je pleurniche, suivant que la vague me fait rire ou m'assomme. Je suis dans les affects passions. Ah, maman, la vague m'a battu. Ah, maman, la vague m'a battu. Cri que nous ne cesserons pas d'avoir tant que nous serons dans le premier genre de connaissance, puisqu'on ne cessera pas de dire ah, la table m'a fait du mal, ah, et ça revient exactement au même de dire l'autre m'a fait du mal. Pas du tout parce que la table est inanimée, Spinoza il est tellement plus malin que tout ce qu'on a pu dire après. C'est pas parce que la table est inanimée qu'on ne doit pas dire elle m'a fait du mal. C'est aussi bête de dire Pierre m'a fait du mal que de dire la pierre m'a fait du mal ou la vague m'a fait du mal. C'est du même niveau, c'est le premier genre. Ça. Bien. Vous me suivez? Alors, au contraire, je sais nager. Ça ne veut pas dire forcément que j'ai une connaissance mathématique ou physique, scientifique du mouvement de la vague. Ça veut dire que j'ai un savoir-faire. Un savoir-faire étonnant, c'est-à-dire que
j'ai une espèce de sens du rythme, la rythmicité. Qu'est-ce que ça veut dire, le rythme? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire que mes rapports caractéristiques, je sais les composer directement avec les rapports de la vague. Ça se passe plus entre la vague et moi, ça se passe entre, c'est-à-dire ça se passe plus entre les parties extensives, les parties mouillées de la vague et les parties de mon corps. Ça se passe entre les rapports. Les rapports qui composent la vague, bon, les rapports qui composent mon corps et mon habileté, lorsque je sais nager, à présenter mon corps sous des rapports qui se composent directement avec le rapport de la vague. Alors, je plonge au bon moment, je ressors au bon moment, j'évite la vague qui approche, ou au contraire, je m'en sers, etc. Tout cet art de la composition des rapports. Et je disais, c'est la même chose, prenez alors, je cherche des exemples précisément qui ne sont pas mathématiques, puisque, encore une fois, les mathématiques, ce n'est qu'un secteur de ça. Il faudrait dire, les mathématiques, c'est la théorie formelle du second genre de connaissance, et pas le second genre de connaissance qui est la mathématique. Je dis, c'est la même chose au niveau des amours. Ben oui, les vagues ou les amours, c'est pareil. Dans un amour du premier genre, bon, vous êtes perpétuellement dans ce régime des rencontres entre parties extrinsèques. Dans ce qu'on appelle un grand amour, la dame aux camélias, tel que c'est beau, et ben là, vous avez une composition de rapports. Dans mon exemple est vrai, parce que la dame aux camélias, c'est le premier genre de connaissance. Mais dans le second genre de connaissance, là, vous avez une espèce de composition des rapports les uns avec les autres. Vous n'êtes plus au régime des idées inadéquates, à savoir l'effet d'une partie sur les miennes, l'effet d'une partie extérieure ou l'effet d'un corps extérieur sur le mien. Là, vous atteignez un domaine beaucoup plus profond qui est la composition des rapports caractéristiques d'un corps avec les rapports caractéristiques d'un autre corps. Et cette espèce de souplesse ou de rythme qui fait que vous présentez votre corps et dès lors votre âme aussi, vous présentez votre âme ou votre corps sous le rapport qui se compose le plus directement avec le rapport de l'autre. Vous sentez bien que c'est un étrange bonheur. Bien, voilà, c'est le second genre de connaissance. Et le troisième genre de connaissance, et pourquoi est-ce qu'il y a un troisième genre de connaissance? Il y a un troisième genre de connaissance parce que les rapports, ce n'est pas les essences, Spinoza nous dit. Le troisième genre de connaissance ou la connaissance intuitive, c'est quoi? Ça dépasse les rapports et leur composition et leur décomposition. C'est la connaissance des essences. Ça va plus loin que les rapports, puisque ça atteint l'essence qui s'exprime dans les rapports, l'essence dont les rapports dépendent. En effet, si des rapports sont les miens, si des rapports me caractérisent, c'est parce qu'ils expriment mon essence. Et mon essence, c'est quoi? C'est un degré de puissance. Mais la connaissance du troisième genre, c'est la connaissance que ce degré de puissance prend de soi-même et prend des autres degrés de puissance. Cette fois-ci, c'est une connaissance des essences singulières. Bon, le deuxième, et à plus forte raison le troisième genre de connaissances, sont parfaitement adéquates. Donc vous voyez bien qu'il y a une correspondance entre genre de connaissance et dimension de l'individualité, qui veut dire quoi finalement cette coïncidence? Ça veut dire que les genres de connaissances sont plus que des genres de connaissances, ce sont des modes d'existence, ce sont des manières de vivre. Mais pourquoi est-ce que c'est des manières de vivre? Ça devient difficile parce qu'enfin, tout individu est composé des trois dimensions à la fois. C'est là qu'on va trouver comme un dernier problème.
Vous, moi, n'importe qui, n'importe quel individu a les trois dimensions à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en tirer? Chaque individu a les trois dimensions à la fois, d'accord, voilà exactement le problème. Chaque individu a les trois dimensions à la fois. Et pourtant, il y a des individus qui ne sortiront jamais du premier genre de connaissance. Ils n'arriveront pas à s'élever au deuxième ni au troisième. Ils n'arriveront jamais à former ce que Spinoza appelle une notion commune. Une notion commune étant précisément, je vous rappelle, l'idée d'un rapport caractéristique. À plus forte raison, ils n'auront jamais une connaissance de leur essence singulière, ni des autres essences singulières. Comment expliquer ça? Alors, ce n'est pas du tout automatique. Chaque individu a les trois dimensions, mais attention, il n'a pas par là même les trois genres de connaissances, il peut très bien en rester au premier. Comment expliquer ce dernier point? Prenons la question autrement. Quand est-ce qu'il y a des oppositions? Par exemple, on peut se haïr. Il arrive qu'on se haïsse. La haine, cette espèce d'opposition d'un mode existant, d'un individu à un autre individu. C'est quoi? Comment expliquer la haine? Voilà un premier texte de Spinoza. Livre 4 de l'éthique, l'axiome. L'axiome qui est au début du livre 4. Il va nous gêner beaucoup en apparence, cet axiome. Et Spinoza, il ne s'explique pas beaucoup là-dessus. Axiome. Il n'est aucune chose singulière, c'est-à-dire aucun individu. Il n'est aucune chose singulière dans la nature, qu'il n'y en ait une autre plus puissante et plus forte. Jusque-là, ça va. Il n'y a pas de dernière puissance. Parce que la dernière puissance, c'est la nature tout entière. Donc, il n'y a pas de dernière puissance dans la nature. Une chose étant donnée, elle se définit par un degré de puissance. Eh bien, il y a toujours un degré de puissance supérieur. Donc, si puissant que je sois, il y a toujours un degré de puissance, en effet. On a vu qu'il y avait une infinité de degrés de puissance. L'infini étant toujours en acte chez Spinoza, est toujours donné actuellement, est toujours donné en acte, un degré de puissance plus grand que le plus grand degré de puissance que je puisse concevoir. Donc jusque-là, ce ne serait pas gênant, cette action. Mais il ajoute, il n'est aucune chose singulière dans la nature qu'il n'y en ait une autre plus puissante et plus forte, mais étant donné une chose quelconque, il y en a une autre plus puissante qui peut détruire la première. Là, ça doit nous gêner, ce texte. Pourquoi? Parce que la seconde phrase apporte une précision inattendue. La première phrase nous dit « Une chose étant donnée, elle se définit par sa puissance. » Mais un degré de puissance étant donné, c'est-à-dire une chose dans son essence, le degré de puissance, c'est l'essence d'une chose, ben, il y en a toujours une plus puissante. D'accord, ça va, ça. On comprend. Seconde phrase, il ajoute, attention, par la chose plus puissante, la première chose peut toujours être détruite. C'est très embêtant, ça. Pourquoi? Du coup, on se dit, ah ben, j'ai rien compris, qu'est-ce qui va se passer? Il a l'air de nous dire qu'une essence peut être détruite par l'essence plus puissante.
Alors à ce moment-là, il n'y a plus de troisième genre de connaissance. Il n'y a même plus de second genre de connaissance. Parce qu'une destruction, c'est quoi? C'est évidemment l'effet d'une essence sur une autre. Si une essence peut être détruite par l'essence plus puissante, par l'essence de degré supérieur, c'est la catastrophe, tout le spinozisme s'écroule. Hein? On est ramené aux effets, on est ramené au premier genre. Il ne peut plus y avoir de connaissance des essences. Comment s'il y aurait une connaissance adéquate des essences si les essences sont dans des rapports tels que l'une détruit l'autre? Il y a une proposition 37. Et la proposition 37 comporte, après son énoncé et après la démonstration de la proposition, comporte une proposition hors cadre sous le titre de Scully. Et le Scully nous dit ceci: l'axiome de la quatrième partie. Vous voyez ce que je viens de lire. L'axiome de la quatrième partie concerne les choses singulières en tant qu'on les considère en relation avec un certain temps et un certain lieu. Ce dont je crois, personne ne doute. Là, il faut rire, parce que c'est quand même ce dont je crois, personne ne doute. Il a attendu tellement de pages, alors qu'il aurait pu nous le dire au niveau de 4. Ça nous aurait aidé. On aurait été moins troublés. Son affaire, pourquoi il le dit seulement bien après? Il le dit quand il a besoin de le dire. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, cette précision? Il nous dit, attention, l'axiome de la destruction, l'axiome de l'opposition. Une essence peut s'opposer à une autre au point de la détruire. Ça ne se comprend que quand on considère les choses en relation avec un certain temps et un certain lieu. Il ne nous en dit pas plus. Qu'est-ce que ça veut dire considérer les choses en relation avec un certain temps et un certain lieu? Ça veut dire les considérer dans leur existence. Qu'est-ce que ça veut dire, les considérer dans leur existence? Les considérer en tant qu'elles existent, en tant qu'elles sont passées à l'existence, en tant qu'elles passent à l'existence. Ça veut dire quoi? On l'a vu. Passer à l'existence, c'est quoi? C'est, on passe à l'existence, une essence passe à l'existence lorsque une infinité de parties extensives est déterminée, se trouve déterminée du dehors à lui appartenir sous tel rapport. J'ai une essence. Moi, Pierre ou Paul, j'ai une essence. Je dis que je passe à l'existence lorsque une infinité de parties extensives est déterminée du dehors, c'est-à-dire par les chocs qui renvoient à d'autres parties extensives, est déterminée du dehors à entrer sous un rapport qui me caractérise. Donc avant, je n'existais pas, dans la mesure où je n'avais pas ces parties extensives. Naître, c'est ça. Je nais lorsque une infinité de parties extensives sont déterminées du dehors par la rencontre avec d'autres parties, à entrer sous un rapport qui est le mien, qui me caractérise. Vous voyez? À ce moment-là, j'ai rapport avec un certain temps et un certain lieu. Qu'est-ce que c'est que ce temps et ce lieu? Temps de ma naissance et lieu de ma naissance, ça s'est passé ici. C'est ici. Ici et maintenant, c'est quoi? Mais c'est le régime des parties extensives. Les parties extensives, les ensembles de parties extensives, ils ont toujours un temps et un lieu. Bien plus, ça durera ce que ça durera.
Les parties extensives sont déterminées du dehors à entrer sous tel rapport qui me caractérise, mais pour combien de temps? Jusqu'à ce qu'elles soient déterminées à entrer sous un autre rapport. À ce moment-là, elles passent dans un autre corps. Elles ne m'appartiennent plus. Ça dure un certain temps. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire alors? En quoi ça doit nous éclairer? En fait, je ne peux parler d'opposition entre deux individus que dans la mesure où ces individus sont considérés comme existants ici et maintenant. Très important pour la formation des rapports d'opposition. C'est uniquement dans la mesure où des individus sont considérés comme existants ici et maintenant qu'ils peuvent entrer. Ce n'est pas une question de bonté ou de méchanceté, c'est question de possibilité logique. Je ne peux avoir des rapports d'opposition avec un autre individu qu'en fonction de quoi? En fonction des parties extensives qui nous composent, qui nous appartiennent. Hein? C'est ça le lieu. Le milieu de l'opposition, c'est ça, c'est les parties extensives. Et en effet, c'est bien forcé. Il s'agit de quoi dans les oppositions entre individus? Dans les oppositions entre individus, il s'agit toujours de savoir sous quel rapport, finalement, vont entrer tel ensemble infini de parties extensives. Imaginez la triste situation. Je me bats avec un chien pour manger une espèce de pâté. Hein. Bon. Spectacle horrible. Comment le raconter, ce spectacle? Eh bien, il s'agit de quoi? Vous avez trois termes. Hein? La nourriture, le chien et moi. Alors je mords le chien pour m'emparer de son aliment. Le chien, il me donne un coup de patte. Bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Vous avez un ensemble infini de parties extensives sous le rapport viande. Vous avez un ensemble infini de parties extensives sous le rapport chien. Vous avez un ensemble infini de parties extensives sous le rapport moi. Et tout ça, ça tourbillonne. Et tout ça, ça s'entrechoque. À savoir, moi, je veux conquérir les parties extensives de la viande pour me les assimiler, c'est-à-dire leur imposer mon rapport. Faire qu'elles n'effectuent plus le rapport viande et qu'elles viennent effectuer un de mes rapports à moi. Le chien, il veut pareil. Le chien, je le mords, c'est-à-dire je veux le chasser, etc., etc. Lui, il mord, enfin, on n'en sort plus. C'est le domaine des oppositions. L'opposition, c'est l'effort. C'est l'effort respectif de chaque existant pour s'approprier des parties extensives. Qu'est-ce que veut dire s'approprier des parties extensives? C'est-à-dire faire qu'elles effectuent le rapport qui correspond à tel individu. Bon. En sens, je peux toujours dire je suis détruit par plus fort que moi. Et en effet, tant que j'existe, c'est le risque de l'existence. Bon.
Et ce risque d'existence, et ce risque de l'existence, ça ne fait qu'un avec ce qu'on appelle la mort. Puisqu'encore une fois, qu'est-ce que c'est que la mort? C'est le fait que Spinoza appellera nécessaire au sens d'inévitable, que les parties extensives qui m'appartenaient sous un de mes rapports caractéristiques cessent de m'appartenir et passent sous un autre rapport qui caractérise d'autres corps. C'est inévitable en vertu même de la loi de l'existence. Une essence rencontrera toujours une essence de plus forte qu'elle, sous des conditions d'existence qui fait que dès lors l'essence plus forte détruit. Détruit quoi? Littéralement, détruit l'appartenance des parties extensives à la première essence. Bon, d'accord. Mais je dis d'abord, quitte à corriger tout à l'heure, et je dis qu'il faudra bien corriger. Je dis, supposez maintenant que je sois mort. Je suis mort, d'accord, je suis mort. Pour Spinoza, là, ça va prendre un air abstrait. Essayez, c'est à vous de faire un effort. Hein. Je vais essayer de dire tout à l'heure pourquoi ça ne me paraît pas abstrait, mais faites un effort. Je suis mort. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, si vous acceptez ces prémices, qui ne sont pas du tout, il me semble, de la théorie abstraite, hein, qui sont vraiment une manière de vivre. Si c'est bien ça la mort, ça veut dire qu'il n'y a plus de parties extensives. Il n'y a plus aucun ensemble extrinsèque qui m'appartienne. Je suis dépossédé. D'accord, je suis dépossédé. Je n'ai plus de partie. Ça veut dire mes rapports caractéristiques cessent d'être effectués. Ça veut dire tout ça, mais rien que ça. Alors qu'est-ce que ça n'empêche pas la mort? Ce que ça n'empêche pas, selon Spinoza, c'est que mes rapports, eux, ils cessent d'être effectués, d'accord, mais il y a une vérité éternelle de ces rapports. Ils ne sont pas effectués, d'accord, mais on a vu que pour Spinoza, les rapports étaient largement indépendants de leurs termes. Effectuer un rapport, ça veut dire des termes arrivent qui effectuent le rapport. Un rapport, il est effectué par ses termes. Là, il n'y a plus de termes qu'il effectue. Mais le rapport, il ne se réduit pas aux termes qu'il effectue. Donc, le rapport, il a une vérité éternelle en tant que rapport. Une vérité indépendante de ses termes. Il n'est plus effectué. Mais il reste actuel en tant que rapport. Ce n'est pas qu'il passe à l'état de virtualité. Il y a une actualité du rapport non effectuée. Et à plus forte raison, il y a une actualité de l'essence qui s'exprime dans le rapport, puisque l'essence n'est pas du tout une partie extensive, c'est une partie intensive. C'est un degré de puissance. Et bien, ce degré de puissance ne lui correspond plus aucune. Ce degré, on l'a vu la dernière fois, ce degré d'intensité ne lui correspond plus rien en extension. Il n'y a plus des parties extensives qui correspondent à la partie intensive. D'accord? Bon. Mais la réalité de la partie intensive en tant qu'intensive, elle subsiste. En d'autres termes, il y a une double éternité, tout à fait corrélative. Il y a une double éternité, l'éternité du rapport, ou des rapports qui me caractérisent, et l'éternité de l'essence singulière qui me constitue, qui elle ne peut pas être affectée par la mort. Et bien plus à ce niveau, comme il est dit dans le livre 5 par le texte que je viens de lire, à ce niveau, il ne peut pas y avoir d'opposition. Pourquoi? Parce que tous les rapports se composent à l'infini suivant les lois des rapports.
Il y a toujours des rapports qui se composent. Et d'autre part, toutes les essences conviennent avec toutes les essences. Chaque essence convient avec toutes les autres en tant que pur degré d'intensité. En d'autres termes, pour Spinoza, dire qu'un degré de puissance ou un degré d'intensité détruit un autre degré d'intensité, c'est une proposition dénuée de sens. Les phénomènes de destruction ne peuvent exister qu'au niveau. Et elles ont pour statut. Et elles renvoient au régime des parties extensives qui m'appartiennent provisoirement. Dès lors, qu'est-ce que ça veut dire? Je sens, j'expérimente que je suis éternel. C'est pas je le sais. Ce que j'aimerais vous faire sentir, c'est la différence entre les deux propositions. Je sais et je maintiens que je suis immortel. Et si vous voulez, la proposition, on pourrait dire que c'est une proposition, je ne sais pas, théologique. Je sais et je maintiens que je suis immortel. Et je sens et j'expérimente que je suis éternel. Et en effet, Spinoza s'en prend dans le livre 5 à toute conception de l'immortalité. Il nous dit non, non. Il ne s'agit pas de dire que chacun est immortel, il s'agit de dire que chacun est éternel, et ce n'est pas du tout pareil. Pourquoi ce n'est pas du tout pareil? Comment ça se présente chez Spinoza? Qu'est-ce que c'est cette expérimentation? C'est plus que, je crois qu'il faut prendre le mot au sens le plus fort. C'est pas simplement je fais l'expérience, j'ai l'expérience. C'est plutôt faire l'expérience d'une manière active. Je fais l'expérience que je suis éternel. Qu'est-ce que c'est que cette expérimentation? Très curieux, si vous cherchez dans la littérature, c'est bien plus tard, c'est dans le 19e, c'est dans la littérature anglaise du 19e que vous trouverez une espèce de spinozisme de ce type, l'éternité, une espèce d'expérimentation de l'éternité. Et bizarrement lié aussi à l'idée d'intensité. Comme si je ne pouvais faire l'expérience de l'éternité que sous une forme intensive. C'est un thème fréquent chez des auteurs qui justement ne paraissent pas tellement éloignés de Spinoza, même s'ils ne le savent pas, des auteurs comme Lawrence, un moindre titre comme Powys, une espèce d'expérimentation de l'éternité sous forme de l'intense. Voilà, j'essaie de rendre plus concret. Comme vous existez là, vous vous opposez aux autres, on s'oppose tous les uns aux autres, et Spinoza ne dit pas du tout, il faudrait sortir de ça, il sait bien que c'est absolument nécessaire, c'est une dimension. C'est une dimension de l'existence, d'accord? Mais il dit, voilà, prenons deux cas extrêmes. Prenons l'individu A, l'individu Pierre. Prenons Pierre qui, lui, passe la majeure partie, vous allez voir comme là ça vient nuancé et très concret, Spinoza, on peut dire de Pierre qu'il a passé sa vie en gros dans le premier genre de connaissance. Ouais, c'est même le cas de la plupart des gens, puisque, suivant Spinoza, il faut quand même un peu de philosophie pour sortir du premier genre de connaissance. Et il faut... ouais. Non, prenez le cas de quelqu'un qui vit dans le premier genre de connaissance, la majeure partie. Pourquoi je précise la majeure partie? En fait, il faut être très optimiste, ça n'arrive pas tout le temps. Ce quelqu'un, de toute façon,
il aura bien compris un petit truc dans sa vie. Une fois, pas longtemps. Un jour, un soir, en rentrant chez lui, il aura compris un petit quelque chose, il aura eu l'impression de comprendre un petit quelque chose. Peut-être qu'il aura vraiment compris quelque chose et puis qu'ensuite, toute sa vie, il le passera à essayer d'oublier ce qu'il avait compris, tellement que c'était frappant. Tout d'un coup, il s'est dit, mais quoi, qu'est-ce que... Il y a quelque chose qui ne va pas. Tous, même le dernier des misérables a fait cette expérience. Même le dernier des crétins est passé à côté de quelque chose où il s'est dit, mais est-ce que j'aurais pas passé toute ma vie à me tromper? Alors, on sort toujours un peu du premier genre de connaissance. C'est-à-dire, en termes spinozistes, il aura compris, même sur un point minuscule, il aura eu une intuition ou bien de quelque chose d'essentiel, ou bien il aura eu une espèce ou bien l'intuition d'un essentiel, oui, ou la compréhension d'un rapport. Il y a même, alors là on peut être très généreux, il y a très peu de gens qui sont totalement idiots. Il y a toujours un truc qu'ils comprennent. Je veux dire, on a tous notre petit truc, par exemple un sens, les uns ont un sens étonnant de tel animal, ça ne les empêche pas d'être méchants, tout ça, mais là ils ont quelque chose, ah oui là, ou bien le sens du bois, ah oui ça, ce type c'est imbécile et méchant, au moins quand il parle des arbres, il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose. Hein, qui nous on passe notre temps à faire ces expériences-là, là oui. L'impression que si vous voulez, c'est fini, que même le pire clown, hein, il y a un point où non, c'est fini d'être clown, là, enfin il y a quelque chose. Donc c'est comme ça, vous pouvez vous dire, ah bah oui, personne n'est condamné au premier genre de connaissance, il y a toujours un petit espoir, quoi. Oh, c'est très important, ça. Parce qu'encore une fois, ce par quoi nous nous sauvons, c'est uniquement, et très bizarre, que je puisse même plus parler de la durée, que je sois forcé de parler en termes d'instant. Il y a toujours des moments où il y a une lueur chez quelqu'un. Ah, il était moins odieux que je ne croyais. Il suffisait de trouver le truc. Alors, bien sûr, parfois on n'a plus envie de trouver. Bon, d'accord, et puis ça tombe vite, hein. Ça tombe vite, mais je sais pas, moi, le pire agent de police, le pire... il y a sûrement un petit truc chez lui, sûrement. Alors Spinoza, il fait pas du tout de l'appel à l'armée du salut, il faut sauver tout le monde. Non, il veut nous dire quelque chose d'autre. Il veut nous dire, voilà, vous comprenez, c'est très compliqué parce que finalement, votre existence, c'est affaire de proportion. Qu'est-ce que ça veut dire, affaire de proportion? Ben, d'accord. Vous avez des parties extensives qui vous composent. Et tant que vous existez, pas du tout question d'y renoncer. Il est complètement contre. Qu'est-ce que ce serait? Renoncer aux parties extensives qui me composent. C'est-à-dire renoncer à toutes les combinaisons de l'existence. Comme ça, se retirer des oppositions vécues. Je me retire des oppositions vécues, ah bon, et ben, je ne mange plus que de l'herbe, j'habite une grotte, etc. C'est en gros ce qu'on a toujours appelé l'ascétisme. Spinoza, ça n'intéresse pas du tout, ça lui paraît même une solution très très louche. Très très louche. Il va jusqu'à penser que l'ascète est profondément méchant et que l'ascète poursuit une haine inexpiable contre le monde, contre la nature, etc. Donc c'est pas du tout ce que veut nous dire Spinoza. Il nous dit, faites attention, dans votre existence, c'est affaire d'une proportion relative.
entre quoi et quoi. Vous m'accordez, j'ai donc maintenant mes trois dimensions de l'individu, les parties extensives. Deuxièmement, les rapports. Troisièmement, l'essence ou la partie intensive qui me constitue. Je peux les exprimer sous la forme suivante. Les parties extensives qui m'appartiennent, c'est tout comme les idées inadéquates que j'ai. Elles sont nécessairement inadéquates. C'est donc les idées inadéquates que j'ai et les passions qui découlent de ces idées inadéquates. Les rapports qui me caractérisent lorsque j'arrive à leur connaissance, c'est les notions communes ou des idées adéquates. L'essence comme pure partie intensive, comme pur degré de puissance qui me constitue, c'est encore une et des idées adéquates. Spinoza nous dit, dans votre existence, vous pouvez vous-même avoir une vague idée de la proportion qu'il y a entre les idées inadéquates et passion, puisque les deux s'enchaînent, les idées inadéquates et affect-passion qui remplissent votre existence, d'une part, et d'autre part, les idées adéquates et les affects actifs auxquels vous arrivez. Vous vous rappelez les idées inadéquates. Je vais terminer rapidement pour vous demander si vous avez compris. Les idées inadéquates et les passions. Ça renvoie à la dimension de l'existence, à la première dimension, avoir des parties extensives. Les deux autres aspects, connaissance des rapports et connaissance des degrés de puissance comme partie intensive, ça renvoie aux deux autres aspects, les rapports caractéristiques et l'essence comme partie intensive. Supposez que dans mon existence, j'ai relativement, il n'est pas question d'abjurer les parties extensives, ce serait se tuer. Et on a vu ce que Spinoza pensait du suicide. Imaginez que durant mon existence, j'ai relativement atteint, et Spinoza dit, plus ce serait impossible, puisque vous avez des parties extensives, et vous êtes soumis à la loi des parties extensives. Non, mais supposez que vous ayez atteint relativement fréquemment à des idées adéquates et à des affects actifs. Voilà un cas, premier cas. Et deuxième cas, imaginez l'autre cas. Vous y avez atteint très très rarement. Et peu durablement. Bon, mettez-vous maintenant à l'instant de votre mort. Très concret tout ça. Lorsque vous mourrez, dans le premier cas et dans le second cas, qu'est-ce qui se passe? Dans le second cas, lorsque vous mourrez, ça veut dire de toute manière, vos parties extensives disparaissent. C'est-à-dire, elles vont dans d'autres corps, c'est-à-dire elles effectuent d'autres rapports que le vôtre. Lorsque vous mourrez, et que, second cas, vous avez eu en majorité dans votre existence des idées inadéquates et des affects passifs, ça veut dire que ce qui meurt, c'est relativement la plus grande partie de vous-même. C'est proportionnellement la plus grande partie de vous-même. Au contraire, l'autre cas, c'est curieux, c'est là qu'intervient une espèce de proportion relative. C'est ça qui est important dans le livre 5. Si ça vous échappe dans le livre 5, pourtant il le dit explicitement, je crois que vous ne pouvez pas comprendre le mouvement du livre 5. L'autre cas, supposez que dans votre existence, vous ayez atteint au contraire proportionnellement un nombre relativement grand d'idées adéquates et d'affects actifs. À ce moment-là, ce qui meurt de vous,
c'est relativement une partie peu importante, insignifiante. Alors c'est très curieux, et il me semble que là se réintroduit chez Spinoza l'idée de l'existence en tant qu'épreuve. Mais ce n'est pas du tout une épreuve morale. C'est comme une espèce d'épreuve physico-chimique. J'expérimente que je suis éternel, oui. Qu'est-ce que veut dire ce texte? Ça veut dire, je l'expérimente dès maintenant. À quelles conditions? Ce n'est pas du tout la question, est-ce que l'âme survit au corps? Pas du tout la question. La question de l'immortalité, c'est en quel sens et sous quelle forme l'âme survit-elle au corps, tel que ça a été posé par la théologie et la philosophie de, si vous voulez, là il me semble, quelles que soient leurs différences qui sont grandes, de Platon à Descartes. De Platon à Descartes, ce qui est posé, c'est vraiment la question de l'immortalité de l'âme. Et l'immortalité de l'âme, elle passe forcément à ce moment-là par le problème d'un avant et d'un après. Pourquoi? Qu'est-ce qui détermine l'avant et l'après du point de vue de l'immortalité de l'âme? À savoir le moment de l'union de l'âme et du corps. À savoir, l'avant de l'âme, c'est avant l'incarnation, avant que l'âme s'unisse à un corps. L'après, l'après de l'immortalité, l'après de l'âme, c'est après. Que l'âme, après la mort, c'est-à-dire après que. D'où la gêne de tous les auteurs qui ont parlé d'une immortalité de l'âme. Leur gêne, c'est quoi? C'est que l'immortalité de l'âme ne peut être appréhendée ou ne peut être conçue que sous les espèces encore temporelles d'un avant et d'un après. Et c'est déjà tout le thème du Phédon, qui porte sur l'immortalité de l'âme chez Platon. Le dialogue de Platon du Phédon lance une grande doctrine de l'immortalité de l'âme, précisément sous la forme de l'avant et l'après. Avant l'union, après l'union. Lorsque Spinoza oppose son éternité à l'immortalité, on voit très bien ce qu'il veut dire. Du point de vue de l'immortalité, si vous voulez, je peux savoir que l'âme est immortelle. Mais en quoi consiste l'immortalité? Ça consiste à dire que je sais, par exemple, je sais alors de quel savoir, ça c'est autre chose, mais je sais que mon âme ne meurt pas avec mon corps. Même si j'admets l'idée platonicienne que c'est là un savoir, je ne sais pas sous quelle forme, et tous le disent. Pourquoi? Parce que l'immortalité semble bien exclure l'avant et l'après, par là est déjà une éternité, mais précisément elle ne peut être sue ou connue que sous les espèces de l'avant et de l'après. Et Descartes encore le dira. Sous quelle forme? Que l'âme soit immortelle, ça je peux dire, j'en suis sûr, selon Descartes. Mais sous quelle forme? J'en sais rien. Je peux tout au plus affirmer que il y a un avant et qu'il y a un après, que l'âme n'est pas née avec le corps et qu'elle ne meurt pas avec le corps. Je peux affirmer le que, je ne peux pas affirmer le ce que ou le comment. Il faudrait une intuition intellectuelle, comme ils disent. Or, on n'a pas l'intuition intellectuelle. Très bien. Spinoza, c'est pas comme ça qui pose un problème, parce que pour lui, le problème, c'est pas du tout un avant et un après, c'est un en même temps que. Je veux dire, c'est en même temps que je suis mortel que j'expérimente que je suis éternel. Et expérimenter que je suis éternel, ça ne veut pas dire qu'il y a un avant, qu'il y a eu un avant et qu'il y aura un après. Ça veut dire que dès maintenant, j'expérimente quelque chose qui ne peut pas être sous la forme du temps. Et qu'est-ce que c'est que ce qui ne peut pas être sous la forme du temps? À savoir qu'il y a deux sens absolument opposés du mot partie.
À savoir, il y a des parties que j'ai, sont les parties extensives extérieures les unes aux autres. Et celles-là, je les ai sur le mode du temps. En effet, je les ai provisoirement, je les ai dans la durée. Je les ai sur le mode du temps. C'est des parties extérieures les unes aux autres, des parties extensives que j'ai. Bon. Mais lorsque je dis partie intensive, je veux dire quelque chose de complètement différent. Les deux sens du mot partie diffèrent en nature. Parce que lorsque je dis partie intensive égale essence, c'est plus une partie que j'ai, c'est plus des parties que j'ai, c'est une partie que je suis. Je suis un degré de puissance, je suis partie intensive. Je suis une partie intensive et les autres essences sont aussi des parties intensives. Partie de quoi? Eh bien, partie de la puissance de Dieu, dit Spinoza. Bon, il parle comme ça, très bien. Expérimenter que je suis éternel, c'est expérimenter que partie au sens intensif, diffère en nature, coexiste et diffère en nature de partie au sens extrinsèque, extensif. J'expérimente ici et maintenant que je suis éternel. C'est-à-dire que je suis une partie intensive ou un degré de puissance irréductible aux parties extensives que j'ai, que je possède, si bien que lorsque les parties extensives me sont arrachées, également, ça ne concerne pas la partie intensive que je suis de toute éternité. J'expérimente que je suis éternel. Mais encore une fois, une condition, à condition que je me sois élevé à des idées et à des affects qui donnent à cette partie intensive une actualité. C'est en ce sens que j'expérimente que je suis éternel. Donc, c'est une expérimentation qui signifie une éternité, oui, de coexistence, et pas une éternité et pas une immortalité de succession. C'est dès maintenant dans mon existence que j'expérimente l'irréductibilité de la partie intensive que je suis de toute éternité, que je suis éternellement, avec les parties extensives que je possède sous la forme de la durée. Mais si je n'ai pas actualisé mon essence, ni même mes rapports, si j'en suis resté à la loi des parties extensives qui se rencontrent les unes les autres du dehors, à ce moment-là, je n'ai même pas l'idée d'expérimenter que je suis éternel. À ce moment-là, quand je meurs, oui, je perds la plus grande partie de moi-même. Au contraire, si j'ai rendu ma partie intensive proportionnellement la plus grande, qu'est-ce que ça veut dire? Là, évidemment, il y a bien une petite difficulté. Voilà qui met en jeu, si vous voulez, dans une espèce de calcul proportionnel, les parties extensives que j'ai et la partie intensive que je suis. C'est difficile puisqu'il n'y a pas de communauté de nature entre les deux sens du mot partie. Alors comment est-ce qu'il peut dire que les unes et les autres sont plus ou moins grandes relativement à l'autre? On nous dit quand je meurs, tantôt, ce qui périt, à savoir les parties extensives qui s'en vont ailleurs, ce qui périt de moi, et dans certains cas, la plus grande partie, dans l'autre cas, c'est au contraire une partie assez insignifiante, assez petite. Il faudrait donc que la partie intensive et les parties extensives aient une espèce de critère commun pour entrer dans cette règle de proportion, à savoir des deux cas extrêmes, où tantôt les parties extensives qui disparaissent
constitue la plus grande part de moi-même, tantôt au contraire, elle ne constitue qu'une petite part de moi-même parce que c'est la partie intensive qui a pris la plus grande part de moi-même. Bon, on ne peut pas aller plus loin. À savoir, peut-être que c'est à nous, dans l'existence, d'établir cette espèce de calcul de proportion ou de sens vécu de la proportion. Il faudrait dire que oui, qu'est-ce qui est important dans une vie? Non, qu'est-ce qui est important? Le critère de l'importance. À quoi vous avez donné de l'importance? C'est l'importance. Il faudrait faire presque de l'importance. L'importance. On appelle là, ça c'est pas important, ça c'est important. Il faudrait presque en faire un critère d'existence, quoi. Les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie? Est-ce que ce qui est important, est-ce que c'est de parler à la radio? Est-ce que c'est de faire une collection de timbres? Est-ce que c'est d'avoir une bonne santé, peut-être, tout ça? Est-ce que c'est... qu'est-ce que c'est une vie heureuse, au sens où quelqu'un meurt en se disant, après tout, j'ai fait en gros ce que je voulais. J'ai fait à peu près ce que je voulais, ou ce que j'aurais souhaité. Oui, ça, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que cette curieuse bénédiction qu'on peut se donner à soi-même et qui est le contraire d'un contentement de soi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette catégorie? L'important. Oh non, oui, d'accord, ça c'est embêtant, mais c'est pas important. Qu'est-ce que c'est ce calcul? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas la catégorie du remarquable ou de l'important qui nous permettrait de faire des proportions entre les deux sens irréductibles du mot partie? Ce qui dépend et ce qui découle de la part intensive de moi-même et ce qui renvoie au contraire aux parties extensives que j'ai. Alors, et puis évidemment, il y a toujours le problème, les morts prématurées. L'essence singulière, elle passe à l'existence, bon, et puis je suis écrasé bébé. Hein? Bon, jusqu'à quel point joue la règle spinoziste, à savoir, mais le temps que je dure n'a aucune importance, finalement. Spinoza le dit très ferme, mais là il a le droit de le dire, puisqu'il n'est pas mort très vieux, mais enfin il n'a pas été écrasé bébé. Il a eu le temps d'écrire l'éthique, alors quand même, les bébés qui meurent. Hein. La règle de Spinoza, mais après tout quand je meurs, ça ne veut dire qu'une chose, à savoir je n'ai plus de partie extensive. Là on est gêné devant le cas des morts prématurés. Parce que les morts prématurés, bon, on peut toujours dire, il a son essence éternelle. Mais cette essence éternelle, encore une fois, telle qu'on lit Spinoza, c'est pas simplement une essence comme une figure mathématique. C'est une essence qui n'existe comme essence que dans la mesure où elle est passée par l'existence, c'est-à-dire où elle a actualisé son degré, où elle a actualisé pour lui-même son degré, c'est-à-dire la partie intensive qu'elle était. De soi que quand je meurs prématurément, je n'ai pas actualisé la partie intensive que j'étais. En d'autres termes, je n'ai pas du tout exprimé, je n'ai pas du tout fait être l'intensité que je suis. Alors ça va quand on meurt quand même à un certain âge, mais tous ceux qui meurent avant. Là, je crois en effet qu'il faut plutôt... si on imagine qu'un correspondant aurait pu dire ça à Spinoza, demander ça à Spinoza, qu'est-ce que Spinoza aurait répondu? Je crois que là, il n'aurait pas du tout fait le malin, il aurait dit quelque chose comme, ah oui, que ça faisait partie de l'irréductible extériorité de la nature. Qu'il y avait, c'est comme toute la cohorte des gens qui ont été, qui seront, qui sont empoisonnés, etc. Que tout ce problème de la part extensive de nous-mêmes était tel que dans certains cas, il pouvait en effet faire. Je dirais qu'en termes spinozistes, il faudrait presque dire, celui qui meurt prématurément, ben oui, c'est un cas où la mort s'impose de telle manière qu'elle s'impose dans des conditions telles qu'à ce moment-là, elle concerne la majeure partie de l'individu considéré.
Mais ce qu'on appelle une vie heureuse, c'est faire tout ce qu'on peut, ça Spinoza le dit formellement, faire tout ce qu'on peut pour précisément conjurer les morts prématurées. C'est-à-dire empêcher les morts prématurées. Ça veut dire quoi? Pas du tout empêcher la mort, mais faire que la mort, lorsqu'elle survient, ne concerne finalement que la plus petite partie de moi-même. Voilà, je crois, tel qu'il voyait, expérimentait et sentait les choses. Bon, je dirais, est-ce que vous avez des réactions, des questions à poser? Oui, mais pas de théorie, hein, rien que du sentiment. Je voudrais faire remarquer que dans l'éthique, quand Spinoza dit « j'entends pas », intelligo dit « je », que quand il veut citer un exemple, il dit Paul ou Pierre, et que quand il dit « nous sentons et nous expérimentons », c'est un « nous » qui compte, ça veut dire c'est tous ensemble. Et de la même façon, quand il parle de l'amour intellectuel de Dieu dans le livre 5, c'est omnium, c'est tous ensemble. Et donc peut-être que la mort prématurée peut être corrigée d'une certaine façon par cette alliance, au fond, par cette communauté. Oui, ce que tu dis est très profondément vrai, parce que le nous, ça signifie qu'au niveau des essences, il ne peut y avoir d'opposition, encore une fois, qu'au niveau des existences et des parties extensives. Donc les essences, elles conviennent toutes avec toutes, en tant qu'essence. Alors, dire en effet que c'est les essences dont les vies ont été relativement réussies, qui peuvent prendre en charge ces morts prématurées, oui, je suis d'accord, vous avez raison, oui, sans doute, oui. Ouais. Lui, est-ce qu'il a eu une mort prématurée? À son goût, sûrement, il n'a pas eu une mort prématurée, pourtant... il est mort avant d'avoir fini un livre auquel il tenait beaucoup, hein. Mais sûrement, c'est difficile de dire comment quelqu'un est mort, mais c'est difficile de l'imaginer mourant autrement que se disant vraiment qu'il avait fait ce qu'il avait voulu, parce que c'est vrai, il a fait ce qu'il a voulu. On comprend mieux l'éternité, parce que l'éternité... Conséquence, oui. Et ça permet de distinguer mieux le deuxième genre et le troisième genre de connaissance. Qu'à un moment, au fond, tu assimiles la nature. Oui. Que tu cesses de différencier de nous. Oui, ça c'est parce que j'avais pas le temps, oui. Non, je dis pas, il peut y avoir des avantages. Toi, tu insistes sur une communauté d'essence. Oui, encore une fois, pour moi, c'est seulement une conséquence. La communauté découle des essences et n'est pas constitutive des essences. C'est vrai. C'est vrai, oui. Oui, là, il peut y avoir une différence. En effet, on pourrait concevoir un tout autre exposé qui mette l'accent sur la convenance des essences les unes avec les autres avant tout. Oui. Oui, moi je vais te dire, je crois qu'elles ne conviennent que dans la mesure où elles ont réussi à s'actualiser. Alors pour moi, la convenance, c'est... Alors on ne serait pas en désaccord, mais là aussi, c'est une différence d'accent. Comme je vous dis toujours, dans une lecture, vous êtes forcé de mettre vos propres accents. Bon. Oui. Dans la mesure où le victime de pouvoir être chassé, fusillé, tué en Hollande, c'est pas loin de faire il n'a jamais eu la tentation d'aller devant elle. Il a toute mort c'est la lettre, parce qu'elle est pas exactement la mort. Mourir, il faut mourir. C'est que la mort, elle n'a aucun objet. Et le fait que la souffrance de ceux qui aiment peut-être une je me demande si j'allais au-devant de la mort, je me demande c'est quoi le choix de faire? C'est pas quoi? Ah. Qui sécurise aussi. Moi, je ne peux répondre que sur le point suivant. Qu'est-ce que nous dit Spinoza à cet égard?
Oh, évidemment, pour lui, aller au-devant de la mort, c'est le type même et c'est presque le sommet de la vie inadéquate. Et on comprend très bien pourquoi. C'est parce qu'il a une idée à laquelle il croit, et moi je crois qu'il est une des idées les plus profondes qu'on ait eues. Il croit que par nature, la mort, quelle qu'elle soit, elle ne vient que du dehors. Que la mort, fondamentalement, c'est la loi des parties extérieures les unes aux autres. Et que sinon, l'idée même de mort n'a aucun sens. Alors, que la mort vienne toujours du dehors, là où Spinoza est très fort, c'est qu'à mon avis, il est le seul à concilier complètement l'idée que la mort est inévitable et que toute mort vient du dehors. C'est généralement, quand on dit la mort, elle vient du dehors, on reçoit comme objection, ah, mais alors, si la mort vient du dehors, elle n'a pas de nécessité, après tout, vous pourriez ne pas mourir, c'est idiot. Spinoza, il affirme à la fois l'extériorité radicale de la mort, toute mort est extérieure, toute mort vient du dehors. Il n'y a jamais une mort qui vient du dedans. Spinoza fait partie de ceux pour qui l'idée même d'une pulsion de mort mais est un concept grotesque, absolument grotesque, que c'est vraiment... Et, oui... C'est sûr que tu la poses souvent. Oui, oui, oui. L'écrivain Armand Faragi développait une intuition qui me semblait assez complémentaire à l'idée de Spinoza. Si on accepte le cas de figure possible du bébé se faisant écraser, il y a chez le créateur avec beaucoup de lumière de partout, mais on retrouve ça chez le musicien et chez les et il citait des exemples assez concrets que je vais donner, une espèce de sensative ou un terme de la durée en rapport à l'accident. À savoir, tel écrivain va mettre toute une vie, c'est-à-dire 80 années pour développer son œuvre, c'est comme exemple Victor Hugo. Tel autre va mettre 2 ans, 3 ans pour faire son œuvre, c'est le cas de Rimbaud et l'Océan. Et effectivement, à 25 ans, ils auront tout dit. Alors que d'autres auront tout dit à 80 années. On retrouve exactement les mêmes cas de figure chez les musiciens célèbres, tels que Mozart dans un cas, ou Bach dans l'autre. Et ils disent une chose qui est équivalente. On ne peut pas dire que l'œuvre de Bach soit plus importante que celle de Mozart, ou l'œuvre de Victor Hugo plus importante que celle de Rimbaud. Et donc tout se passe comme s'il y avait une vitesse de déroulement, une espèce de perception intime d'une durée donnée pour la création de l'œuvre, et que à la fin existe le rapport accidentel qui va mettre fin à cette œuvre. Mais dans tous ces cas de figure, l'œuvre sera faite et finie. Oui, il y a des exemples de ce type. Je crois même qu'il faudrait prendre en plus des exemples non sublimes, à savoir non esthétiques, non artistiques, cette espèce d'appréhension, d'évaluation du temps qui reste. C'est un sentiment qui est alors là, qui est très très, un sentiment profond dans l'existence. Quelle mesure, ça se fait avec quel genre de quantité ça se fait. Cette impression, quand des gens ont l'impression qu'ils en ont plus pour longtemps, commencent à ranger, comme on dit, ranger ses affaires, hein, arranger les trucs. C'est intéressant ça. Bon, alors, il y a bien ces évaluations. Ce qui est très important, en effet, dans ce que dit Richard, il me semble, c'est que c'est pas du tout une évaluation globale. Hein. C'est pas lié à l'âge. C'est pas lié à un âge. Ce sentiment, en effet, qui vient du fond et qui me fait dire, oh tiens, c'est bien que ça touche à la fin. Hein, ça touche à la fin. Et c'est le contraire d'une panique, c'est le contraire d'une angoisse, tout ça. Comment l'expliquer? Je reviens à ceci. La mort vient toujours du dehors. Oui, d'accord. Vient toujours du dehors. Il n'y a pas de mort qui ne soit accidentelle. La vieillesse aussi, ça vient du dehors. Tout ça, ça vient du dehors. C'est une usure des parties extérieures. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que
Il y a d'une part des lois générales de l'espèce. Je sais que l'espèce implique telle durée, en gros telle durée globale. Il y a donc des déterminations générales de l'espèce. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une espèce dure tant de temps. Par exemple, un chat vit tant d'années, un homme vit tant d'années en moyenne. C'est moyenne de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des durées globales, des durées statistiques qui marquent le temps sous lequel des parties extensives appartiennent à telle essence. Une essence de chat, eh ben oui, ça vit combien de temps un chat? 10 ans, 12 ans, 18 ans. Les monstres, non, normalement. Bon, eh ben ils ont de la veine, les chats. Hein. 18 ans, un chat. Oh là là. Catastrophe. Bon, eh ben 18 ans, c'est énorme, ça. Non, je pense que c'est un chat exceptionnel. Bon, les hommes, ça vit actuellement, je ne sais pas quelle est la durée moyenne. C'est le temps durant lequel, encore une fois, des parties extensives m'appartiennent, sous des rapports qui me caractérisent. Bon, mais ce qui fait que ces parties extensives m'appartiennent et cessent de m'appartenir, ça c'est le domaine des accidents extrinsèques. Simplement que les accidents extrinsèques et des lois, c'est évident, ça a des lois. Donc en ce sens, la mort est absolument nécessaire, elle est absolument inévitable. Mais elle répond toujours à des lois qui règlent les rapports entre parties extérieures les unes aux autres. C'est en ce sens qu'elle vient toujours du dehors. Simplement, précisément, comme dit Spinoza tout le temps, je suis une partie de la nature, c'est-à-dire je suis ouvert sur tout ce monde de l'extériorité. En ce sens, la mort est inévitable. Plus elle vient de l'extérieur, plus elle est nécessaire. Ouais, voilà. Il y a un problème qui se poserait, c'est que si la mort, si on admet, et comment on fait ça, que la mort vient du dehors, si elle vient du dehors, il y a, venant du dehors, une affection. Il y a une affection mortelle qui vient du dehors et qui passe dans le dedans. Et le problème se poserait s'il y a une idée adéquate de l'affection. Et si les affects dont parle Spinoza peuvent, c'est-à-dire avant tout la joie ou la tristesse, peuvent amener une idée adéquate de l'affection mortelle comme venant du dedans. Ce serait un problème qui se poserait chez Spinoza, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certains textes de Spinoza où il dit qu'il est comme un malade, et un malade qui va mourir, qui va sombrer, s'il ne trouve pas justement une voie du salut. Quand Spinoza il parle comme ça, dans les premiers textes, c'est pas simplement une mort qui vient du dehors, c'est l'effet d'une affection ou d'une entame qui provoque une maladie. Et à cette maladie, il faut trouver un remède. Et le remède, c'est une forme de pensée ou une forme de, justement, de connaissance, comme il dit. Mais on ne peut pas dire simplement, sans en rester à un axiome très simple, la mort vient du dehors simplement. Par exemple, il y a certaines images qui participent à l'affection et qui seraient incompréhensibles si on laissait l'affection mortelle dans l'axiome de l'extériorité radicale. Par exemple, je pense à un texte de Henry Miller, par exemple, dans Le monde du sexe. Il raconte Henry Miller, non pas un événement qu'il cherche, par exemple, comme je disais tout à l'heure, à oublier, certains oublient ou cherchent à oublier toute leur existence, certains événements, mais il parle dans Le monde du sexe d'un événement presque inoubliable et qui l'affecte encore, mais dont il ne comprend pas du tout
justement ni ce qui produit en lui cette affection, ni ce qui fait qu'il y a affection lorsqu'il y pense. C'est l'événement où il dit que lorsqu'il a vu pour la première fois le sexe d'une petite fille, il a eu aussitôt une impression très étrange que cette petite fille se dédoublait. Il avait 8 ans, disait-il. Cette petite fille se dédoublait aussitôt et surgissait la surimpressionnant un homme au masque de fer. Et c'est une expérience très étrange, ça. Et il dit, eh bien, l'homme au masque de fer, il y a toute une série à partir de là. Il parle d'un masque africain et la même hallucination de l'homme au masque de fer. Et il dit, il doit y avoir un rapport entre l'excitation et l'agressivité dite virile, et justement, cet événement-là, mais je ne comprends pas le rapport. Donc ici, on a un type d'affection même secondaire qui, pour un écrivain, eh bien, dans son expérience même de l'écriture, n'arrive pas justement à se dire. Donc il y a des affections muettes ou indicibles. Et le problème qui se pose lorsqu'on parle lorsqu'on veut axiomatiser la mort en disant que c'est une mort qui vient du dehors, c'est le problème justement à la fois de l'affection indicible et des effets d'affection qui se posent, ou des séries justement événementielles à partir de ces effets. J'avoue, je comprends bien tout ce que tu dis. Ça peut même me paraître très intéressant, mais j'avoue que, à mon avis, ça n'a rien de spinoziste. Ah, je n'ai pas dit que c'était Spinoza. Ah, d'accord. Ah, non, d'accord. Parce que Spinoza ne parlerait pas, à propos de la mort qui vient du dehors, il ne pense pas que, dès lors, elle passe nécessairement dedans. Car, si vous avez compris, il n'y a pas d'intériorité à ce niveau chez Spinoza. Tout est extérieur, et ça reste extérieur. La seule intériorité telle que la conçoit Spinoza, c'est, et il emploie le mot, c'est, au lieu d'essence singulière, il parlera d'essence intime. L'essence singulière est en effet définie par une intimité. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'en tant que partie intensive, elle a une intériorité. Elle a une intériorité. Son intériorité consiste en quoi? Bizarrement, l'intériorité d'un degré de puissance, c'est la manière dont il comprend en soi les autres degrés de puissance. Et c'est ça une des grandes différences entre partie extensive et partie intensive. Une partie intensive quelconque est une pars intima, c'est-à-dire une part intime. Qu'est-ce que ça veut dire là? Une part intime, encore une fois, c'est très précis. Ça veut dire qu'un degré de puissance, en tant que tel, comprend en soi et les degrés de puissance inférieurs, il ne se confond pas, il comprend en soi et les degrés de puissance inférieurs et les degrés de puissance supérieurs. C'est par là que toutes les essences conviennent les unes avec les autres en vertu de cette intimité de toutes les essences dans chaque essence. Là, ce que tu disais tout à l'heure, je pourrais le reprendre au niveau de la convenance des essences et cette intimité de toutes les essences dans chacune. Il y a donc une intériorité à ce niveau, pour Spinoza. Mais au niveau de l'existence et des parties extensives, il n'y a que de l'extériorité. Il n'y a aucune intériorité. Donc les affects qui dépendent des parties extensives restent uniquement des affects d'extériorité. Si bien que je crois que Spinoza ne pourrait pas prendre à son compte la formule que vient d'employer Comtesse, à savoir un affect venu du dehors passe nécessairement au-dedans. Il ne peut pas passer au-dedans, puisque l'affect interne, ça ne peut être qu'un affect de l'essence en tant qu'essence, en tant que partie intensive, en tant que degré de puissance. Tandis que les affects qui viennent du dehors, ça ne peut être que des affects qui dépendent des interactions entre parties extérieures les unes aux autres. Et il n'y a pas de communication entre les deux. Je peux passer du premier genre au second genre et au troisième, mais un affect du premier genre, un affect passion, ne passe pas dans le dedans, c'est-à-dire
ne devient pas affect de l'essence. Donc tout ton développement, il est très intéressant, avec un exemple à faire frémir. C'est que, tu comprends, en quoi Miller, c'est un drôle d'auteur à cet égard, quant à ce qui nous occupe ici, parce qu'il y a vraiment des pages qui sont incontestablement spinozistes chez Miller. Mais c'est pas un commentateur de Spinoza, donc il a tous les droits. Tantôt, il a dans la cohérence de sa propre inspiration, il a des éléments d'inspiration très très spinozisme. Ça renvoie à tout le panthéisme de Henry Miller. Et puis, il a des inspirations qui viennent tout à fait d'ailleurs, ne serait-ce que tout un côté, alors qu'il lui vient de Dostoïevski. Et puis, le mieux, le plus beau, ce qui lui vient de lui-même, à savoir ce qui fait que toutes ces inspirations consistent les unes avec les autres, se conviennent les unes avec les autres. Or, à quel point, si tu veux, tout l'élément que tu as développé est évidemment non spinoziste, c'est pas difficile si vous vous rappelez l'idéal de Spinoza. L'idéal de Spinoza, je ne l'ai pas rappelé, mais j'en profite pour le rappeler là, c'est vraiment que le monde de l'inadéquate et de la passion, c'est le monde des signes équivoques. C'est le monde des signes obscurs et équivoques. Or, toi, tu as développé, à la Miller, l'exemple même d'un signe obscur. Or, pour Spinoza, là, Spinoza est sans aucune nuance. Vous vous traînez dans le premier genre de connaissance, vous vous traînez dans la pire des existences tant que vous en restez à des signes équivoques, que ces signes soient ceux de la sexualité, soit ceux de la théologie, soit ceux de n'importe quoi, peu importe d'où viennent ces signes, que ce soit les signes du prophète ou les signes de l'amant, c'est du pareil au même. C'est du pareil au même, c'est le monde des signes équivoques. Or, au contraire, toute la montée vers le second genre et le troisième genre de connaissance, c'est supprimer au maximum, et il dira toujours au maximum, en vertu de la loi des proportions. On est condamné, bien sûr, il y aura toujours des signes équivoques, on sera toujours sous leur loi. C'est la même loi que la loi de la mort. Mais le plus que vous pouvez substituer aux signes équivoques, le domaine des expressions univoques. Et c'est tellement un... Alors, problème du sexe, le monde du sexe, bah évidemment, Spinoza, il n'aurait pas écrit un livre sur le monde du sexe. Pourquoi il n'aurait pas écrit un livre sur le monde du sexe? Pourquoi est-ce que pour Spinoza, là, je n'ai pas besoin de le remplacer, c'est évident, là, qu'il nous dit quelque chose là-dessus. Eh ben, il nous dirait, oh mais ça existe, la sexualité, ça existe. Il dirait, c'est même tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais c'est votre affaire. Est-ce que vous en faites la part principale de votre existence ou une part relativement secondaire? Pourquoi lui, il dirait pour son compte? Évidemment, c'est aussi question de tempérament, de nature. Je crois que Spinoza était fondamentalement un chaste, hein, comme tous les philosophes, hein, d'abord, mais particulièrement lui. Pourquoi c'est très ancré, si vous voulez, du point de vue du spinozisme. C'est que pour lui, la sexualité est inséparable de l'obscurité des signes. S'il y avait une sexualité univoque, ah ça, il serait complètement pour. C'est pas contre, il n'est pas contre la sexualité. Si vous pouviez tirer et vivre dans la sexualité des expressions univoques, il vous dirait, allez-y, c'est ça qu'il faut faire. Mais voilà, il se trouve, a-t-il tort ou a-t-il raison, y a-t-il des amours univoques? Il semblerait plutôt, et il semble qu'on soit allé tout à fait dans ce sens, que loin de découvrir des ressources d'univocité dans la sexualité, on a au contraire jonglé et fait proliférer l'équivocité du sexuel. Et que ça a été ça, une des plus belles réussites de la psychanalyse, développer en tous sens l'extraordinaire équivocité du sexuel. Alors les critères de Spinoza, là, il s'agit de les comprendre avant. Il dira, vous comprenez, il ne faut pas m'en vouloir, mais Spinoza nous dirait, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Parce qu'il dirait, vous privilégiez, il ne faut pas privilégier à ce moment-là la sexualité, parce que si vous tenez à des signes équivoques, vous en trouvez partout, il ne faut pas vous en faire. Alors, vous pouvez être aussi bien prophète, vous pouvez être pervers, vous pouvez être prophète. C'est pas la peine d'aller chercher des trucs sur
sur la bisexualité, par exemple, ou sur le mystère du sexe, ou sur le mystère de la naissance, des signes. Vous prenez-les où vous voulez si vous aimez les signes équivoques. Mais une fois dit que le spinozisme, si c'est vrai ce que je vous proposais, c'est presque l'interprétation, le seul point d'interprétation auquel j'ai tenu depuis le début de ces séances sur Spinoza, si vraiment le spinozisme, c'est un effort pratique qui nous dit, pour ceux qui seraient d'accord avec un tel projet, avec une telle tentative, qui nous dit quelque chose comme vous comprenez, ce qui fait votre chagrin, votre angoisse, c'est précisément que vous vivez dans un monde de signes équivoques. Et ce que je vous propose, moi, Spinoza, c'est une espèce d'effort concret pour substituer à ce monde de l'obscur, à ce monde de la nuit, à ce monde du signe équivoque, un monde d'une autre nature, que vous allez extraire du premier, vous n'allez pas opposer du dehors, que vous allez extraire du premier, avec beaucoup de précautions, etc., et qui est un monde d'expression univoque. Là, Spinoza serait assez moderne, assez comme nous, quant à la sexualité, il pense, lui, qu'il n'y a pas d'expression univoque du sexuel. Alors ensemble, bon, sexuel, d'accord, ça vient du dehors aussi, ça vient du dehors, c'est-à-dire, bon, allez-y, mais que ce ne soit pas la plus grande partie de vous-même. Parce que si c'est la plus grande partie de vous-même, à ce moment-là, quand viendra la mort, ou bien plus, quand viendra l'impuissance légitime de l'âge, quand viendra tout ça, eh ben, vous perdrez la plus grande partie de vous-même. Vous voyez, l'idée de Spinoza très curieuse, c'est que finalement, sera la plus grande partie de moi-même ce que j'aurais fait durant mon existence comme étant la plus grande partie de moi-même. Alors, si je prends une partie mortelle, si je fais d'une partie mortelle la plus grande partie de moi-même, eh bien, à la limite, je meurs tout entier en mourant. Et je meurs avec désespoir. Si, oui. Moi, je pense, alors si on s'en tient à la connaissance du deuxième genre, comme la plupart, parce que même cette connaissance du troisième genre, on n'ose pas en parler. On ne parle pas. Alors, si on s'en tient à cette connaissance du deuxième genre, qu'advienne Gamédie. Oh, c'est bien aussi, ça marche. Il faudrait plutôt dire qu'est-ce qui nous manque si on s'en tient au troisième genre. Pourquoi? Il doit bien manquer quelque chose. Oui, Il doit manquer quelque chose. oui. Ce qui manque, ouais. Non, oui, ça, c'est absolument vrai. Ce qui manque, je crois, voilà. C'est que dans la connaissance du second genre, on comprend tout de quoi? On comprend tout des rapports. Et là, on ne peut pas aller plus loin que dans le domaine des rapports. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on comprend les rapports respectifs entre trois individus. Pourquoi je dis entre trois individus et pas entre deux ou quatre? Parce que le rapport entre trois individus, c'est l'exemple privilégié. A, B, C. J'appelle A un premier individu. J'appelle B un deuxième individu extérieur au premier. Et j'appelle C l'individu composé par A et B. Vous voyez pourquoi j'ai besoin dans cet exemple privilégié de trois individus. Deux individus qui composent leur rapport forment nécessairement un troisième individu. Exemple, le chyle et la lymphe, pour reprendre l'exemple de Spinoza, le chyle et la lymphe sont des parties du sang, ça veut dire il y a un individu, le chyle, un individu, la lymphe, dans la mesure, chacun sous un rapport, dans la mesure où leur rapport se compose, ils composent le sang, troisième individu. Donc, le deuxième genre de connaissance me dit tout sur les rapports qui composent et décomposent les individus. Qu'est-ce qu'il ne me dit pas? Eh bien, il ne me renseigne pas sur la nature singulière ou l'essence
de chaque individu considéré. À savoir, il ne me dit pas quelle est l'essence de A, quelle est l'essence de B, à plus forte raison quelle est l'essence de C. Il me dit comment C s'applique à A et B. Tu vois, et c'est exactement ça. Il me dit comment la nature du sang s'applique à la nature du chyle et à la nature de la lymphe, puisque le chyle et la lymphe composent le sang. Donc, moi qui vais rajouter à la question, quelque chose d'essentiel échappe, c'est-à-dire ce qui est l'essence, par conséquent à la mort, la plus grande partie de nos êtres sauvés. On en va sur la porte. Si, Moi, je voilà. Alors là, tu poses une question en effet très très précise, mais ça, je ne l'ai pas développée, pas parce qu'on ne peut pas la développer, parce qu'elle devient assez théorique. Car je le dis pour ceux que ce point intéresse. C'est comment on passe, en effet, chez Spinoza, du deuxième genre au troisième genre. Pourquoi est-ce qu'on n'en reste pas au deuxième genre? Là, le texte, pour ceux qui iront jusqu'au livre 5, ce que je souhaite pour tous ici, je signale quelque chose qui est, vu le caractère extraordinairement difficile de ce livre 5, j'ai dit pourquoi que la vitesse des démonstrations, il y a quelque chose à la fois de fantastique, c'est un texte d'une beauté. Je crois que vraiment, c'est la pensée qui a atteint un niveau de vitesse, de vol à toute allure. Là, c'est très curieux, ce livre 5. Eh bien, voilà, si j'essaie de décomposer. Le deuxième genre procède par notions communes. Les notions communes, c'est les idées de rapport. Ce n'est pas du tout, encore une fois, des notions générales ou abstraites. C'est les notions de rapport caractéristiques. C'est les compositions de rapport. C'est ça, les notions communes. Mais voilà. Les notions communes, qui sont des rapports composés, qui sont donc les idées d'une composition de rapport, nous mènent toujours, c'est ça le premier moment du raisonnement spinoziste, sont toujours liés à l'idée de Dieu. Bizarre, ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire une chose très simple. C'est que lorsqu'on vous considérez des compositions de rapports dans la nature, vous ne pouvez pas vous faire l'idée adéquate d'un rapport composé sans en même temps former une idée de Dieu comme fondement des rapports qui se composent. Bon, donc, vous allez normalement et nécessairement de la notion commune à l'idée de Dieu comme fondement de tous les rapports. En effet, l'idée de Dieu, elle est définie à ce niveau. À ce niveau, elle serait définie comme ceci, le fondement de toutes les compositions de rapports. Mais alors, vous voyez que l'idée de Dieu, elle est très bizarre chez Spinoza. Je veux dire, d'une part, elle est nécessairement liée à la notion commune, à l'idée des rapports qui se composent, mais d'autre part, en même temps, ce n'est pas une notion commune. C'est plus, c'est quelque chose de plus. Alors là, ça devient très bizarre. En effet, l'idée de Dieu, c'est pas l'idée des rapports qui se composent, c'est l'idée d'un véritable fondement concret pour toutes les compositions de rapports. C'est l'idée d'un être infini comme fondant tous les rapports qui se composent. C'est donc plus qu'un rapport qui se compose, l'idée de Dieu. Et pourtant, elle est liée à l'idée des rapports qui se composent. Donc je vais nécessairement de la notion commune, c'est-à-dire du second genre de connaissance, à l'idée de Dieu. Et là, l'idée de Dieu, donc c'est exactement, je ne vois pas d'autre pour vous faire comprendre, c'est comme si l'idée de Dieu avait deux faces chez Spinoza. Sur une face, elle est tournée du côté des notions communes. En effet, elle est tournée du côté des notions communes parce que elle est le fondement de tous les rapports qui se composent, et que les notions communes, c'est toujours l'énonciation de tel ou tel rapport qui se compose. Donc, elle a une face tournée vers les notions communes. Et je vais nécessairement la notion commune à l'idée de Dieu. Mais une fois que je suis dans l'idée de Dieu, je m'aperçois qu'il y a quelque chose de plus dans l'idée de Dieu que dans les notions communes. Si bien qu'elle a une face tournée vers autre chose. Qui est quoi? À savoir Dieu comme contenant, comme étant lui-même une essence qui contient toutes les essences.
à savoir toutes les essences singulières sont comprises dans l'idée de Dieu. Toutes les essences singulières sont comprises, contenues dans l'idée de Dieu. Bien que l'idée de Dieu est comme le pivot qui nous fait passer nécessairement du second genre au troisième genre. Est-ce que ça résout tout? Oui et non, parce que très bizarrement, et je dis ça pour finir parce que c'est très important dans le livre 5, si vous suivez, quand vous lirez bien le livre 5, vous verrez que Dieu, dans le livre 5, est successivement à quelques propositions de distance est présenté comme et sous deux portraits absolument différents. Au point que certains ont dit, mais ça va pas tout ça. Ça va pas, on ne peut pas se contredire à ce point-là, à quelques pages de distance. Et Spinoza n'éprouve aucun besoin de résoudre les apparentes contradictions, tellement justement, je crois, elles sont apparentes. Si on suit bien l'ordre du texte, on n'est pas gêné. Parce que, dans une première série de textes, il explique que nous aimons Dieu, mais que Dieu ne nous le rend pas. C'est un Dieu impassible. L'idée de Dieu nous donne l'idée d'un Dieu impassible, qui compose tous les rapports, mais qui, lui, n'est pas affecté. Nous l'aimons et il ne nous aime pas. Si vous voulez, c'est comme une résurrection du vieux Dieu épicurien. Vous attendez pas qu'il vous le rende, ça n'a aucune importance. Et quelques pages plus loin, dans l'amour que nous avons pour Dieu, l'amour du troisième genre, cette fois-ci, dans l'amour du troisième genre que nous avons pour Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'aime à travers notre amour pour lui, et c'est Dieu qui nous aime à travers notre amour pour lui. Où là, il y a comme une identité de notre amour pour Dieu, de l'amour de Dieu pour lui-même et de l'amour de Dieu pour nous. Ça, c'est bien le troisième genre de connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La contradiction, je ne la vois pas, c'est-à-dire elle ne me gêne pas du tout, en tout cas. Je dirais, la première sorte de texte, c'est l'idée de Dieu telle qu'elle est rapportée au second genre de connaissance. Et la seconde sorte de texte, c'est l'idée de Dieu rapportée au troisième genre de connaissance. Tant que Dieu est saisi uniquement comme fondement des rapports qui se composent, c'est un Dieu impassible. À savoir, n'importe quoi se compose très bien, tout est bien, etc. Quand on passe aux essences singulières, évidemment, l'idée de Dieu change de sens. Du deuxième au troisième genre, ça ne peut pas être la même idée de Dieu. Parce que cette fois-ci, c'est l'idée de Dieu comme étant une essence qui contient toutes les essences. L'essence absolument infinie qui contient tous les degrés de puissance. La puissance, ou comme il dit, oui, la puissance absolument infinie qui contient tous les degrés de puissance. Donc il y a une raison très forte pour que Dieu ait comme deux portraits successifs. Oui, c'est comme s'il faisait deux tableaux successifs d'une espèce de Dieu impassible, très épicurien, et puis, au contraire, un Dieu mystique. Le Dieu mystique du troisième genre, qui, à travers l'amour qu'on a pour lui, s'aime lui-même et nous aime nous. Et ça ne rejoint pas cette intériorité du degré de puissance, où un degré comprend les deux. Complètement, c'est la même chose. C'est tout à fait la même chose. C'est là, l'intimité, il n'y a plus que de l'intimité. Non, c'est pas gênant. Ouais. Oui, il appelle ça Dieu. Ouais. Pourquoi il y a la nécessité Des notions communes. Où est-ce que Spinoza, d'où vient-elle cette nécessité? Voilà, moi je vais te dire, là c'est une très bonne question, parce que tout ça c'est des questions très pratiques. Je traduis ta question, je la traduis comme ça pour mon compte. Est-ce qu'on peut être un spinoziste modéré? Je veux dire, un spinoziste modéré, ce serait un spinoziste qui dirait, ah ben oui, je vais jusque-là et je peux pas... et on dirait, mais pardonnez-moi, je peux pas aller plus loin. Alors, Richard, il demande, est-ce qu'on peut être un spinoziste qui s'en tient au second genre de connaissances et qui s'en contente? Moi, je suis très heureux de cette question. Je suis pas Ah, c'est pas ça.
dans tout le développement que tu as fait, à aucun moment, on ne sent la nécessité de ce fondement. Alors, ma question, c'est à quel moment et pourquoi est-ce que Spinoza éprouve la nécessité d'un fondement? Je cherche à comprendre ça. Je dirais à deux niveaux. Il éprouve la nécessité, oui. Il éprouve la nécessité d'un fondement parce qu'il a l'intime conviction, là, puisqu'encore une fois, c'est pas, on cherche pas, je comprends bien des raisons théoriques, il a l'intime conviction que l'idée de Dieu ne peut pas être traitée comme une simple notion commune. Que l'idée de Dieu est nécessairement l'idée d'un être à la fois infini et singulier. Que dès lors, un être infini, les notions communes pourraient nous le donner, mais un être à la fois infini et singulier, non. Il y a quelque chose dans l'idée de Dieu, c'est l'idée d'un être. C'est pas l'idée d'un rapport. Les notions communes, c'est des idées de relation, de rapport. Alors pourtant, je recommence quand même, bien que j'avais mal compris ton intervention, si je reprends ma question, est-ce qu'il est concevable un spinozisme mutilé, tronqué, qui s'arrêterait au second genre de connaissances, et qui dirait, oh ben non, le reste, ça va pas, je suis pas pour le reste. Ben, je me sentirais très pour un spinozisme mutilé. Moi, je trouve qu'au niveau des notions communes, c'est parfait. Ça me va, c'est très bien, pour une raison simple. Mais à ce moment-là, il y a une condition pour être un spinoziste tronqué. Pour être un spinoziste mutilé, il faut vraiment croire qu'il n'y a pas d'essence, qu'il n'y a que des relations. Si je crois qu'il n'y a que des relations et pas d'essence, là, ça va même de soi. Le troisième genre de connaissance, j'en ai pas besoin. Non seulement j'en ai pas besoin, mais il perd tout sens. Alors, il faut voir, vous ne pouvez être un spinoziste tronqué que si vous pensez que finalement, il n'y a pas d'être, il n'y a que des relations. Bon. Mais si vous pensez qu'il y a de l'être, si vous pensez que le mot essence n'est pas un mot vide de sens, à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous arrêter aux notions communes. Vous ne pouvez pas dire il y a des relations. Il faut un fondement des relations. C'est-à-dire, il faut que les relations soient fondées dans l'être. C'est par là que l'idée de Dieu, elle est autre chose qu'une notion commune. Une notion commune, c'est une idée de rapport. Dire l'idée de Dieu, c'est à la fois lié aux notions communes, mais ça excède, ça déborde la notion commune. Voyez ce qu'il veut dire, c'est très simple. Il veut dire, les relations doivent bien se dépasser vers quelque chose qui est. Il doit y avoir un être. Oui. Sans être radical, je donnerai un exemple différent comme ça. C'est si je prends, on dit d'accord pour les relations, et pourtant je vais dire, par exemple, moi en tant que physicien, j'ai besoin de essences. On avait vu à un certain moment, il y a plusieurs années, que sur tel type de sonorité, on peut le retrouver aussi en peinture. Oui. On a l'essence bois, on a l'essence métal, on a quelque chose qui mettons, dépasse effectivement les simples relations. Tout ça ne m'entraîne pas le fait que j'ai besoin, moi, pratiquement de ces essences, ou que le peintre a besoin de ces essences pour exprimer ses lumières, n'applique pas un principe d'unicité qui serait l'essence pour vous prendre. D'accord. Donc, à la limite, ça ne serait même pas tronqué au niveau des relations. Non. Toi, tu ne veux pas un spinozisme tronqué, mais tu fais un spinozisme mutant. Parce que ta transformation radicale, tu dis je garderai les essences. Donc, c'est pas là que je me distinguerai. Moi, j'étais beaucoup plus modeste. Mais tu ne gardes pas les essences, mais tu transformes complètement le sens spinoziste du mot essence. Alors, en effet, toi, ce que tu appelles essence, c'est finalement quelque chose qui est de l'ordre de l'événement. C'est l'événement du bois. C'est le bois comme événement et pas comme chose. Et Spinoza, lui, il garde au mot essence son sens absolument traditionnel dans la philosophie, c'est-à-dire ce que la chose est, par opposition à l'accident. Au contraire, toi, tu fais une révolution qui suppose la philosophie moderne, à savoir l'essence c'est l'accident. Oui. Je ne sais pas si je fais ça. Quand je parle c'est ça que tu fais. Tu ne fais pas ça. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas sûr parce que le bois en tant qu'événement, ça va être, le métal en tant qu'événement, ça va être effectivement une dominante donnée, quelque chose de donné. Mais quand je dis que tel type de percussion
m'appelle la description que tu donnes en termes spinozistes, c'est m'attire, me pousse à me dépasser vers quelque chose. Ce vers quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas du tout le domaine de l'événement. Je peux faire que des tautologies. Peut-être que Notre-Dame, il va être un spinozien orthodoxe. Et Octave, Ah, là, tu en veux beaucoup. L'idée, par exemple, l'idée de métal pur, par opposition aux événements que peut produire l'événement métallique dans la musique. L'idée d'un métal pur, j'arriverai pas à la décrire parce que je suis pas fort, mais c'est quelque chose, que j'arrive à concevoir. Évidemment que tu arrives à le concevoir. Évidemment, mais qu'est-ce que c'est ton idée de métal pur, hein? Là, on pourrait prendre, moi je vois très bien, on demanderait à Spinoza qu'est-ce que c'est un métal pour lui. Il donnerait une définition par l'essence. Et je suis sûr que toi, tu y arriverais, mais que ce serait justement une définition qui implique un tout autre sens de l'essence. Alors moi, si on me dit un métal pur aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement ce qu'on pourrait appeler une essence opératoire. L'essence désigne ce qui se dégage d'une chose à l'issue d'un certain type d'opération. Alors, quelles opérations dégagent l'essence? Ça, il faudrait se demander. Bon. D'accord, même si je dis, ah ben là, je ne peux pas bien dire. Mais, si tu veux, l'essence, au sens, il me semble, actuel, c'est quelque chose qui est inséparable d'un certain type d'opération qu'on fait passer, dans lequel on fait passer la chose. Par exemple, bon, l'essence d'un bois. Et là, on voit bien en quel sens l'essence est singulière. L'essence d'un bois, ça se voit au rabot. Au rabot, je dis ça, mais un musicien dirait autre chose. Un menuisier dirait, ça se voit en rabotant. Vous n'avez pas deux bois, même de la même espèce, hein, qui... les fibres du bois. Là. Or, ce rapport, quoi? Tu réduis l'idée de ça. J'entendais vraiment essence au sens fort, c'est-à-dire mais moi aussi. Qui n'est pas simplement, Non, j'ai pas l'impression pas simplement une essence opératoire. Alors, je prends un exemple pour essayer d'expliquer parce que c'est quelque chose de simple. C'est quand tu dis qu'un rapport est éternel, l'essence est éternelle. Bon, moi, je pensais à un morceau de musique. Une musique n'existe pas tant qu'elle n'est pas effectuée. Effectivement, un son, ça n'existe qu'effectué. Mais à la fois, on sait très bien qu'il y a, pour une forme musicale achevée, c'est-à-dire qu'il soit un morceau qui agisse, un morceau parfait, il n'y a qu'une forme possible, il n'y a qu'une expression possible. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit effectué ou pas, passe la forme parfaite du phrase. Là, j'ai un exemple très spinoziste. Donc, la forme parfaite d'une mélodie, qu'elle soit effectuée ou pas, ça nous concerne nous, mais ça ne concerne pas son essence. Or, on pourrait dire qu'une mélodie parfaite a une essence. Enfin, j'espère en tout cas. Et à ce niveau-là, quand je dirais que telle mélodie a une essence métallique, le fait que ça passe par des instruments métalliques ou pas n'est que de second ordre. Donc, c'est pour ça que l'essence de cette mélodie sera une essence proche, en tout cas je pense, de l'essence classique, enfin au sens classique de sa définition, et pas du tout une essence opératoire. Effectivement, après on va en découler, on va trouver des rapports opératoires. C'est toi qui ne comprends pas, parce que tu méprises le Moi, je dirais ça menuisier. aussi. Méprise quoi? C'est évident dans ce que tu dis. Tu me réponds, attention, non, là ça devient très intéressant pour moi, parce que tu me réponds, il ne faut pas parler d'une essence opératoire, parce que l'opératoire, ça ne concerne finalement que le matériau. Et là, tu y substitues à mon exemple de menuisier, tu substitues un exemple de musique. Et tout à fait bien, que tu as tout à fait bien expliqué ton exemple de musique. Mais je dirais, moi, si l'on s'installe au niveau de ton exemple de musique, c'est bien évident que ta mélodie soit exécutée par tel bois plutôt que par tel autre. Cet aspect opératoire est très très secondaire par rapport à... C'est pas du tout parce que le menuisier est réduit à du matériau, au contraire. C'est parce que à son niveau, l'essence du bois, l'opération du rabotage,
fait surgir au niveau de la menuiserie l'équivalent de ton essence mélodique. C'est par rapport à la musique que tu peux réduire l'opération du rabotage à une opération qui porte uniquement sur le matériau. Mais si tu la prends en elle-même, cette opération du rabotage, elle ne porte pas du tout sur le matériau. Je ne sais pas si je vais pouvoir dire en fin de compte que l'opération de rabotage sur telle pièce de bois est éternelle. Bien, à un certain niveau, tu vas toujours me dire que le rapport du rabot sur le bois est éternel. Exactement, pas mal. Non, c'est pas le rapport. Le fait de créer... Et non, pas plus qu'en musique, tu n'accepterais de dire c'est le rapport de l'archet sur les cordes. Le rapport de l'archet sur les cordes, c'est des effectuations. C'est des coefficients d'effectuation. Le rapport du rabot sur le bois, c'est aussi un truc d'effectuation. Mais ce qui n'est pas du tout un truc d'effectuation, c'est que cette opération fait surgir une différence essentielle de tel bois, même au sein de la même espèce. Il n'y a pas deux arbres pareils à ce niveau-là. Il n'y a pas deux arbres dont les lignes et les fibres ont les mêmes coefficients de résistance, le même degré de perméabilité, etc., etc. Et à ce niveau, il me semble qu'il y a une essence du bois, tout comme il y avait une essence de la mélodie. Mais enfin, on s'embourbe là-dedans. Oui, je reprends ton histoire. La Oui, nécessité interne d'un fondement, je l'accepte, je l'admets, mais je ne saisis pas le pourquoi. Enfin, le pourquoi ben, c'est toi qui viens de le dire, je ne comprends pas. C'est toi oui. qui viens de la démontrer magistralement. Tu viens de dire, dans une histoire de musique, j'ai mes trois aspects. Tu dis dans une mélodie, j'ai bien S'il y a une essence. mes coefficients d'effectuation, qui sont l'équivalent là, des parties extensives, à savoir les instruments avec lesquels j'incarne, j'effectue ma mélodie. Il y a bien le système des rapports mélodiques. Et puis tu dis, il y a quelque chose de plus, il y a une essence de la mélodie. Mais les autres n'est pas un fondement. Bah si, parce que c'est pas toi qui l'as créé. Elle est bien fondement des relations mélodiques. Tu as les agents d'effectuation de la mélodie, les rapports mélodiques. Et tu dis, il y a une essence. Cet essentiel inconvénient à l'appeler fondement. Il faut voir, je suis très ennuyé parce que je vois bien la nécessité d'un fondement au sens derrière un plan de composition, alors au sens le plus propre et le plus réel possible, il y a besoin d'un plan de fondement. Et qu'est-ce que veut dire un plan de fondement dans ce cas-là? Ça veut dire un ensemble articulé en fait. Mais je ne suis pas sûr que ce que j'appelle fondement dans ce cas-là, cette nécessité d'articulation de laquelle va se dégager ce qu'on appelle un processus de création entre guillemets, correspondent à la notion de fondement chez Spinoza. J'ai pas l'impression du tout. Je comprends pas, Richard, parce que tu m'apparais m'échapper par tous les bouts. Je cherche. Quand je propose, oui, mais tu veux ni l'un ni l'autre. Quand je propose un spinozisme modeste qui s'en tiendrait au second genre de connaissance, tu me dis, ah ben non, c'est pas ça que je veux, moi, il faut bien garder un sens aux essences. Et puis alors, quand je te dis, bon, et ben alors où est le problème? C'est très bien, alors à ce moment-là, faisons du spinozisme intégral. Tu me réponds, ah ben non, je vois pas comment les essences sont des fondements. Alors je recommence, à ce moment-là, contentons-nous du spinozisme restreint. Et ça ne te convient pas. En un sens, c'est très gai, c'est que ce qui te convient, c'est de toi qui vas le trouver. Tu veux pas. Non, mais je veux dire, je vois pas ton attitude, parce que alors, si je te dis d'accord, ça je comprends bien qu'on sent que tout le monde, qu'il ait appelé ça idée de Dieu, ça ne change rien. On peut appeler ça être, on peut appeler ça tout ce qu'on veut. Mais c'est peut-être moi qui saisis mal la notion de fondement. Fondement. Pour saisir sa nécessité. Un fondement, c'est pas difficile, là il donne aucun sens particulier à fondement. Il emploie le mot très rarement. Hein. À ma connaissance, il y a une fois le mot fondement en latin. Hein. Le fondement, c'est la raison de quelque chose qui diffère en nature de la chose. C'est ça le sens le plus simple, à savoir un fondement de la relation, ça veut dire quelque chose qui rende compte de la relation et qui ne soit pas une relation.
Alors pourquoi est-ce qu'il veut un fondement des relations, Spinoza? Parce que il pense, et là c'est très conforme au XVIIe siècle, il pense finalement que les relations ne peuvent pas être pensées toutes seules. Qu'il faut bien un être plus profond que la relation. Il faut bien que la relation finalement soit intérieure à quelque chose. Il ne veut pas penser des relations qui seraient de pures extérieures. Bon, alors toi, si tu dis que tu es d'accord là-dessus, tu es d'accord là-dessus ou pas? Si toi non plus, tu ne veux pas penser des relations à l'état pur, en effet, ce que tu ajoutes comme fondement, c'est quelque chose qu'on pourra appeler une essence. Non? Tu vas y penser, hein? On pourrait même dire peut-être, pour reprendre cette question, que dans le discours de Spinoza, peut-être l'idée même de traverser les signes équivoques vers des expressions univoques, ou vers un sens unique, ou vers un monde de rapports, cette idée même-là, cette traversée même des signes, ça suppose nécessairement, pour que ça s'accomplisse vraiment, pour que Spinoza même pense, même que ça puisse s'accomplir, il faut nécessairement l'idée d'une vérité. Ça c'est sûr, là tu as raison. Il faut donc que l'être absolument infini soit pensé nécessairement comme vérité, et il faut penser en plus la vérité comme cause immanente de toutes les puissances d'être. Complètement d'accord. Sans quoi la traversée et le sens unique, ça ne se comprend pas. À savoir, et là pour te plaire toi, il faut penser la lumière. Et j'ai essayé de le dire, c'est un monde qui est nécessairement le monde de la lumière. C'est la traversée finalement sans le troisième genre. On ne peut pas penser la traversée sans le troisième genre, d'accord, ça je dirais soit, ça m'ennuie ça, mais enfin même mettons. Pas sûr, mais mettons, et en tout cas on ne peut pas penser la troisième genre sans une référence à la lumière. À la lumière pure, parce que c'est la lumière qui est le contraire de l'équivocisme. Les expressions univoques, en effet, les expressions univoques pourraient être du second genre, mais elles se dépassent en tout cas vers un milieu absolument nécessaire qui est le monde de la lumière, où il n'y a plus d'ombre. Tandis que les signes équivoques, c'est vraiment le clair-obscur, c'est vraiment les ombres, c'est vraiment tout ce qu'on dit. Mais un monde de la lumière pure, c'est pour ça que c'est la seule métaphore de Spinoza perpétuellement, la lumière, la lumière. Quelle heure il est? 1h30. Bon, ah oui. Essayez de parler le plus fort que vous pouvez. Je dirais, moi, si j'entends, je dirais ce qu'il dit. Et pour cela, je voudrais avoir une vue un peu tu as dit avant le procédé un peu. Tu as défini la morale au départ, avant tu as parlé d'anthropologie, comme l'actualisation de la puissance, de l'essence, tu as parlé de l'essence. Et tu as éprouvé le besoin d'introduire dans ce cours l'idée d'épreuve à l'échelle de la vie, en faisant la distinction sans la développer avec la morale. Et je me demande dans quelle mesure il peut y avoir chez Spinoza une distinction totale avec la morale s'il définit la vie comme projet, comme actualisation d'une partie intensive, comme réalisation. Ouais. Je peux répondre parce que là c'est pour moi relativement facile. Je peux répondre avant que tu aies fini ou bien j'attends que tu aies tout fini. Alors je réponds pas tout de suite. C'est autre chose après ce que tu as à dire ou pas? Quoi? Alors vas-y, oui. Si on continue à avancer en termes d'essence, ça, malgré le fait que j'ai saisi la distinction et la spécificité de l'emploi de l'essence chez
Spinoza, je me demande si on quitte pas, dès qu'on parle d'essence, au moment de l'immanence, et on est forcément amené à juger la vie, à la mettre devant un tribunal d'une certaine façon. Et c'est toute la séparation et dualisme qu'il peut y avoir aussi au niveau du monde de l'idéologie et du monde de l'idéologie. Est-ce qu'on n'est pas condamné de toute façon à rester dans ce que j'appellerais un monde tragique, sans sens? Je me demande s'il y a une nuance là qui serait Spinoza, malgré la spécificité que j'essayais de dire au départ, en ne séparant radicalement de la morale, est-ce qu'il ne réintroduit pas de certaine façon cette problématique? C'est quelque chose qui vient dans le projet. C'est des bonnes questions, ça. Voilà, je réponds parce qu'en plus, c'est des questions où la réponse est relativement claire, cette fois-ci, il me semble. Je dirais ceci. À mon avis, on peut toujours dire, après tout, est-ce qu'il ne réintroduit pas quelque chose comme une morale? Tu as très bien défini la morale. Moi, je crois que la morale, ça ne peut être, enfin, pour moi, c'est essentiellement le système du jugement. C'est le système du jugement. Il n'y a pas d'autre sens de la morale. À savoir, il y a une morale lorsque je suis jugé d'un point de vue ou d'un autre, quel que soit, c'est l'autonomie du jugement, la morale. Alors, je ne dis pas du tout que ce soit mal, mais c'est ça. Quelque chose, quoi que ce soit, est jugé. C'est ça la morale. Le seul livre de morale, il n'y a qu'un livre de morale au monde, c'est l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, c'est pas le récit de la fin du monde, c'est le récit du jugement dernier, du préparatif et des préparatifs du jugement dernier. Le moraliste, c'est l'homme du jugement. Au point que je dirais même tout jugement est moral. Il y a de jugements que moraux. Alors, l'objection, ça consiste à dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même avec l'idée d'épreuve? Je précise pour Spinoza, à mon avis, il nous dit lui-même, il n'y a jamais d'autonomie du jugement. Ça, il le dit formellement dans sa théorie de la connaissance. Et il veut dire quoi quand il dit il n'y a jamais d'autonomie du jugement? Il veut dire le jugement n'est jamais que la conséquence d'une idée. Il n'y a pas une faculté de juger dont les idées seraient l'objet, mais ce qu'on appelle un jugement, c'est rien d'autre que la manière dont une idée s'affirme elle-même ou se mutile elle-même. C'est important, ça. Donc, il n'y a pas de jugement pour lui. C'est la même chose, dire il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'autonomie du jugement, ou dire le jugement n'est que la conséquence, n'est que le développement de l'idée. Or, jamais il ne revient là-dessus. Il n'y a pas de jugement. Et pourtant, il nous dit, notamment il dit explicitement dans une lettre, il parle de l'existence comme épreuve. Moi, je crois qu'il a une idée très très bonne à cet égard, tout à fait pratique. Il veut dire, vous savez, les jugements, la manière dont vous êtes jugé, tout ça, c'est pas ça qui est important. Bien sûr, il y a un système du jugement. Pour lui, la religion, la morale, c'est un système du jugement et c'est ça qu'il dénonce. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dénonce le système du jugement? Il veut dire, finalement, il n'y a qu'une chose qui compte. Ce n'est pas la manière dont vous êtes jugé. C'est que finalement, quoi que vous fassiez, c'est toujours vous qui vous jugez vous-même. Vous voyez ce qu'il veut dire? Mais il y a d'autant moins de problèmes du jugement que c'est vous qui vous jugez. Vous êtes jugé par quoi? Ce qui vous juge, ce n'est pas des valeurs qui vous seraient extérieures. C'est les affects qui viennent remplir votre mode d'existence. Vous existez de telle ou telle manière. Ce mode d'existence, il est rempli, il est effectué par des affects. Ce qui vous juge, c'est la nature de vos tristesses et de vos joies. Donc, vous vous jugez vous-même. Et là, Spinoza serait sans pitié, parce qu'il a à la fois des côtés extrêmement tendres et puis des côtés extrêmement durs, on le sent à travers les textes.
Il y a des choses qu'ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas l'homme qui se fait souffrir lui-même. Ils ne supportent pas toute la race des masochistes, des dépressifs, ils ne supportent pas. Donc vous me direz, facile de ne pas supporter. Mais non, c'est les questions de valeur attribuées à telle ou telle chose. Ils pensent que c'est la misère, que c'est le fond de la misère. Hein, que le type qui remplit son existence d'affects tristes, eh ben, il se juge lui-même. En quel sens? Au sens où il s'est fait le pire mode d'existence. Sans doute il n'a pas pu faire autrement. Tout ça, ça compte pas. Et Spinoza va très loin, il nous dit, c'est des gens tellement contagieux et qui ne veulent que ça, répandre la tristesse, qu'il faut être sans pitié. Ils se jugent eux-mêmes. En d'autres termes, il n'y a pas de morale. Ou je dis la même chose d'une autre façon. Il nous parle d'épreuves. Mais j'ai bien indiqué, hélas trop vite, en effet tout à l'heure, qu'il ne s'agit pas d'une épreuve morale. L'épreuve morale, c'est l'épreuve d'un tribunal. L'épreuve d'un tribunal, c'est-à-dire vous êtes jugé, vous passez en jugement. Dans l'Apocalypse, tout ce livre merveilleux et horrible et abject, ce livre fascinant, tellement beau et tellement abominable, oui, consiste à nous dire, attention, hein, et puis tout un système, il y a des sous-jugements, des attentes, c'est une espèce de procédure incroyable qui est mise en place dans ce livre de l'Apocalypse. Hein. Et bien, ça n'existe pas du tout chez Spinoza. L'épreuve dont il nous parle, c'est tout à fait autre chose. Il nous parle d'une épreuve, je disais, physico-chimique. Ça veut dire quoi? Là, ce n'est pas un jugement au sens moral, c'est-à-dire un tribunal. C'est comme un jugement, une auto-expérimentation. Une auto-expérimentation, c'est même pas comme si j'éprouvais un vase d'argile ou une pièce d'or. Imaginez une pièce d'or qui s'éprouverait elle-même. Quand je parle d'une fausse pièce, je prends l'exemple, vous complétez, je ne développerai pas l'exemple argile, c'est le même. Spinoza, il invoque l'exemple argile. Il y a plusieurs manières pour une pièce d'être fausse, pour une pièce d'or d'être fausse. Première manière d'être fausse, elle n'est pas en or. Deuxième manière d'être fausse, elle a de l'or, mais pas dans la vraie proportion qui définit la pièce, la vraie pièce correspondante. Elle a moins d'or que la vraie. Troisième manière d'être fausse, la plus intéressante pour les faussaires, enfin la moins dangereuse, parce qu'ils sont très difficiles à poursuivre à ce moment-là. La pièce est correcte à tout égard. Elle a exactement le poids d'or. Alors en quoi elle est fausse? C'est qu'elle a été fabriquée hors des conditions légales. Pourquoi c'est intéressant de faire des fausses pièces d'or en sens, au troisième sens? C'est que le cours n'est pas le même. Le cours médaille et le cours pièce. Vous voyez, vous pouvez donc être un faussaire tout en étant vrai. Vous fabriquez des pièces d'or avec le même poids que la pièce authentique, le même dessin, vous êtes faussaire précisément parce que vous y mettez le dessin. En d'autres termes, vous faites une médaille. Personne ne peut vous interdire de faire une médaille. C'est légal. Ce qui n'est pas légal, c'est que cette médaille a exactement les caractères de la pièce officielle. Et vous jouez de la différence de cours entre la médaille et la pièce officielle. Bon, voilà donc trois manières d'être une fausse pièce d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Une pièce d'or qui se jugerait elle-même. C'est d'après les affects qu'elle a. La fausse pièce d'or, mettons qu'elle ait des affects d'argent. C'est de l'argent recouvert avec une couverture d'or. Elle a des affects d'argent. La pièce d'or en proportion inexacte, elle a des affects d'or, mais qui n'occupent pas la plus grande partie d'elle-même. Vous voyez? La pièce complète d'or, qui a autant d'or que la vraie pièce,
Elle a des affects d'or et pourtant quelque chose lui manque. Bon, je dirais qu'il y a une manière dont chaque chose peut être posée comme juge d'elle-même, faisant l'épreuve de soi. Faire l'épreuve de soi, c'est quoi? Eh ben, c'est par exemple un son. C'est pas un jugement, ça. Le potier, il a son vase d'argile et il donne un coup. Ou bien le chimiste, il pose une goutte sur la pièce d'or. Hein. C'est une épreuve physico-chimique. Dis-moi de quelle nature tu es fait. Dis-moi un peu. Là, c'est pas un jugement, c'est une expérimentation. Dis-moi un peu de quoi tu es composé, toi. Qu'est-ce que c'est ton son à toi? Alors, par exemple, pour reprendre là l'exemple de je tape là, quel son ça donne là? Est-ce que oh, c'est un drôle de son, tiens, comme le vase d'un potier. Hein? Alors, on verrait des gens qui passent pour très élégants ou très moraux. Si on les, alors c'est ça, si on les pince, hein? Tu veux me passer? Non, 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 on les pince. Et on s'aperçoit que, tiens, on se dit, c'est curieux ça. Ils donnent un drôle de bruit, ils sont faux. Hein? Ils sont faux. Et ça se voit à quoi? Quelqu'un fait un geste tout d'un coup, quelqu'un dans un discours moral, quelqu'un se trahit. Ça qui est chouette, se juger soi-même. C'est quand on se trahit. Ah tiens, on voit quelqu'un qui nous parle de choses pieuses, élevées, et puis tout d'un coup, un garçon, une fille passe, il a un drôle de regard. Non, je prends des exemples grossiers pour que tout le monde comprenne. On dit, oh, et qu'est-ce qu'il... Il a le regard qui se voile tout d'un coup, un peu, il a un long coup d'œil en dessous, on se dit, oh, et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou bien monsieur de Charlus dans Proust, hein? Monsieur de Charlus dans Proust, tout d'un coup, un écart de voix. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que... C'est ça l'épreuve physico-chimique. Hein? Alors, c'est pas un jugement moral, bien plus. Même on peut avoir des surprises. Un type qui paraît là comme ça, qui joue même un peu au prolo, et qui est vraiment prolo, tout ça. Puis il y a un son de voix tout d'un coup et on se dit, c'est pas qu'il soit pas prolo, mais c'est qu'il a une âme prodigieuse. C'est que pour dire ce qu'il vient de dire, il faut que ce soit quelque chose d'autre aussi. Il faut que ce soit un artiste prodigieux, même s'il ne le sait pas. Quelque chose comme ça. Quelque chose qui trahit quelqu'un. J'imagine que Spinoza, c'est un peu ça qu'il essaie de nous dire. Vous savez, vous voyez les gens exister, les modes d'existence des gens. Eh bien, il y a une certaine manière dont l'existence est juge d'elle-même. C'est un peu ça aussi que Nietzsche, je ne dis pas que ça se résume à ça. Lorsque Nietzsche dit ne jugez pas la vie, n'osez pas juger la vie. Il dit c'est affreux, qu'est-ce que c'est que tous ces types qui jugent la vie? Qu'est-ce que ça veut dire ça? De quel droit vous osez juger la vie? Donc, c'est comme Spinoza. Ils mettent en question la morale parce qu'ils mettent en cause tout système du jugement. Ils mettent en cause tout tribunal. Mais l'idée complémentaire de Nietzsche, c'est un tout autre sens du mot jugement. À savoir, s'il est impossible de juger la vie, c'est parce que finalement la vie ne cesse pas de se juger elle-même. Et en un tout autre sens de jugement, à savoir, c'est vous avez la vie que vous méritez. N'allez pas vous plaindre, ne vous plaignez jamais. Allez pas vous plaindre, vous plaignez jamais, parce que finalement, les affects que vous avez, qu'ils soient de malheur ou de joie, etc., vous les méritez, pas du tout au sens où vous avez fait tout ce qu'il fallait pour les avoir, mais c'est même pas ça. Mais en un sens beaucoup plus malin, beaucoup plus subtil, à savoir les affects que vous éprouvez renvoient et supposent un mode d'existence immanent. C'est là que le point de vue de l'immanence est complètement conservé. C'est un mode d'existence immanent qui est supposé par les affects que vous éprouvez, et finalement, vous avez toujours les affects que vous méritez en vertu de votre mode d'existence. Alors, en ce sens, d'accord. Si vous, par exemple, les tragiques, la cohorte des dépressifs dont je parle, comment voulez-vous
c'est pas difficile. Là, ce que je dis n'a rien de mal, mais vous pouvez pas être dépressif, au sens vraiment comme clinique du mot, si même malgré vous, je dis bien malgré vous, parce que tout ce dont je parle, je sais bien que c'est pas facile, si malgré vous, vous n'avez pas attaché une certaine valeur aux valeurs du tragique et de la dépression et de la chute. Si vous vivez sur un mode où l'idée de chute n'a strictement aucun sens, je ne dis pas seulement aucun sens théorique, mais aucun sens vécu, vous pouvez éprouver des affects de malheur. Comme on dit, vous en ferez pas un drame. Vous ne pourrez pas y mettre une charge d'angoisse. Or, c'est jamais au niveau des douleurs, ni physiques ni morales, que vous avez, que les choses se décident. Les choses se décident dans un mode d'existence au niveau des charges d'angoisse, que malgré vous, vous placez sur telle ou telle chose. Et là, Spinoza il serait comme tout le monde, il les connaît, les charges d'angoisse. Donc, il se dit qu'une sagesse des modes d'existence, c'est arriver à mettre au clair, chacun vis-à-vis de soi-même, en quoi et sur quoi nous mettons nos charges d'angoisse. Qu'est-ce que c'est nos points vulnérables à nous? C'est un peu ça l'épreuve du potier. La charge d'angoisse, c'est toujours là où je casse, où je brise, où je fêle. L'épreuve du potier, c'est chercher les points de fêlure. Si je ne connais pas mes points de fêlure, or, quelle est la meilleure manière de ne pas connaître? Qu'est-ce qui dénonce dans le système du jugement et du tribunal? C'est que se fait une propagation du malheur, le goût du malheur, le goût de l'angoisse, etc., qui nous est présenté comme valeur de fond. Et ça, Spinoza pense que ça appartient à tout tribunal. Ce qu'il dit, la grande trinité. Le tyran, le prêtre, et ce qu'il appelle le prêtre, Spinoza, c'est très simple, c'est l'homme de l'angoisse, c'est l'homme qui dit « tu as tort, tu es pécheur, je te jugerai ». Tout comme Nietzsche, bien plus tard, appellera aussi, dira « j'appelle prêtre celui, l'homme du système du jugement, l'homme du tribunal ». Le tyran, le prêtre et l'homme du malheur. C'est-à-dire le tyran, le prêtre, l'esclave. Pour lui, c'est ça, les mauvaises argiles, ou les fausses pièces d'or, c'est ça. Alors, ce dont il parle, c'est cette épreuve, oui, c'est du niveau, oui, vous comprenez. C'est pas du tout que je sois juge. Si je vois même mon meilleur ami et tout d'un coup je lui fais ça, comme si, pour voir comment il résonne, comment il sonne. Et je m'aperçois avec effroi que quelqu'un que j'avais vu pendant 20 ans, que j'avais cru connaître, ah ben non, il y a quelque chose à côté de quoi j'étais complètement passé. Alors ça peut être une révélation merveilleuse, si c'est une beauté, si c'est un abîme, vous vous rendez compte, on se dit, oh, ben alors. De toute manière, c'est toujours assez gai, assez fascinant ces moments. C'est l'espèce de trahison de soi. On ne cesse pas de se trahir, hein, en bien ou en mal, voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu un peu, mais de toute manière, je ne peux pas répondre à des questions comme ça, elles sont trop difficiles. La réponse est dans votre cœur. Le crépuscule des idoles, Nietzsche, il dénonce justement, concernant le problème du jugement, ce qu'il appelle l'erreur de la liberté comme le tour théologique le plus infâme du pouvoir. Et il dit ceci, le pouvoir a besoin de faire croire à la liberté individuelle pour faire croire que les gens qui ont la liberté individuelle, qui y croient, soient responsables. Ils ont besoin, il a besoin que les gens se soient responsables pour qu'ils se sentent coupables. Il a besoin qu'ils se sentent coupables pour pouvoir opérer et son jugement de condamnation et sa punition. Ça, c'est signé Spinoza. Ça, c'est les points où Nietzsche vraiment se rencontre avec Spinoza. Chez Spinoza, vous trouvez exactement la même critique de la liberté comme soumise au même usage. Dites-moi, je suis très ennuyé, oui, tout de suite. Oui.
Bon, d'accord. Alors, il se passe quelque chose d'assez ennuyeux, c'est que je comptais avoir fini, mais j'ai pas fini. Ah bon? Et moi, je voudrais passer à la seconde. Alors, la séance suivante, je la ferai là vraiment comme une conclusion des conclusions. Et alors, je traiterai ça. Hein. Je parlerai un peu de ça et de l'ontologie, mais quoi qu'il se passe, je termine la prochaine fois. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, c'est la dernière fois que nous parlons de Spinoza. Or, je voudrais commencer par une question qui était importante et qu'on m'a posée la dernière fois. La question est celle-ci. C'est presque une question qui remet en cause l'ensemble de ce qu'on a dit, en effet. La question est celle-ci. Comment Spinoza peut-il, au moins dans un texte, mais un texte suffit, comment Spinoza peut-il, au moins dans un texte, dire que toute affection, n'importe quelle affection, est une affection de l'essence. Quel est ce texte? En effet, affection de l'essence, c'est sentir que c'est une expression un peu bizarre. Je ne dis pas qu'elle soit inattendue, mais le fait est que, en tout cas à ma connaissance, c'est le seul cas où l'on trouve cette expression. Quel cas? Un texte très précis qui est un texte de récapitulation. C'est-à-dire, à la fin du livre 3 de l'Éthique, Spinoza nous donne une série de définitions hors livre. C'est-à-dire, il définit où il redonne des définitions qui jusque-là étaient ou bien pas données ou bien dispersées. Il donne des définitions des affects. Une fois dit que le livre 3 portait précisément sur les affects. Et vous vous rappelez que les affects, c'est un genre d'affection très particulier, à savoir, c'est ce qui découle. On le traduit souvent par sentiment, mais il y a le mot français affect qui correspond tout à fait au mot latin affectus. Eh bien, c'est ce qui découle des affections à proprement parler, les affections à proprement parler étant des perceptions ou des représentations. Or, dans la définition 1, à la fin du livre 3, on lit ceci: le désir est l'essence même de l'homme. Le désir est l'essence même de l'homme en tant que cette essence est conçue comme déterminée par une quelconque affection d'elle-même à faire quelque chose. Donc le désir est l'essence de l'homme en tant que cette essence est conçue comme déterminée à faire quelque chose par une affection d'elle-même, affection de l'essence. Si l'on continue, cette définition en effet comporte une assez longue explication. On tombe sur une phrase qui fait aussi un peu problème. Car par affection de l'essence, là la formule y est directement, nous entendons toute organisation de cette essence, qu'elle soit innée, entre parenthèses, ou acquise. Pourquoi entre parenthèses? C'est parce que le texte latin semble tronquer, c'est bizarre d'ailleurs. Le texte latin porte uniquement, car par affection de l'essence de l'homme, nous entendons toute organisation de cette essence, que cette organisation soit innée. Il manque quelque chose. Hein. Et dans la traduction hollandaise du court traité, il y a la phrase complète, en effet, qu'on attend. Pourquoi on attend ce complément ou acquise?
Parce que c'est une distinction très courante au XVIIe siècle entre deux types d'idées ou d'affections. Les idées qui sont dites innées et les idées qui sont dites acquises ou adventices. Chez Descartes, par exemple, vous trouvez la distinction idée innée, idée adventice. Mais pour un peu redoubler notre étonnement, s'il est vrai que inné adventis, inné acquis, c'est une dualité, c'est un couple de notions tout à fait courant au XVIIe siècle, depuis Descartes. En revanche, le fait est que Spinoza n'a pas utilisé cette terminologie. Et c'est dans cette récapitulation qu'apparaît la reprise des mots innés acquis. Tout ça, c'est curieux. Qu'est-ce que c'est que ce texte qui emploie des termes, d'une part, que Spinoza n'a pas employés jusqu'à maintenant, innés acquis, et d'autre part, lance la formule affection de l'essence. Où est le problème? C'est si vous pensez à tout ce qu'on a dit précédemment. En effet, il y a un petit problème parce que comment Spinoza peut-il dire toutes les affections et tous les affects sont des affections de l'essence? Alors ça veut dire que même une passion est une affection de l'essence. Nous, à l'issue de toutes nos analyses, on tendait à conclure, ce qui appartient vraiment à l'essence, ce sont les idées adéquates et les affects actifs. À savoir les idées du second genre et les idées du troisième genre. C'est ça vraiment ce qui appartient à l'essence. Or, Spinoza semble dire tout à fait le contraire. Non seulement toutes les passions appartiennent à l'essence, sont des affections de l'essence, mais même parmi les passions, les tristesses, les pires passions, tout affecte l'essence. Voyez le problème? C'est bien ça la question que tu m'avais posée. Hein? Alors, c'est à ça que je voudrais essayer de répondre presque en regroupant un peu ce qu'on a fait. Ce que je suggérerais, tout le monde sait en tout cas d'où vient le problème. C'est que bon, il n'est pas question de discuter un texte de Spinoza, dire que c'est pas possible ça. Donc il faut prendre à la lettre. Bien, il nous apprend que, quoi qu'il en soit, toute affection est affection de l'essence. Donc, les passions appartiennent à l'essence non moins que les actions. Les idées inadéquates appartiennent à l'essence non moins que les idées adéquates. On ne peut pas faire autrement, il le dit. Et pourtant, il faut bien qu'il y ait une différence. Je veux dire, il faut de toute évidence, là on n'a pas le choix, que les passions et les idées inadéquates n'appartiennent pas à l'essence de la même manière que les actions et les idées adéquates leur appartiennent. Donc, comment s'en tirer? Je dirais presque affection de l'essence. Ce qui m'intéresse, c'est la formule de, en latin, le génitif. Affectio essentiae, affectio de l'essence. Le génitif en français est donc indiqué par la particule de, affection de l'essence. Eh bien, hélas, là les mots me manquent parce que j'ai oublié. Je crois me rappeler que la grammaire distingue
des sens du génitif. Mais après tout, il y a toute une variation. Quand vous employez la locution de pour indiquer un génitif, ça veut toujours dire que quelque chose appartient à quelqu'un. Si je fais du génitif une locution d'appartenance, ça n'empêche pas que l'appartenance a des sens très différents. À savoir que le génitif peut indiquer que quelque chose vient de quelqu'un et lui appartient en tant que cela vient de quelqu'un, ou bien il peut indiquer que quelque chose appartient à quelqu'un en tant que ce quelqu'un subit le quelque chose. En d'autres termes, le génitif ne choisit pas encore. La locution de ne choisit pas le sens où va la flèche. Si c'est un génitif de passion, un génitif d'action. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma question est ceci. J'ai une idée inadéquate. J'ai une perception confuse. D'où sort un affect de passion? En quel sens cela appartient-il à ma naissance? La réponse, il me semble, est celle-ci, si vous vous rappelez. Dans ma condition naturelle, je suis comme condamné aux perceptions inadéquates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement, je suis composé d'un très grand nombre, c'est-à-dire d'une infinité de parties extensives, extérieures les unes aux autres. Ces parties extensives, elles m'appartiennent sous un certain rapport, vous vous rappelez. Mais ces parties extensives, elles sont perpétuellement soumises à l'influence d'autres parties qui agissent sur elles et qui ne m'appartiennent pas. Par exemple, je considère certaines parties qui m'appartiennent et qui font partie de mon corps. Mettons ma peau. Ma peau. Des corpuscules de peau qui m'appartiennent sous tel rapport. Ah, c'est ma peau. Bon. Elles sont perpétuellement soumises à l'action d'autres parties extérieures, l'ensemble de ce qui agit sur la peau. Particules d'air, particules de soleil. Voyez. J'essaie d'expliquer au niveau d'un exemple rudimentaire. Bien. Les corpuscules de soleil, les corpuscules de chaleur agissent sur ma peau. Bien. Ça veut dire qu'elles sont sous un certain rapport qui est le rapport du soleil. Les corpuscules de ma peau sont sous un certain rapport qui est précisément caractéristique de mon corps. Mais ces particules, qui précisément n'ont pas d'autre loi que la loi des déterminations externes, agissent perpétuellement les unes sur les autres. Je dirais, la perception que j'ai de la chaleur est une perception confuse. Et il en sort des affects qui sont eux-mêmes des passions. Je dis, ah, j'ai chaud. Vous me suivez? Vous avez donc là, si j'essaie de distribuer au niveau de la proposition, ah, j'ai chaud. Si j'essaie de distribuer les catégories spinozistes, je dirais, oui, un corps extérieur agit sur le mien, c'est le soleil. C'est-à-dire des parties du soleil, puisque ce n'est pas la totalité du soleil, c'est des parties. Des parties du soleil agissent sur des parties de mon corps. Tout ça, c'est du pur déterminisme externe. C'est comme des chocs de particules. Voilà. J'appelle perception, lorsque je perçois la chaleur que j'éprouve, j'appelle perception l'idée de l'effet du soleil sur mon corps
C'est une perception inadéquate puisque c'est une idée d'un effet. Je ne connais pas la cause. Et il en découle un affect passif. Soit, oh là là, fait trop chaud, c'est-à-dire je suis triste, soit je me sens bien, je dis quel bonheur le soleil. Comprenez bien? En quel sens est-ce une affection de l'essence? Forcément, c'est une affection de l'essence. Vous me direz à première vue, c'est une affection du corps. Oui, c'est une affection du corps. Et c'est une affection du corps existant, j'ai chaud. Ben oui, c'est une affection du corps existant. Mais finalement, il n'y a que l'essence. Le corps existant, c'est encore une figure de l'essence. Pourquoi? C'est que le corps existant, c'est l'essence même, en tant que lui appartiennent, sous un certain rapport, une infinité de parties extensives. Alors, sous un certain rapport, ça veut dire quoi? Ce rapport de mouvement et de repos. Vous vous rappelez, vous avez l'essence qui est un degré de puissance. C'est délicat tout ça, c'est pas du tout difficile, hein, mais c'est très très minutieux. Il faut que vous soyez patient. Vous avez l'essence qui est un degré de puissance. À cette essence correspond un certain rapport de mouvement et de repos. Ce rapport de mouvement et de repos, tant que j'existe, est effectué par des parties extensives qui dès lors m'appartiennent sous ce rapport. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, et dans l'éthique, il y a un très curieux glissement de notions. Comme si Spinoza avait là un double vocabulaire. Et ça se comprend, ne serait-ce qu'en vertu de la physique de l'époque. Comme s'il avait tantôt, et passait très souplement de l'un à l'autre, comme s'il avait tantôt un vocabulaire cinétique, vous voyez, en termes de mouvement cinétique, et tantôt un vocabulaire dynamique. En effet, c'est très curieux que, quand vous le lirez, ou vous avez peut-être déjà été frappé par cela, qu'il considère comme équivalent les deux concepts suivants: rapport de mouvement et de repos et pouvoir d'être affecté ou aptitude à être affecté. Et pourtant, pour nous, il faut bien repérer, il faut bien se demander, mais pourquoi il traite comme équivalent cette proposition cinétique et cette proposition dynamique? Pourquoi est-ce qu'un rapport de mouvement et de repos qui me caractérise, c'est en même temps un pouvoir d'être affecté qui m'appartient? Et il définira les corps de deux manières. Il y a deux définitions du corps chez Spinoza. Une définition cinétique, une définition dynamique. La définition cinétique, c'est tout corps. Ce serait tout corps, si on la dégageait à l'état pur, ce serait tout corps se définit par un rapport de mouvement et de repos. La définition dynamique, c'est tout corps se définit par un certain pouvoir d'être affecté. C'est important de se demander là, au niveau d'une grande minutie. Si vous voulez, là, il y a deux manières de comprendre, et c'est pas grave si vous vous contentez de l'une. Il y a une manière rapide et vague à ce moment-là, mais il faut encore le remarquer. Il faut que, si vous lisez, il faut que vous soyez sensible confusément à cette identité. Et que vous vous disiez, ah bon, il y a un double registre là, cinétique et dynamique. Puis, si vous vient l'envie d'une lecture plus exigeante, alors là, vous ne pouvez pas vous contenter d'un sentiment confus. Il faut vous dire, bon, pourquoi? À ce moment-là, vous cherchez.
Quand on cherche, on trouve toujours. Alors, si vous cherchez, vous allez trouver. Vous allez trouver en effet un texte. Je ne vous dis pas où il est. Comme ça, vous aurez encore quelque chose à chercher. Il y a un texte où il dit un très grand nombre de parties, c'est-à-dire une infinité, on l'a vu, ça, je ne reviens pas là-dessus, un très grand nombre de parties extensives m'appartiennent. Un très grand nombre de parties m'appartiennent. Dès lors, je suis affecté d'une infinité de façons. Un ensemble infini de parties extensives m'appartiennent, dès lors, je suis affecté d'une infinité de façons. Au moins, ce texte nous met sur une voie. Avoir sous un certain rapport une infinité de parties extensives égale pouvoir être affecté d'une infinité de façons. Voilà. Dès lors, tout devient lumineux. Tout devient lumineux, pourquoi? Il n'y a même pas besoin de le dire. En effet, c'est évident. Si vous avez compris la loi des parties extensives, elle ne cesse pas là de avoir des causes, d'être cause et de subir l'effet les unes des autres. C'est le monde de la causalité ou du déterminisme extérieur, extrinsèque. Il y a toujours une particule qui frappe une autre particule, etc. En d'autres termes, vous ne pouvez pas penser un ensemble infini de parties simples, sans penser qu'elles ont à chaque instant un effet les unes sur les autres. Qu'est-ce qu'on appelle affection? On appelle affection l'idée de l'effet. Voyez, il n'y a pas, si vous avez compris ce que c'était, ces parties extensives qui m'appartiennent, vous ne pouvez pas les concevoir comme sans effet les unes sur les autres. Elles ne cessent pas là de se rencontrer, de se frapper, de rebondir, de s'agglutiner, de se défaire, etc. Donc elles sont inséparables de l'effet qu'elles ont les uns sur les autres. Et il n'y a jamais un ensemble infini de parties extensives qui serait isolé. Il y a bien un ensemble infini de parties extensives qui est défini par ceci. Cet ensemble m'appartient. Il est défini par le rapport de mouvement et de repos sous lequel l'ensemble m'appartient. Mais cet ensemble, il n'est pas séparable des autres ensembles. Des autres ensembles également infinis qui agissent sur lui, qui ont de l'influence sur lui, et qui, eux, ne m'appartiennent pas. En d'autres termes, les particules de ma peau, elles ne sont évidemment pas séparables des particules d'air qui viennent les taper, soit sous forme d'un air froid et perçant, aigre, soit sous forme d'un air ensoleillé et chaud, etc. Bon, en d'autres termes, en vertu même de la loi et de la nature des parties extensives, les parties extensives sont telles qu'elles agissent perpétuellement les unes sur les autres. Elles ont perpétuellement un effet les unes sur les autres. Or, une affection, ça n'est rien d'autre que l'idée de l'effet, l'idée confuse, l'idée nécessairement confuse puisque je n'ai pas idée de la cause. C'est la réception de l'effet. Je dis, je perçois. C'est par là que Spinoza peut passer de la définition cinétique à une définition dynamique, à savoir le rapport sous lequel une infinité de parties extensives m'appartiennent, c'est également un pouvoir d'être affecté. Mais alors, mes perceptions et mes passions
mes joies, mes tristesses. Qu'est-ce que c'est? Les affects, qu'est-ce que c'est? Si je continue ce parallélisme entre l'élément cinétique et l'élément dynamique, je dirais les parties extensives m'appartiennent en tant qu'elles effectuent un certain rapport de mouvement et de repos qui me caractérise. Les parties extensives m'appartiennent en tant qu'elles effectuent un certain rapport de mouvement et de repos qui me caractérise. Je souligne presque en tant qu'elles effectuent. En effet, elles effectuent un rapport puisque elles définissent les termes entre lesquels le rapport joue. Si je parle maintenant en termes dynamiques, je dirais les affections et les affects. Je dirais plus les parties extensives effectuent le rapport de mouvement et de repos. Je dirais, je cherche, si vous voulez, l'équivalent en termes de dynamique. Encore une fois, là, vous pouvez le trouver, on peut faire un concours. La formule complète, vous voyez, la première formule cinétique, c'est je me définis par un rapport de mouvement et de repos. Formule cinétique, je me définis par un pouvoir d'être affecté. Formule dynamique. Formule cinétique complète. Des parties extensives, une infinité de parties extensives m'appartiennent en tant qu'elles effectuent mon rapport de mouvement et de repos. Formule dynamique complète. Des affections et des affects m'appartiennent en tant qu'ils remplissent mon pouvoir d'être affecté. Et à chaque instant, mon pouvoir d'être affecté est rempli. Il n'y a pas un moment où mon pouvoir d'être affecté n'est pas rempli. Comparez les deux moments pourtant très différents. L'instant petit temps. Vous êtes sous la pluie. Vous vous recueillez en vous-même. Vous protégez, là, vous n'avez aucun abri. Vous en êtes réduit à protéger votre côté droit par votre côté gauche et inversement. Ça va nous apporter dans un strict spinozisme. Vous êtes sensible à la beauté de cette phrase. Je suis réduit à protéger mon côté droit, mon côté gauche, et mon côté gauche par mon côté droit. Là, c'est une formule très cinétique. Hein. C'est-à-dire, je suis forcé à faire de moi-même, d'une moitié de moi-même, l'abri de d'autres moitiés. Pourquoi je peux dire que c'est une très belle formule? Parce que c'est un vers, et là je ne peux pas le citer, parce que c'est italien, c'est un vers admirable de Dante. Mais ça ne fait rien. Je veux dire, il ne faut pas mêler avec Spinoza. Mais c'est dans un cercle de l'enfer, pas un des plus terribles. C'est dans un des cercles de l'enfer où il y a une petite pluie. Et les corps sont couchés dans une espèce de boue. Il y a une petite pluie. Et Dante essaie de traduire l'espèce de solitude de ces corps qui n'ont pas d'autre ressource que se retourner dans la boue. C'est-à-dire, chaque fois, ils essaient de protéger un côté de leur corps par l'autre côté. Il y a une extrême, je ne sais pas, dans cette formule, il y a une très grande, là on sent un corps qui est livré aux éléments, même si c'est une petite pluie. Au contraire, instant 2. Instant 2. Vous vous épanouissez, tout à l'heure vous étiez tout contracté, vous étiez le véritable pauvre type. Une pluie perçante. On voit bien que tout ça c'est affaire de particules. Les particules de pluie étaient comme de petites flèches. C'est affreux. Vous étiez grotesque dans vos maillots de bain. Et le soleil arrive à instant 2. Là, tout votre corps s'épanouit.
Voilà que maintenant, c'est plus du tout protéger le côté droit par le côté gauche. Vous voudriez que tout votre corps là, soit comme étalable. Vous le tendez vers le soleil. Oh, bon. Comprenez ce que dit Spinoza sur la plage. Spinoza, il dit, vous y trompez pas, dans les deux cas, votre pouvoir d'être affecté est rempli. Il est nécessairement rempli. Simplement, vous avez toujours les affections et les affects que vous méritez en fonction des circonstances, y compris des circonstances extérieures. Mais une affection, un affect ne vous appartient que dans la mesure où il contribue à remplir actuellement votre pouvoir d'être affecté. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. C'est en sens que toute affection et tout affect est affect de l'essence. Finalement, les affections et les affects, elles ne peuvent être qu'affection et affect de l'essence. Pourquoi? Parce que elles n'existent pour vous qu'en tant qu'elles remplissent un pouvoir d'être affecté qui est le vôtre. Et ce pouvoir d'être affecté, c'est le pouvoir d'être affecté de votre essence. Et pourtant, Spinoza ne veut pas du tout dire tous vaut. La pluie douloureuse vaut le beau soleil. Pas du tout, il ne veut pas dire ça. Il veut dire qu'en tout cas, rien ne s'exprime jamais ou n'est jamais fondé à s'exprimer comme un manque. En d'autres termes, c'est la formule en gros, il n'y a que de l'être. Bon, pourquoi tout ne se vaut pas alors? Ça qu'il faut voir en dernier. Mais vous comprenez, toute affection, toute perception, et tout sentiment, toute passion, est perception, affection et passion de l'essence. Simplement, c'est pas par hasard que la philosophie emploie très constamment un mot qu'on lui reproche, mais qu'est-ce que vous voulez, elle en a besoin. C'est l'espèce de locution en tant que. Je crois même s'il fallait définir la philosophie par un mot, on pourrait dire la philosophie, c'est l'art du en tant que. En effet, ça appartient à la philosophie. Si vous voyez quelqu'un être amené par hasard à dire en tant que, vous pouvez vous dire, ah tiens, c'est la pensée qui naît. Le premier homme qui a pensé, il a dit en tant que. Pourquoi? Parce que en tant que, c'est l'art du concept. C'est le concept. Est-ce par hasard que Spinoza emploie constamment l'équivalent latin de en tant que? Et en effet, pourquoi est-ce que tous les penseurs sont arrivés? C'est parce que le en tant que renvoie, je crois, à des distinctions dans le concept qui ne sont pas perceptibles dans les choses mêmes. Quand vous opérez par distinction dans le concept et par le concept, vous pouvez dire que la chose en tant que, c'est-à-dire l'aspect conceptuel de la chose. Alors, toute affection est affection de l'essence, oui, mais en tant que quoi? Lorsqu'il s'agit de perception inadéquate et de passion, il faut ajouter, oui, ce sont des affections de l'essence en tant que l'essence a une infinité de parties extensives qui lui appartiennent sous tel rapport. Bon, c'est presque fini dès lors. Là, le pouvoir d'être affecté appartient à l'essence, simplement, il est nécessairement rempli par des affects qui viennent du dehors.
Ces affects viennent du dehors, ils ne viennent pas de l'essence. Ils sont pourtant affects de l'essence, puisqu'ils remplissent le pouvoir d'être affectés de l'essence. Mais retenez bien, ils viennent du dehors. En effet, le dehors, c'est la loi à laquelle sont soumises les parties extensives agissant les unes sur les autres. Bon. Si vous vous rappelez, quand on s'élève, et j'ai essayé de montrer les dernières fois, donc je ne reviens pas là-dessus, comment c'était possible. Quand on s'élève, quand on arrive à s'élever au second et au troisième genre de connaissance, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai des perceptions adéquates et des affects actifs. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est des affections de l'essence, je dirais même à plus forte raison. Quelle différence avec le cas précédent? C'est que cette fois, ils ne viennent pas du dehors. Ils viennent du dedans. Pourquoi? On l'a vu. Une notion commune, déjà. À plus forte raison, une idée du troisième genre. Une idée d'essence. Pourquoi ça vient du dedans? Reprenez ma formule de tout à l'heure et on va chercher la formule équivalente. Je disais, les idées inadéquates et les affects passifs, ils m'appartiennent. Ils appartiennent à mon essence. Ce sont donc des affections de l'essence. En tant que cette essence possède actuellement une infinité de parties extensives qui lui appartiennent sous un certain rapport. Cherchons maintenant pour les notions communes. Une notion commune, c'est une perception, on l'a vu. C'est une perception d'un rapport commun. Rapport commun à moi et à un autre corps. Il en découle des affects actifs. Bon. Ces affections, perception et affect, ces affections sont aussi des affections de l'essence. Ils appartiennent à l'essence. Je dirais c'est la même chose, affection de l'essence. Mais en tant que quoi? Non plus en tant que l'essence est conçue comme possédant une infinité de parties extensives qui lui appartiennent sous un certain rapport, mais en tant que l'essence est conçue comme s'exprimant dans un rapport. Vous me direz, l'allemand, c'est... Eh oui. Là, les parties extensives et l'action des parties extensives est conjurée, puisque je me suis élevé à la compréhension des rapports qui sont causes. Donc, je me suis élevé à un autre aspect de l'essence. Ce n'est plus l'essence en tant que. Elle possède actuellement une infinité de parties extensives. C'est l'essence en tant qu'elle s'exprime dans un rapport. Et à plus forte raison, si je m'élève à des idées du troisième genre, ces idées et les affects actifs qui en découlent appartiennent à l'essence ou affection de l'essence, cette fois-ci, en tant que l'essence est en soi, est en elle-même et pour elle-même, est en soi et pour soi un degré de puissance. Donc je dirais à la limite et en gros, toute affection et tout affect sont des affections de l'essence, seulement il y a deux cas. Le génitif a deux sens. Il y a quoi? Oui, ce serait qui vient de, ce serait le ab, oui, d'accord, oui. Ce ne serait pas le même, oui. Sauf que j'ai l'impression... Ouais,
mais j'ai peur, Anne, qu'il y ait des emplois du génitif pour en latin. Que le génitif, d'ailleurs, c'est mieux que le génitif. Ouais. Oui, mais donc le hab vaudra aussi pour la causalité externe. À la limite, je dirais, les idées du second genre et du troisième genre, vous voyez, c'est des affections de l'essence, mais il faudrait dire, suivant un mot qui n'apparaîtra que bien plus tard dans la philosophie, avec les Allemands par exemple, ce sont des auto-affections. Finalement, à travers les notions communes et les idées du troisième genre, c'est l'essence qui s'affecte elle-même. Tu veux pas, hein? Et s'il le dit? Mais parce que, il n'y avait pas la simbolisation scientifique nécessaire pour dire autre chose, pratiquement un peu. Parce que l'électricité, ça apparaît au XVIIIe siècle. À l'époque où il écrit, il ne faut absolument pas penser ça. Parce qu'en maths, pour la proposition à deux corps, à trois corps, un peu circuit. Et donc, il a fallu l'électricité pour arriver à penser un peu cette chose. Tu crois qu'il a fallu l'électricité pour s'élever à l'auto-affection? Puis ton corps, il se met dans les réactions nucléaires à elle-même. Ouais. Quand même, après tout, Spinoza emploie le terme affect actif. Hein? Actif. Il n'y a pas grande différence entre auto-affection et affect actif. T'aimes pas, alors on supprime. Hein? On supprime. Ça, c'est les idées de la conscience moderne sur le contenu. Ouais. Ah bon? Ouais. Bon, alors vous voyez, hein, en tout cas, voilà en quel sens il faut dire à la fois, oui, toutes les affections sont des affections de l'essence, mais attention, affection de l'essence n'a pas un seul et même sens. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des... Alors, il me reste quelque chose, évidemment, c'est aujourd'hui, c'est tirer des espèces de conclusions pour le rapport éthique-ontologie. Pourquoi tout ça, c'est ça ma question, pourquoi tout ça constitue une ontologie, et je vais vous dire mon idée, mais là elle est très douteuse, hein, c'est une idée comme ça, c'est une idée sentiment. Il me semble, je touche la table, une seconde, il me semble, il n'y a jamais eu qu'une seule ontologie, il n'y a que Spinoza qui ait réussi une ontologie. Les autres, ils ont fait d'autres choses très belles, mais ce n'était pas de l'ontologie. Si l'on prend ontologie en un sens extrêmement rigoureux, ben, je ne vois qu'un cas où une philosophie se soit réalisée comme une ontologie. Et c'est Spinoza. Alors pourquoi ce coup ne pouvait être réussi qu'une fois? Pourquoi le fut-il par Spinoza? Vous voyez, c'est des questions presque policières, très très importantes. Bon, c'est ça qui me restait à dire. Mais je voudrais vos réactions s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres... Oui, oui, parce que selon ce que vous posez depuis quelques semaines, on débouche sur deux modes de fonctionnement, je traduis dans mes mots à moi, deux modes de fonctionnement que tu qualifiais, l'un de cinétique, l'autre de dynamique. Dans ma perception de ce que tu disais, je pourrais dire que le fonctionnement cinétique des affections et des rapports est de type extérieur. Donc c'est un mode d'extériorité. J'hésite à dire forme de l'extériorité. C'est le mot qui m'est venu, mais j'emploierai pas. Et dans le cas dynamique, on aurait un équivalent. Les termes sont mauvais, mais qui serait la forme d'intériorité.
Et en fait, les Anglais disent le climax, mais le summum, enfin ce sur quoi on débouche, c'est l'auto-affection. Et là, tu viens de passer comme si... Dans ce que tu dis, je crois qu'il y a quelque chose de très dangereux. C'est que surtout, il n'y a pas plus d'intériorité au niveau, à mon avis, au niveau dynamique qu'au niveau ciné. Pour une raison très simple. C'est lorsque je dis pouvoir d'être affecté, le pouvoir d'être affecté d'une naissance peut aussi bien être réalisé par des affections externes que par des affections internes. Il ne faut surtout pas penser que pouvoir d'être affecté renvoie plus à une intériorité que ne le faisait le rapport cinétique. Les affects peuvent être absolument externes, c'est le cas des passions. Les passions, c'est des affects qui remplissent le pouvoir d'être affecté et qui viennent du dehors. Donc, non, mais là, je suis complètement d'accord. J'ai pas d'accord, ouais. juste pour formuler ma question. Mais ma question, en fait, son centrage, c'est on débouche sur quelque chose de nouveau. Enfin, de nouveau, je veux dire, par rapport à l'histoire de la philosophie jusqu'à ce qui nous laisse intuitionner ça, qui est l'auto-affection. Oui, c'est-à-dire les raisons... Et même si le terme peut être critiqué, laissons le terme de côté, oui. C'est pas, on se trouve devant une forme très, très spécifique d'affection sur laquelle je suis passé très vite. Ah oui, ça évidemment. Si tu me dis... Oui, Anne. Il y a un moment que ça n'est pas, c'est sur le enfant queue. Et c'est à partir de là qu'on arrive effectivement à l'histoire de l'auto-affection, donc à mon avis, on arrive au recours. Bon, en tant que c'est le concept, on voit des distinctions dans le concept et non perceptibles dans la chose. Moi je dis que c'est pas ça, c'est que le concept détruit, c'est la trinité. C'est-à-dire que le concept, il faut que ça se plurialise. Il faut absolument, par rapport à la chose, justement, la foutre en trois trucs pour qu'elle commence à fonctionner. C'est le début du mouvement. Et donc, point 3. Et à partir de là, il y a donc une pluralisation par le travail de la pensée par rapport à la chose. Et alors, justement, pour reprendre ma métaphore là, sur les nucléaires, ce qui absorbe, ce qui bombarde plus facilement, etc., c'est le corps noir. Savoir avec le trou noir, la composition des couleurs dans le noir intense de la créature actuelle, alors que le corps blanc émet, voire le soleil, en fait, pas tout à fait blanc, émet de la lumière, etc., dans le sens, et affecte la couleur, la composition des couleurs dans l'imprimé, aller vers un blanc non intensif à plat, alors qu'on pourrait faire une télévision qui aille vers le blanc intensif, ça fait une autre des mieux, et pour l'instant, on a une télévision qui absorbe vers le noir et crée donc un trou noir intense dans la tête du trou noir. Voilà, c'est une conjugaison. Mais la lune, je sais pas où est-ce qu'elle disparaît. La lune. Ouais. Et aussi, je pense que les dictats, c'est très bien le transformement en disant non, je ne regrette rien. Qu'est-ce qu'on a fait, le mal, tout ça, ça me vient bien. Ouais. C'est vrai. Moi, je voudrais dire quelque chose. Ouais. Oui, tu veux Oui. dire quelque chose? Moi, je voudrais dire quelque chose sur la question que Richard a posée la semaine dernière, c'est-à-dire à propos du besoin du fondement. Et si on reprend l'exemple du bois, c'est-à-dire, bon, tu parlais de l'essence du bois. Moi, je dirais plutôt que le bois est la chose qui va inventer le rabot, et que le rabot va devenir à un certain moment l'outil qui va nous dire quelque chose sur le bois. C'est-à-dire, bon, au second degré de connaissance, le bois et le rabot diront quelque chose l'un sur l'autre dans ce rapport qu'ils ont l'un à l'autre. Mais oui, mais mon problème, c'est le problème du fondement, donc c'est peut-être... oui. Non, je pense pas, non. Attends, ben, dis d'abord. Bon. Tu vas devenir hegelienne, toi.
Donc, à propos donc du problème des essences, c'est-à-dire Richard disait, bon, ça non mais ça fait rien, qu'il voulait bien qu'il y ait des essences, mais qu'il ne voyait pas pourquoi Spinoza avait besoin d'un fondement. Et ce que je dirais moi, c'est que s'il n'y a pas de fondement aux essences, les essences deviennent des métaphores de Dieu, c'est-à-dire, bon, comme dans la religion chrétienne, en Dieu est toute chose. Et à partir du moment où en toute chose serait Dieu, je veux dire que nous n'avons jamais aucune chance de pouvoir y parvenir. C'est-à-dire que si pour nous, dans ce travail qu'il y aurait à fournir pour atteindre au troisième genre de connaissance, si ça serait là une manière de parvenir à ce qu'il y a de divin en nous, il faut que ces essences aient un fondement. C'est-à-dire que si Dieu est l'ensemble de toutes les essences, en fait, Dieu n'est pas dans les essences. Il est reculé, enfin, c'est une espèce de panthéisme. Il est reculé en dehors des essences. Mais il me semble que s'il n'y a pas de fondement, chaque essence n'est qu'une métaphore de Dieu. Et donc, pour nous, il n'y a plus rien à faire, quoi. Ouais. Oui, oui, on voit ça, oui. Il y a la position utiliste, ça peut faire de deux manières. Une fois dans le fondement matériel, c'est-à-dire que Joseph engendre en gros Marie, et Marie est enceinte, et elle fait le Christ. Soit dans la métaphore positive, Marie est enceinte de la conscience de l'esprit, Oui. c'est pour ça que je dis que Joseph est en charpentier, le fondement, Oui, non mais là la question, alors, enfin, je sais pas. Non mais tu as raison, enfin, je pense que tu as raison dans une problématique chrétienne, mais je sais pas, ça inverse complètement Spinoza. Ben oui, non mais même, je veux dire, ça inverse complètement. Ouais. Et j'avais trouvé, j'ai eu l'idée qui concilie chacun. Enfin, c'est... Oui, oui. Ouais. Oui. Qui porte sur l'auto-affection que vous avez tout à l'heure et qui me paraît, moi, tout à fait visible si on regarde minutieusement. Quand on regarde l'usage du terme percipio, perception, on constate que dans le traité de l'Alexandrie, il y a 4 modes de perception. Si on traite par l'ordinateur l'effet théologique de l'éthique, on découvre aussi qu'il y a toute représentation et toute affection et une perception, et on peut également les classer en 4 pratiques. Quand on regarde l'éthique, elle se ramène à 3, on devient les 3 genres de connaissance, mais on constate que quand Spinoza parle du 3e genre, quand il utilise le terme de science intuitive ou de intuition, on utilise en même temps les termes perspicuis, perspicuum et perspicuum. Et ceci se trouve dans le 5e livre et dans le premier livre quand il parle de la preuve a posteriori de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que perspicus ou que perspicio? C'est étymologiquement perspectio, c'est-à-dire par le miroir, ou à travers le miroir. Et donc, il me semble que nous pouvons fonder cette auto-affection sur une réflexion de la lumière divine sur elle-même. J'ajoute pour confirmer ceci, en effet, le livre 5 me paraît en cet égard fonder cette notion d'auto-affection. Car vous prenez un texte comme celui-ci, qui est un texte finalement qui a son équivalent dans beaucoup de propositions mystiques, dites mystiques.
à savoir l'amour par lequel j'aime Dieu, sous-entendu au troisième genre, au niveau du troisième genre de connaissance. L'amour par lequel j'aime Dieu est l'amour par lequel Dieu s'aime lui-même et même moi. Et même moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du troisième genre, toutes les essences sont intérieures les unes aux autres. Tous les degrés de puissance sont intérieurs les uns aux autres et intérieurs à la puissance dite puissance divine. Il y a une intériorité des essences. Ça ne veut pas dire qu'elles se confondent. C'est ça. On arrive à un système de distinction intrinsèque. C'est plus le système des distinctions extérieures. C'est un système de distinction intrinsèque. Dès lors, lorsque une essence m'affecte, comprenez, c'est ça la définition du troisième genre. Une essence affecte mon essence, une autre essence affecte mon essence. Mais comme toutes les essences sont intérieures les unes aux autres, une essence qui m'affecte, c'est une manière sous laquelle mon essence s'affecte elle-même. Je voudrais faire un dernier appel presque, parce que je voudrais prendre vraiment un exemple. Je sens bien que ces exemples sont dangereux. Je reviens à mon exemple du soleil, parce que, bon, il est quand même question d'arriver pas du tout à savoir abstraitement, mais à comprendre un peu concrètement ce que ça veut dire que panthéisme. Comment vivent, comment sentent les gens qui se disent panthéistes? Je vous signalais qu'après tout, il y a des écrivains qui se sont dit, il y a pas seulement, c'est pas seulement une affaire de philosophe, tout ça. Je pense précisément en fonction de mon histoire du soleil tout à l'heure, de mon exemple du soleil, je pense à un auteur célèbre qui a constitué une espèce de panthéisme à l'anglaise. Il y a beaucoup d'anglais qui sont panthéistes. Il y a une source, il y a une inspiration panthéiste dans toute la littérature anglaise très, très importante, qui doit venir de leur caractère irrémédiablement protestant, mais enfin ça dépasse ce caractère. Bon, qu'est-ce que je pense donc à Lawrence. Lawrence, c'est quand même curieux tout ce qu'il dit autour du soleil. Prends cette espèce de culte du soleil. Alors je ne vais pas dire que Spinoza avait le culte du soleil, quand même, ils ont en commun ici, ils aiment lumière et tuberculose. C'est les deux points communs de Lawrence et de Spinoza. Lumière et tuberculose, bon, alors, c'est quoi ça? Au niveau du soleil et des rapports de Lawrence avec le soleil, vous trouveriez quelque chose, le prenez pas à la lettre, prenez-le comme j'essaie que quelque chose résonne en vous. Si vous je parle là pour le moment qu'à ceux qui aiment d'une certaine manière le soleil, qui sentent qu'ils ont une affaire, supposons une affaire particulière avec le soleil. Il y en a qui ont cette impression. Eh bien, Lawrence, il nous dit quelque chose comme ceci, qu'il y a bien en gros trois manières d'être en rapport avec le soleil. Là où il reproche beaucoup là, aux gens, il déteste, il est très méprisant, mais Spinoza aussi, il se méfie, il ne supporte pas beaucoup les gens, Lawrence. Il les trouve trop vulgaires. Alors il n'est pas à son aise dans son époque. Et pourtant, enfin, peu importe, ceux qui connaissent un peu ce que vous voyez ce que je veux dire. Bon, il dit il y a des gens sur la plage, oui, il y avait déjà la mode des plages, du soleil, etc. Et ils disent, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est que le soleil. C'est pas du tout qu'ils veulent garder ça pour lui, il trouve que les gens vivent mal, c'est son idée. C'était aussi l'idée de Spinoza, que les gens ils vivent mal. Et s'ils sont méchants, c'est parce qu'ils vivent mal. Bon. Il dit, ils vivent mal, bon, ils se foutent sur la plage, là, tout ça, et puis ils comprennent rien au soleil. S'ils comprenaient quelque chose au soleil, après tout, dit Lawrence, ils en sortiraient plus intelligents et meilleurs. La preuve, dès qu'ils se sont rhabillés, ils sont aussi teigneux qu'avant. Ça, c'est une preuve. C'est une preuve bien plus. Alors, ils perdent rien de leur vertu et vice. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui leur cache le soleil, ils trépignent, ils disent alors quoi, etc. Ils sont vulgaires, quoi. Bon. Qu'est-ce qu'ils font à ce niveau du soleil? Ils en restent vraiment au premier genre. Ils déclarent « j'aime le soleil ».
Mais j'aime le soleil, c'est une proposition dénuée de sens. C'est absolument dénué de sens. J'aime le soleil. C'est comme la vieille dame qui dit oh, moi j'aime la chaleur. Qu'est-ce que c'est ce jeu de j'aime la chaleur? En fait, ça veut rien dire. Là, un mécaniste, un physicien ou un biologiste mécaniste corrigerait. Il dirait rien du tout, je t'aime pas la chaleur du tout. Simplement, il dirait, il y a en toi des phénomènes de vasoconstriction et des phénomènes de vasodilatation qui fait que tu as un besoin objectif de chaleur. Très bien. En d'autres termes, le jeu de j'aime la chaleur, c'est un jeu qui exprime quoi? Qui exprime des rapports de parties extensives du type vasoconstriction et vasodilatation, qui sont typiquement et qui s'expriment directement en un déterminisme externe mettant en jeu des parties extensives. Alors je peux dire j'aime le soleil en ce sens. C'est donc les particules de soleil qui agissent sur mes particules et l'effet des unes sur les autres est un plaisir ou une joie. Je dirais, ça, c'est le soleil du premier genre. Soleil du premier genre de connaissance. Que je traduis sous la formule naïve, oh, le soleil, j'aime ça. En fait, c'est des mécanismes extrinsèques de mon corps qui jouent. Vous voyez? Et des rapports entre parties. Partie de soleil, partie de mon corps. Deuxièmement, c'est quand même un peu différent. Quelqu'un qui a affaire avec le soleil. Presque ma question, ce serait, elle est très laurentienne, c'est à partir de quand, par rapport au soleil, je peux commencer authentiquement à dire je. Voyez. Tant que je me chauffe au soleil, j'ai aucune raison de dire j'aime le soleil. Je suis dans le premier genre de connaissance. Il y a un second genre de connaissance. Cette fois-ci, je dépasse la zone de l'effet des parties les unes sur les autres. J'en suis pas à attendre l'effet des parties les unes sur les autres. J'ai acquis comme une espèce de connaissance du soleil. Et après tout, il y a des gens qui ont une connaissance, c'est pas du tout une connaissance théorique, je ne veux pas dire je suis astronome, là, pas du tout, ce serait un contresens. J'ai une espèce de connaissance et de compréhension pratique du soleil. J'ai une espèce de connaissance et de compréhension pratique, même si j'arrive pas à la dire, du climat, des heures, des brumes. Qu'est-ce que ça veut dire, cette connaissance pratique? Ça veut dire sûrement que je devance. Je sais ce que veut dire tel événement minuscule lié au soleil, telle ombre furtive à tel moment. Je sais ce que ça annonce. Je n'en suis plus à enregistrer des effets du soleil sur mon corps. Je m'élève à une espèce de compréhension pratique des causes. En même temps que quoi? En même temps que je sais composer des rapports de mon corps avec tel ou tel rapport du soleil. Un peintre, alors je saute justement, parfait, un peintre. Comment il fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Composer des rapports de son corps avec des rapports du soleil. En quoi est-ce que c'est différent de subir des effets? Prenons la perception du peintre. Voilà. Prenons un peintre en plein, imaginons un peintre du 19e, en pleine nature, qui va dans la nature. Il a son chevalet, c'est un certain rapport, il a sa toile sur chevalet. Voilà un rapport. Il y a son corps, c'est un certain rapport. Il y a la toile et le chevalet, c'est un autre rapport. Il y a le soleil. Il y a le soleil qui ne reste pas immobile. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que c'est cette espèce de... ce que j'appelle cette connaissance du second genre?
il va complètement changer la position de son chevalet. C'est-à-dire, il ne va pas avoir avec sa toile le même rapport, suivant que le soleil est en haut ou que le soleil tend à se coucher. Ah, tiens, c'est un exemple comme ça. Van Gogh peignait à genoux. Dans les lettres de Van Gogh, il parle énormément des couchers de soleil qu'il force à peindre presque couchés. Pourquoi? Pour avoir précisément, lui, que son œil de peintre est la ligne d'horizon le plus bas possible. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là avoir un chevalet? Ça veut plus rien dire. Rien du tout. Tout dépend ce qu'on en fait d'un chevalet. Et quand il y a du Mistral, qu'est-ce qu'on fait avec un chevalet? Il y a des lettres émouvantes de Cézanne et de Van Gogh aussi. Aujourd'hui, j'ai pas pu sortir, j'ai rien pu faire. Trop de Mistral, ça veut dire le chevalet, ben, il aurait volé, ou alors il fallait l'attacher, ou alors quoi? Comment composer le rapport toile-chevalet avec le rapport du vent? Et comment composer le rapport du chevalet avec le soleil qui décline? Et comment finir de telle manière que je peindrai là par terre, que je peindrai ventre à terre? Bon, ça, c'est pas l'école qui me l'apprend, c'est pas l'académie que j'apprends ça. Je compose des rapports. Et je m'élève d'une certaine manière à une compréhension des causes. Et à ce moment-là, je peux commencer à dire, le soleil, je l'aime. Le soleil, je l'aime, vous comprenez? J'en suis plus à l'effet des particules de soleil sur des particules de mon corps, j'en suis à un autre domaine, à des compositions de rapports. Et à ce moment-là, comprenez, je ne suis pas loin, tout à son danger. Je ne suis pas loin d'une proposition qui nous paraissait, qui nous aurait paru folle au premier degré. Je ne suis pas loin de pouvoir dire, eh bien oui, le soleil, j'en suis quelque chose. J'ai un rapport d'affinité avec le soleil. Bon, on en reste là, c'est le second genre de connaissance. Pas besoin d'être peintre, hein? Peut-être que ça me donnera envie d'être peintre si j'arrive, si j'accède à cet état par rapport au soleil. Mais sentez que c'est un état complètement différent de celui de la dame qui chauffe au soleil. Ceci dit, la dame qui chauffe au soleil peut être peintre aussi. Mais elle ne fera pas les deux en même temps. Parce que ces deux rapports avec le soleil s'excluent. Là, il y a une espèce, déjà, au second genre, comprenez qu'il y a une espèce de communion avec le soleil. Feuilleter les lettres de Van Gogh, c'est évident. Que quand il peint là, ces immenses soleils rouges, j'ai l'impression, ben, c'est évident que c'est lui. C'est pas lui, c'est pas le soleil qui est ramené à lui. C'est lui qui commence à entrer dans une espèce de communication avec le soleil. Bon. Et le troisième stade, alors. J'ai pris comme exemple, et j'ai eu tort, un exemple de peintre pour le second genre. J'ai l'air de le bloquer au second genre. Oui, peut-être, parce qu'ensuite, c'est même plus du domaine de la peinture. Imaginons, qu'est-ce que ce serait le troisième genre? Là, Laurence abonde en texte comme ça. C'est vraiment une espèce, pardonnez-moi, mais j'espère que ce que j'ai dit précédemment ne le rendra pas pour beaucoup d'entre vous ridicule. C'est ce qu'on pourrait appeler en gros, oui, ah bah oui, c'est bien quelque chose comme ça, que l'on appelle en termes abstraits, alors en termes abstraits qui nous empêchent de comprendre, union mystique. Qu'est-ce que c'est alors? Toutes sortes de religions ont développé une mystique du soleil. C'est un pas de plus. Et après tout, mon ordre est normal. Qu'est-ce qui fait que, par rapport à son soleil rouge, là, qui mange toute la toile, avec les ondulations à la Van Gogh, etc. Van Gogh a encore l'impression qu'il y a un autre là qu'il n'arrive pas à rendre. Qu'est-ce que c'est que c'est encore plus qu'il n'arrivera pas à rendre en tant que peintre? Bon, est-ce que c'est ça alors? Bon, est-ce que c'est ça que le relais mystique?
Les mystiques. Est-ce que c'est ça les métaphores du soleil chez les mystiques? Mais c'est plus les métaphores si on les comprend comme ça. C'est absolument plus les métaphores. Ils peuvent dire à la lettre Dieu est soleil. Ils peuvent dire à la lettre je suis Dieu. Pourquoi? Pas du tout qu'il y ait identification. Pas du tout. C'est qu'au niveau du troisième genre, on arrive à ce mode de distinction intrinsèque. Et c'est là, si vous voulez, qu'en effet, il y a quelque chose d'irréductiblement mystique dans le troisième genre de connaissance de Spinoza. À la fois, les essences sont distinctes, seulement elles se distinguent, elles sont distinctes à l'intérieur les unes des autres. Si bien que les rayons par lesquels le soleil m'affecte, ce sont des rayons par lesquels je m'affecte moi-même. Et les rayons par lesquels je m'affecte moi-même, ce sont les rayons du soleil qui m'affectent. C'est l'auto-affection solaire. En mots, ça a l'air grotesque. Comprenez qu'au niveau des modes de vie, comme disait un autre auteur, mais un mystique, vous pouvez toujours en croiser dans la rue, un type qui fait ses expériences, ça ne se voit pas du dehors, il est comme vous et moi. Il est comme vous et moi. Bon. Chez Laurent, j'attire votre attention là-dessus, c'est que les textes de la fin, justement quand Laurence ne peut plus supporter le soleil, en vertu même de sa maladie, lorsque le soleil lui est fatal, eh bien, il développe ces textes-là sur cette espèce d'identité qui maintient la distinction interne entre son essence à lui, son essence singulière, l'essence singulière du soleil et l'essence du monde. Et cette espèce de chant là qui fait les dernières œuvres de Laurence, cette espèce de chant au monde sur lequel il va mourir, mais vraiment il va mourir sans ressentiment, il va mourir très très spinoziste, après une longue marche à pied, sa dernière marche à pied où il se crève, là, et puis il meurt. Bon, c'est à ce moment-là qu'il accède à ces textes sur le soleil. Alors voyez, si ça vous tombe entre les mains, René, on a toujours besoin, pour comprendre, je crois, un philosophe, d'accumuler aussi mille autres choses qui valent par elles-mêmes. Hein. Mais si vous lisez des textes, par exemple, de Laurence sur le soleil, ça peut vous déclencher une compréhension de Spinoza que vous n'auriez jamais eue si vous étiez resté dans Spinoza tout seul. Hein. On a toujours besoin de tout le monde pour comprendre si peu que ce soit. C'est même pour ça qu'on passe son temps à faire des contresens. En même temps, il ne faut pas mélanger, bien sûr. Oui, voilà ce que je voulais dire. Oui. Je me posais comme ça sans l'avoir précisément en tête, parce que comme ça, mais par rapport à ce rapport solaire, je me demandais si dans le vendredi de Tournier, on n'avait pas en fait et à la lettre une très très belle description de ce périple d'apprentissage. Ouais. Et du rapport à l'élément. Vous avez raison, ouais. Dans le texte de Manon, on peut juger, oui, on peut. Mais en effet, d'ailleurs, l'obsession de Tournier pour là, il faut parler des gens personnellement, c'est toujours intéressant dans la mesure du possible. Il faut imaginer Spinoza personnellement, quoi qu'il ne parle pas du soleil, sauf dans des exemples. Mais Laurence personnellement, oui, Tournier personnellement, il a un rapport avec le soleil. Si, c'est très important. C'est à ce niveau-là, vous savez qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi. Si on écrit quelque chose qui n'est pas vraiment à ce niveau très très profondément vécu, hein, ça donne de la littérature de copiage, quoi. Ça donne de la littérature sans aucun intérêt, ça. On le sent, ça. Je pense également dans ce cadre-là un autre roman d'apprentissage qu'on appelle dans le même cas, le premier bouquin de Jury par rapport au concept de plage et au soleil tel qu'il apparaît dans ce qu'il appelle lui, je crois, la perte en colère d'art. Je ne connais pas. C'est une des bascules de l'univers qui survient au héros à chaque fois que ça va très mal. Je retrouve comme ça sur une plage. Il y a même quelque chose qui insiste comme ça chez Jury, il y a un rapport très précis à la plage et le soleil. Tout à fait dans la lignée. Ce qui témoigne de l'authenticité d'une expérience, il me semble toujours. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas moyen autrement, mais ce qui était la première garantie de l'authenticité d'une expérience, c'est la splendeur des pages ou des œuvres, si petites qu'elles soient, qui en découlent. Je peux dire, Van Gogh a une expérience personnelle singulière avec le soleil. Ça, oui. Qu'est-ce qui le prouve? Ces tableaux. Ces tableaux, c'est tout. En revanche, devant certains très grands peintres qui peuvent peindre des soleils, on sait bien que ce n'est pas ça la partie forte du tableau. Ce n'est pas avec le soleil qu'ils vont faire.
Ils ont affaire avec autre chose. Ils avaient peut-être besoin du soleil. Des pages de Lawrence, je sais que cet homme-là a eu une affaire particulière avec le soleil. Alors c'est pour ça, vous comprenez que quand on parle, là j'ouvre une parenthèse, c'est juste un appel que je fais à vous. Quand on parle quand on fait de la psychanalyse, hein, quand on parle de sexualité, tout ça, vraiment, ça finit par être ça les dégoûtants. C'est ça les dégoûtants parce qu'ils ne semblent pas voir que notre vraie sexualité, elle est avec le soleil. Alors quand on nous dit des choses comme le soleil c'est l'image du Père, à ce moment-là, moi je pleure. Je pleure, effectivement, je me dis, tant de beauté piétinée, tant de choses belles amoindries, c'est odieux ces trucs. Et vous vous rendez compte, le soleil de Van Gogh, c'est quoi? C'est la castration, le soleil de Van Gogh, non. Il n'y a même pas à parler. Mais je veux dire, c'est ça la vulgarité. C'est vraiment ça la vulgarité. Bien, et ben voilà. Voilà, alors j'ai encore bien des choses à dire, mais quelle heure il est? Midi moins 20. Midi moins 20, ah bon. Alors j'ai le temps de dire... et là, je vais pas continuer. Alors, je vais finir aujourd'hui juste en essayant de justifier une partie de ce qui me restait à faire. À savoir en quoi il me semble que Spinoza a réussi, sans doute philosophiquement, la seule ontologie qu'on puisse nommer vraiment une ontologie. Évidemment, ce que je vais dire va être très peu probant, parce que ce à quoi je renonce, ce serait faire la comparaison avec d'autres traditions philosophiques. Je veux dire, voilà. Je reviens du coup au livre 1 de l'éthique. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a de très curieux dans ce livre 1, et y compris pourquoi est-ce qu'il y a 9 premières propositions qui paraissent très bizarres quand vous lisez ce livre 1. Il y a 9 propositions sur ce que Spinoza appelle les substances n'ayant qu'un seul attribut. Comme tout le monde sait que pour Spinoza, finalement, il n'y a qu'une seule substance, il n'y a pas de substance n'ayant qu'un seul attribut, ces propositions sont assez bizarres. On se dit, mais où il veut en venir? Et on s'aperçoit en effet qu'à la proposition 9 et 10, il en arrive à une substance ayant tous les attributs. Pourquoi est-ce qu'il est passé par les 9 premières propositions? Il nous parle des attributs, où il considère les attributs pour eux-mêmes. C'est curieux, ça, tout ce passage. C'est qu'en même temps, je me dis, qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau chez Spinoza? Du point de vue de la théorie, c'est-à-dire du premier livre de l'éthique. Qu'est-ce qui est vraiment nouveau? Si j'essayais de le dire, comprenez, mon souci, c'est vraiment que vous le sentiez au même titre que ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure sur le sommeil. Eh bien, il y a une proposition qui domine ma philosophie en général par cette formule. Par cette formule dont personne ne s'étonne qu'elle soit grecque, puisque pour Heidegger, la philosophie est grecque. Cette formule, c'est en grec, mais c'est très joli en grec, et puis il faut l'imaginer dans un chant, il faut l'imaginer rythmé, c'est en panta. E-N, plus loin, P-A-N-T-A. En panta. Ce serait ça le cri de la philosophie, parce que quand je crie en panta, santé, c'est pas un cri. En panta. Les danseuses, mais les danseuses sont les philosophes, les danseuses crient en rythmant sur des tambourins. En panta, en panta. Alors, nous, on se dit d'abord comment traduire en panta, qui traversera en effet toute la philosophie grecque. En panta, en, c'est un, l'un, le un, en, E-N, ça veut dire un. Et panta, ça veut dire toutes les choses.
C'est un nominatif pluriel neutre. Toutes les choses. Bon, déjà, comment est-ce qu'on pourrait traduire? Est-ce que c'est la peine de traduire? S'il est vrai que en panta, c'est un cri, il n'y a pas tellement lieu de traduire. Ce n'est pas une proposition, en panta. Encore une fois, il faut l'imaginer rythmé, en panta. Mais mot à mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on traduit très souvent par l'un tout. L'un tout. Vous comprenez, c'est une espèce de formule magique, mystique, l'un tout. Quand la formule est prononcée, quelque chose commence. L'un tout. En fait, ce n'est pas une très bonne traduction littérale, puisque ça ne rend pas compte du pluriel. Donc il faudrait dire, on peut risquer l'un toute chose. L'un toute chose. Bon. Or, de Platon au néoplatonisme, bien plus, même pas de Platon, des philosophes qu'on appelle les premiers philosophes, c'est-à-dire les présocratiques, Héraclite, Parménide, etc., en passant par Platon et en allant jusqu'aux néoplatoniciens, c'est-à-dire après Jésus-Christ, le en panta retentit partout. L'un tout. Et comme le ralliement du philosophe. C'est bizarre ça. Comprenez, je peux au moins en conclure que la philosophie a toujours eu, je ne dis pas du tout qu'elle s'identifie, mais elle a toujours eu un rapport très particulier ou une affaire particulière avec ce qu'on appelait le panthéisme. Car qu'est-ce qu'on appelle le panthéisme? Ce qu'on appelle le panthéisme, c'est quelque chose qu'on appelle, d'une manière encore plus savante, le panenthéisme. Et le panthéisme ou le panenthéisme, qu'est-ce que c'est? Pan, qui veut dire tout, cette fois-ci au singulier. Pan, tout, en, un, théisme, théos, Dieu. Panthéisme ou panenthéisme, c'est l'un tout Dieu. Ouais, l'un tout les, d'accord, ouais. Donc, ouais, l'un tout ou l'un toute chose. Voilà ce qu'est Dieu. En d'autres termes, panthéisme signifie, ou panenthéisme signifie l'un toute chose, voilà Dieu. Bon, il faut croire que si cette formule grecque, le en panta, qui encore une fois les hante tous, est à l'origine de la philosophie, c'est qu'elle a à voir quelque chose avec l'essence de la philosophie, ou avec ce qu'est la philosophie au plus profond. Bon, alors, ce que je constate juste, c'est que ce qui m'intéresse, c'est qu'il me semble, j'aurais voulu pouvoir le développer, mais je ne peux pas, que chez les plus grands philosophes, la reconnaissance de la formule, ou plutôt du cri philosophique, en panta, c'est toujours accompagné d'une tentative géniale, grandiose, pour conjurer ou pour ne pas tomber, je suis très prudent, pour ne pas complètement tomber dans le panthéisme que cette formule impliquait. Et là, il faut être très très nuancé, parce que tomber à moitié, oui, mais pas tout à fait. Il n'y a qu'un philosophe qui, à mon avis, accepte très tranquillement
L'idée que la philosophie, dès lors, se confonde avec le panthéisme le plus pur, et c'est Spinoza. Seulement, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et après lui, non, ce sera fini. Après lui, non, ce sera fini, mais enfin, il aura réussi le coup pour toute l'éternité. C'est le seul qui dira pas. Ah, mais attention, il faut distinguer, il y a d'autres niveaux, ou bien c'est en un sens très spécial. C'est le seul qui prendra à la lettre et qui poussera jusqu'à ses dernières conséquences le N-Panta. Alors, comment expliquer ça? Comment vous le faites immédiatement si vous ouvrez les titans? Quoi il s'agit bien ici? Mais qu'est-ce qui est une des choses les plus nouvelles chez Spinoza? Une des choses les plus nouvelles chez Spinoza, ça me paraît être l'affirmation suivante. Il faut savoir où est le nouveau, parce qu'il y a ce qui découle de la chose nouvelle, vous comprenez? Mais si vous partez de ce qui découle, vous ne pouvez pas bien comprendre. Je crois que ce qui est le plus nouveau dans tout l'appareil théorique de Spinoza, c'est l'affirmation que les mêmes formes, ou si vous préférez, les mêmes attributs, en prenant attribut au sens le plus simple, ce qui est attribué, les mêmes formes, les mêmes attributs sous la même forme, se disent de Dieu et des choses. Voilà une proposition, j'insiste là-dessus, qui pour, à mon avis, la grande majorité des autres philosophes est une hérésie, une proposition fondamentalement impie et bien plus un non-sens. Or, Spinoza, il lance cette formule très très tranquille. Donc, il faut voir à l'époque ce qui risque, ce que ça a entraîné, pourquoi Spinoza est resté un modèle, n'est-ce pas, de quelque chose de différent. C'est que tout ça, c'est pas innocent. Nous, alors, on le lit comme ça aujourd'hui, où notre problème, c'est pas exactement ça. Mais vous savez, ça continue à travailler, nos problèmes. Hein. Simplement, il suffit que vous le viviez assez. C'est très bizarre, cette proposition. Les mêmes formes se disent au même sens, s'attribuent sous la même forme à Dieu et à toutes les choses. Pourquoi elle est extraordinaire, cette proposition? Parce que la plupart des philosophes disaient, qu'est-ce qu'ils disaient, les autres philosophes, pour mieux comprendre cette nouveauté énorme de Spinoza? Les autres philosophes, ils disaient, attention, hein, vous pouvez attribuer à Dieu et aux choses un même mot, mais pas sous le même sens. Mais pas sous le même sens. Évidemment pas sous le même sens. Exemple. Vous dites Dieu est juste. Et puis vous dites tel homme, Pierre, est juste. C'est pas sous le même sens. Pour une raison simple, c'est que dans un cas, c'est la justice finie d'un homme, dans l'autre cas, c'est la justice infinie de Dieu. Et c'est pas la même forme, c'est pas sous la même forme. Bon. Alors, il y aurait pour un même mot, il y aurait plusieurs formes. Bon, il y aurait plusieurs formes. Dans quel rapport? La justice de l'homme, sous la forme finie, est-elle avec la justice infinie de Dieu, sous la forme infinie? Dans quel rapport une forme finie peut-elle être avec la forme infinie? Grand problème, énorme problème qui va animer toute la théologie. En tout cas, c'est une hérésie bien plus, c'est un blasphème que dire. Les mêmes formes en tant que les mêmes, en tant que, j'ai besoin du en tant que,
les mêmes formes en tant que mêmes appartiennent à Dieu et à l'homme. Avant, on nous aurait dit les mêmes noms peuvent appartenir, mais pas sous la même forme. Bon, Spinoza, lui, alors, il va vraiment sans nuance. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Toutes les formes qui peuvent être attribuées à Dieu, eh ben, c'est des formes aussi, sous la même forme qui s'attribuent à l'homme. Sous la même forme. Qu'est-ce que c'est que les formes qui peuvent être attribuées à Dieu? C'est pas difficile, là. Le critère, Spinoza le concède. Il dira que les formes qui peuvent être attribuées à Dieu, et qui le pouvant, dès lors le sont nécessairement, c'est quoi? C'est toutes les formes que nous pouvons concevoir comme élevables à l'infini. Là, je passe très vite, parce que c'est tout simple. Prenez une forme quelconque, une forme ou une qualité. Forme égale qualité. Prenez une qualité quelconque. Vous vous demandez, est-ce que je peux la concevoir comme infinie? Si vous dites oui, à ce moment-là, vous l'attribuez à Dieu. C'est un attribut de Dieu. Le critère, il est tout simple, hein, c'est pas difficile. Ça. Exemple. Rouge. Est-ce que je peux concevoir un rouge infini? Là, je ne souhaite pas vous persuader. Je vous donne un état au Moyen-Âge, au XVIIe siècle, au XVIe et au XVIIe siècle, ils sont tous d'accord. Il n'y a pas de rouge infini. Penser à un rouge infini, c'est contradictoire. Toute couleur implique une figure. Je ne sais pas s'ils ont tort ou raison, on va pas leur discuter ça, ça ne change rien, l'exemple. En tout cas, non. Dès lors, je ne peux pas dire Dieu est rouge. Parce que rouge est bien une forme de couleur, mais il n'est pas élevable à l'infini. Alors je cherche comme ça, chaud. Est-ce que je peux parler d'une chaleur infinie? Non. Diront, la chaleur, c'est du domaine de l'indéfini, c'est pas du domaine de l'infini. Ils tiennent beaucoup à ces distinctions. Peu importe, hein, là encore, on ne discute pas. Spinoza, lui, il trouve deux formes. Et encore, tout le monde ne serait pas d'accord avec lui, quand même. Mais le fait est que Spinoza, c'est pas là-dessus que je voudrais que porte la compréhension. Spinoza arrive et dit, nous connaissons, nous hommes, nous connaissons deux formes que nous pouvons concevoir comme infinies sans contradiction. C'est la pensée et l'étendue. Curieux, ça. Et pour le XVIIe siècle, ils sont tous d'accord. Une étendue infinie n'est pas contradictoire. Bon, c'est leur affaire, ça. Pour des raisons mathématiques, pour des raisons logiques, tout ça. Ils montrent très bien ça, mais c'est pas mon objet de développer ça. On accepte. Hein. On part avec les prémices de Spinoza. Spinoza n'en maintient pas moins qu'il y a une infinité de formes infinies. Seulement voilà, le fait est que nous n'en connaissons que deux. Nous, hommes, nous ne connaissons que deux formes infinies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que deux. C'est la pensée et l'étendue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que deux. Ça veut dire que nous sommes faits, nous sommes constitués de telle manière que nous ne pouvons connaître que ces deux-là. Pourquoi? Parce qu'en effet, nous sommes constitués d'une âme et d'un corps. Or, une âme, c'est quoi? C'est un mode de la pensée. C'est une manière de penser, c'est un mode de la pensée. Un corps, c'est un mode de l'étendue. Dès lors, comme nous sommes constitués d'un corps et d'une âme et de rien d'autre, selon Spinoza, nous ne pouvons connaître que deux formes infinies. La forme infinie qui correspond au corps, qui est l'étendue, la forme infinie qui correspond à l'âme, et c'est la pensée. Bon. Jusque-là, rien d'intéressant pour nous. Ce qui est intéressant, c'est que Spinoza va développer toute une doctrine selon laquelle ces mêmes formes, la pensée et l'étendue, que nous attribuons à Dieu, à ces mêmes formes infinies, elles appartiennent aussi à quoi? Aux choses finies.
Sans doute, elles n'appartiennent pas de la même manière. C'est pas de la même manière que la pensée et l'étendue appartiennent à Dieu et appartiennent à vous ou moi. Mais c'est sous la même forme qu'elles appartiennent à l'un et à l'autre. Comprenez, ça devient assez compliqué et en même temps lumineux. L'idée, c'est que les formes sont égales. Les attributs sont égaux. Ce sont les mêmes attributs qui vont se dire de Dieu et des êtres finis. Bon, les mêmes, ça ne veut pas dire que Dieu et les êtres finis soient le même. En d'autres termes, ce sont des formes égales qui se disent par rapport et qui se disent de termes qui, eux, sont inégaux, ne sont pas égaux. Il y a des formes communes à Dieu et à la créature. Qu'est-ce que disaient les autres? À ma connaissance, ils disaient, ou bien il n'y a pas de forme commune à proprement parler, ou bien ils disaient, il y a des formes analogues. Il y a des formes analogues entre Dieu et les créatures, c'est-à-dire ce que la forme infinie est à Dieu, la forme finie l'est à la créature. Donc on nous disait ou bien les formes ne sont pas les mêmes, ou bien on nous disait il y a analogie de formes. Spinoza est le seul à nous dire il y a communauté de formes. Ce sont les mêmes formes qui se disent de Dieu et qui se disent des êtres finis. Donc Dieu et les êtres finis ne sont pas le même, mais les formes qui se disent de l'un et des autres sont les mêmes. Comprenez que c'est la formule théorique du panthéisme. Si c'est les mêmes formes, la formule en panta, le tout un ou l'un toute chose, ce sont les mêmes formes qui se disent de l'un et qui se disent des choses. Dès lors, les choses sont dans l'un, l'un est dans les choses. Ils ne sont pas les mêmes, mais ils ont les mêmes formes. Ça, qu'est-ce que ça peut dire? En quoi c'est important pratiquement? Bon, et ben. Et en quoi c'est ça, l'ontologie, l'être? Je vous raconte une histoire, et là aussi je voudrais que vous sentiez à quel point c'est affaire de, comment dire, qu'il s'agit aussi de du problème de qu'est-ce que c'est que créer en philosophie. Jusqu'à un certain auteur, je crois, la pensée a fonctionné, je ne dis pas encore lequel, la pensée a fonctionné en termes de un peu d'alternative, de disjonction. On disait c'est ceci ou c'est cela. On peut toujours raconter les choses comme ça. Pendant longtemps, ben oui, la pensée, elle n'a pas éprouvé le besoin de mettre en question ce principe de alors quoi, tu veux dire ceci ou cela? C'est l'un ou l'autre. Je pense à une chose très simple. C'est du fini ou c'est de l'infini? Oh ben, réponds. Si je réponds, c'est de l'indéfini. Non, non, non. C'est l'indéfini, c'est qu'une conséquence du fini. Bon. C'est du fini ou de l'infini? Ou bien, c'est de l'universel ou c'est du singulier? Et d'une certaine manière, il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Exemple. Animal. Je dis animal.
C'est de grands mystères que je vous découvre là, sentez-les. Je dis animal, l'air de rien. Bon, vous êtes en droit de me dire, mais quoi animal? En quel sens? Pourquoi est-ce qu'à première vue, il y a deux sens? Animal, ça peut être un genre, le genre animal. Qu'est-ce que c'est ça? Où ça existe, le genre animal? C'est ce qu'on appellera un universel. Où ça existe, un universel? Ça n'existe pas dans les choses, vous n'avez jamais vu un animal tout court. Pas possible de voir un animal tout court. C'est un animal tout court, ce serait quoi? Il aurait combien de pattes, un animal tout court? Pas possible. Donc, animal tout court n'existe que dans l'esprit. Le mode d'existence du genre animal est un mode d'existence dans l'esprit. L'universel existe dans l'esprit, nous dit-on. Et dans les choses, qu'est-ce qui existe? C'est tel animal, l'animal singulier. Ah oui, là, il y a des animaux singuliers. Grand problème, quel rapport y a-t-il entre les animaux singuliers et l'animal universel dans l'esprit? D'où toute une opposition entre le in re et in mente, dans les choses, dans l'esprit. Ça, il y a toutes sortes de philosophies qui sont tout entières construites sur de pareilles disjonctions. Bon. Arrive un philosophe, et à ma connaissance, c'est ça qui me trouve d'ailleurs, je crois, et d'après les savants, parce que là, il faut bien interroger les spécialistes, c'est un philosophe très très particulier, arrive un philosophe arabe, au XIe siècle, arabe iranien. Il écrit tantôt en arabe, tantôt en iranien. Il s'appelle Avicenne. A-V-I-C-E-2-N-E. C'est un très très grand philosophe. Ça fait partie de la honte de l'histoire de la philosophie en France qu'on fasse toujours ce court-circuit sur le Moyen-Âge, sur ce qui s'est passé. Bon, mais alors, Avicenne, moi je connais très mal, donc je prétends pas, là, je connais très très mal. Je sais juste qu'il y a une thèse qui apparaît chez Avicenne et qui est très très insolite. Il dit, voilà, il y a des essences. Il y a des essences. Jusque-là, rien de nouveau. Les essences, les philosophes, ils ont beaucoup parlé des essences. Il y a des essences. Il dit, par exemple, animal, c'est une essence. Et il dit, est-il possible de penser une essence pure? Dit Avicenne, l'arabe. Il dit, oui, oui. Seulement, il faut voir à quoi ça engage. L'essence animale, ça, une découverte philosophique, ça a l'air de rien. Vous comprenez ça? Moi, ça me plaît beaucoup, ça. Il dit, mais il lance une formule. Là aussi, c'est une espèce de cri, un mot d'ordre. Animal tantum. Ça a l'air de rien. Il dit animal tantum, comme ça, dans un texte. Je parle de la traduction. Il a été très vite traduit en latin. Animal tantum, ça veut dire quoi? Ça veut dire animal seulement. Animal seulement. Oh, tiens, qu'est-ce que ça veut dire animal seulement? Eh bien, comprenez, c'est très important. Il nous dit, si vous voulez penser la pure essence, c'est animal en tant qu'animal. C'est-à-dire, ni universel, ni singulier. Et il dira lui-même dans d'autres textes, à propos d'autres exemples, ni infini, ni fini. Tiens. Voyez, il reconnaît parfaitement, il est d'accord. Il y a deux grands modes d'existence, l'universel dans l'esprit et le singulier dans les choses. Mais justement, il n'y en aurait pas deux s'il n'y avait pas un tiers état. Ça, c'est pour plaire à Anne. Il faut un tiers état. S'il y avait
S'il y en avait que deux, on ne comprendrait même pas qu'il puisse y en avoir deux. Car s'il y a de l'universel dans l'esprit, à ce moment-là, il n'y aurait pas d'animaux singuliers. Et s'il y a des animaux singuliers, il n'y aurait pas d'animal universel dans l'esprit. Il ne peut y avoir l'un et l'autre que parce qu'il y a un tiers. Le tiers, c'est quoi? C'est l'essence animale. Et l'essence animale, elle n'est ni universelle ni singulière. Elle est hors de ces critères-là. Ouais. Je crois que c'est pour Joseph qui se bat. Ouais. Ouais, en effet, ça peut être... Ouais. Alors, comprenez, ça a l'air d'être complètement insignifiant. Imaginez les autres. Là, ça devient intéressant. Quelqu'un arrive et vous dit, ah ben, écoutez, à mon avis, il faut faire un concept qui serait le concept de l'essence. Et là, un tel concept, il n'est ni universel ni singulier. Non, il n'est ni infini ni fini. L'essence n'est pas justiciable de ces critères-là. Prenez un philosophe de l'époque. Il peut dire, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est un non-sens. C'est un pur non-sens, cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est? Cette essence qui n'est ni singulière ni universelle? Même Platon, moi je ne sais pas, qu'est-ce qu'aurait dit Platon, un truc comme ça? À mon avis, il aurait dit, mais c'est une idée de sophiste, ça, il aurait dit Platon. Non, ça ne va pas. Alors, il y a ceux qui disent que c'est un non-sens. Il y a ceux qu'on peut imaginer beaucoup plus méfiants, qui disent, mais pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qui va nous ramener? Comment il va développer son histoire, là? On sent qu'il y a déjà des choses qui sont engagées. Qu'est-ce qui va changer? Y compris dans la théologie. Si j'introduis ce tiers état de l'essence, ni universel, ni singulier, ni fini, ni infini. Est-ce que c'est pas déjà la voie où quelque chose échappe à Dieu? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on peut voir comment ça se développera chez Avicenne, tout ça, là, ce serait trop compliqué. Quelque temps après, qu'est-ce qui surgit chez un autre philosophe? Eh bien, la moyenne des philosophes, je regrette de m'exprimer aussi vaguement, nous disait jusque-là, à propos de l'être et du problème de l'être, nous disait, ben, vous voyez, oui, il y a Dieu, l'être infini, puis il y a les êtres finis. Très bien, mais un être est ou fini ou infini. Bon, un être est ou fini ou infini. Encore une fois, est-ce que c'est les mêmes formes qu'on attribue à un être infini et aux êtres finis? Non. Tout au mieux, ce sont des formes analogues. À savoir, la justice infinie de Dieu est analogue, ou plutôt la justice finie des hommes est un analogue de la justice infinie de Dieu. C'est-à-dire, elle est aux choses finies ce que la justice infinie est à l'être infini. Et notamment, il y avait un philosophe qui avait beaucoup poussé la théorie de ces rapports d'analogie. Et c'était saint Thomas. Saint Thomas est même célèbre pour une théorie qu'on appelle la théorie de l'analogie de l'être. À savoir, l'être est un concept analogue, c'est-à-dire qu'il se dit de Dieu et des créatures de manière analogique.
L'être infini se dit de Dieu, l'être fini se dit des hommes. Voilà que, après saint Thomas, un étrange philosophe qui s'appelle Duns Scott, D-U-N-S-S-C-O-T, qui sera nommé, parce qu'il se donnait là des espèces de surnoms au Moyen-Âge, qui sera nommé par ses disciples docteur subtil, dit non, c'est pas ça. Et que ça va ensuite déchaîner des luttes, mais des luttes au couteau, quoi, entre les thomistes et les scottistes. Luttes qui ne sont pas terminées aujourd'hui. Donc il s'agit bien de quelque chose, mais de quoi? De quoi il s'agit? Et qu'est-ce qu'il dit Duns Scott? Il dit, eh ben voilà, bien sûr, il faut comprendre en quoi il est subtil. Bien sûr, lorsque vous rapportez l'être à Dieu et aux créatures, vous ne pouvez le rapporter que de manière analogique. Pourquoi? Parce que Dieu et les créatures ne sont pas le même. Il croyait se garantir contre le panthéisme en disant ça. Mais, glorieux et malheureux, parce que qu'est-ce qui va lui arriver, il ajoute, d'accord, Dieu et les créatures ne sont pas les mêmes. Donc, l'être ne l'aurait pas rapporté d'une seule et même manière. Il l'aurait rapporté de manière analogique. Mais en revanche, cet être qui est rapporté de manière seulement analogique à Dieu et aux créatures, en lui-même, il est strictement univoque, il n'y a qu'un seul et même être. Ah, comprenez? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Sinon, ah oui, c'est vrai. Il faudrait ajouter, s'il y en a, s'il y a de l'être, il n'y a qu'un seul et même être. Ce qui n'est pas le même, c'est ce à quoi je rapporte. Je me fais très complaisant. Je dis d'accord sur tout. Vous me dites que Dieu et les créatures, vous me dites qu'il y a un Dieu. D'accord, il y a un Dieu. Je ne suis pas du tout contraire. Vous me dites qu'il y a des créatures. D'accord, il y a des créatures. Tout ce que vous voulez. Vous ajoutez Dieu et les créatures ne sont pas du tout les mêmes. Je dis, oh d'accord. Bon. Vous ajoutez, je rapporte l'être à Dieu quand je dis Dieu est, et aux créatures quand je dis les créatures sont. Je rapporte l'être. Vous ajoutez. Ce n'est pas sous le même rapport que je rapporte l'être à Dieu et aux créatures. Évidemment, ce n'est pas sous le même rapport. Et vous concluez dès lors, l'être est analogique. Là, je dis rien du tout. Non. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Eh bien, parce que c'est vrai que l'être est analogique quand vous le rapportez à Dieu et aux créatures, mais quand vous le pensez en tant qu'être, sans le rapporter à rien, qu'est-ce qu'il est? Réponse splendide. Il y a un concept d'être qui est absolument indifférent au fini et à l'infini. L'être en tant qu'être, il n'est pas plus infini que fini. Dès lors, c'est le même. Ce concept d'être, qui n'est ni fini ni infini et qui est l'être en tant qu'être, il est strictement le même, bien qu'il cesse d'être le même quand vous ne le rapportez pas aux mêmes choses, d'accord? Mais en lui-même, il est le même. Donc il y a un être qui n'est ni fini ni infini. Vous voyez que c'est exactement le même coup au niveau de l'être que le coup d'Avicenne au niveau de l'essence, que fait Duns Scott contre saint Thomas, à savoir, l'être est univoque. Il n'y a qu'un seul et même sens du mot être, ni fini ni infini. Bien que l'être se rapporte à des choses qui, elles, n'ont pas le même sens.
Dieu et les créatures. Imaginez l'état d'un thomiste devant ça. Je veux dire, en quoi on peut parler de haine intellectuelle? C'est pas la faute de la philosophie, vous savez. Vous comprenez, les objections. Les objections, c'est toujours des passions, les objections. Les objections, ça ne porte jamais, c'est des ripostes de guerre, une objection. Qu'est-ce que vous voulez dire à cette thèse de Duns Scott? Si vous êtes thomiste, votre raison vacille, vous dites pas du tout l'être en tant qu'être. C'est pas ce que tu dis. Si vous êtes thomiste, vous êtes condamné à montrer, à affirmer ceci. Cet être en tant qu'être, c'est un non-sens abominable. C'est une hérésie. C'est contraire à la révélation. C'est contraire à la raison. Un être qui n'est ni fini, ni infini, ni universel, ni singulier. Un être qui est, comme disait Duns Scott, et là le mot est formidable pour nous, neuter. C'est-à-dire neutre. C'est-à-dire, neuter, ça veut dire quoi en latin? Ça veut dire ni l'un ni l'autre. Quoi? Oh, pas au Moyen-Âge, hein, pas chez Duns Scott. Ah, d'accord, ah bon. Non, après Spinoza. Mais il ne dira pas neuter, justement. Alors, bon, peut-être est-ce que vous comprenez tout. Enfin, je ne sais pas, là, ça devient trop... Je veux dire, il ne faut pas beaucoup de savoir, vous comprenez, pour évaluer ce qu'il y a de nouveau dans une pensée. Alors, et ce n'est pas du niveau de la discussion. Encore une fois, les discussions, ça... Qu'est-ce que vous voulez? J'insiste énormément sur c'est pas affaire d'argument. Voilà un type qui vient de découvrir un nouveau domaine. C'est vraiment comme un nouveau territoire, le territoire de l'être. Et il nous dit pas grand-chose. Hein. Première vue, c'est simple, c'est pas difficile. Ça n'est ni infini, ni fini, ni singulier, ni universel. Mais est-ce qu'il a besoin de dire tellement plus? Puisque chacune de ces propositions est un énorme paradoxe par rapport à la pensée du temps, et même par rapport encore à aujourd'hui, puisqu'on a tendance à se dire, mais enfin, il faut bien que quelque chose soit ceci ou cela. Eh bien non. Seulement, vous voyez où en reste Duns Scott, là, je vais beaucoup trop vite, évidemment. Il découvre une sphère qui est celle de l'être en tant qu'être, seulement il la neutralise. C'est-à-dire, c'est un concept purement logique. Si bien qu'il peut y avoir à la limite un accord entre les thomistes et les scottistes. Ils diront, ah ben oui, l'être en tant qu'être est logiquement univoque, mais il est physiquement analogue. En d'autres termes, il y a un être qui est le même, mais en même temps, dès que vous le rapportez à des étangs, il cesse d'être le même. Si vous le rapportez à l'étang infini Dieu, et si vous le rapportez aux étangs singuliers les choses. Il y aura un petit arrangement, mais les arrangements ne sont jamais faits comme ça. Les thomistes ne cesseront de poursuivre les scottistes ne cesseront de provoquer les thomistes. Bon. Alors, imaginez un pas de plus, c'est là-dessus que je voudrais finir parce que vous en pouvez plus. Imaginez juste un pas de plus. Imaginez que quelqu'un trouve le moyen de libérer, de faire sortir cet être unique, cet être en tant qu'être de sa neutralité. C'est-à-dire, il affirme cet être, et il dit c'est ça le réel. Cet être en tant qu'être qui est le même pour tout et pour tous. Cet être unique, cet être univoque. Il n'est pas simplement pensé dans un concept logique, il est la réalité physique en elle-même, il est la nature.
En d'autres termes, c'est les mêmes formes qui se disent de Dieu et des créatures, c'est le même être qui se dit de tous les états de Dieu et de la créature. Dès lors, les créatures sont en Dieu, Dieu est dans les créatures. Pourtant, est-ce que c'est le même étant? Non, Dieu et les hommes, c'est pas la même chose. Mais les mêmes formes se disent de Dieu et se disent des hommes, en quel sens? En ce sens que les mêmes formes constituent l'essence de Dieu et comprennent ou contiennent les essences d'hommes. Donc il n'y a pas égalité d'essence, mais il y a égalité d'être pour les essences inégales. À ce moment-là, une ontologie devient possible. À ce moment-là commence et à ce moment-là finit l'ontologie. Ouais, commence et fini, voilà. Bon, après, c'est fini. Ah. Écoutez, je sens que j'aurais dû développer, je ne sais pas, mais même si ceux qui n'ont pas compris, hein, là, aucune importance, vous supprimez tout ça. Et vous gardez ce que vous avez compris les autres fois. Ceux qui ont compris un petit quelque chose, ce que je veux bien. La prochaine fois, je commence donc un autre cours complètement différent, hein, sur la peinture. Mais on peut faire un début de séance sur des questions, s'il y a des questions comme ça. Hein. Mais moi, je ne parlerai plus sur Spinoza. Voilà. Alors, quelle question? Non, il n'y en a pas. Ça fait pile, mais on va t'en traiter, là, tiens, prends-en de là. Une autre fois. Oui, alors, pas de questions sur Spinoza? Non. Je voudrais beaucoup que vous n'abandonniez pas votre lecture. Hein. Non, on la connaît. Ouais. Bon. Très belle, parce que dernièrement j'ai écouté le livre de Lorline, et dans le livre de Lorline, il y a une phrase sur Spinoza, je ne sais pas si je l'ai je n'ai pas lu, mais il y a un texte en dessous, il lui montre un rapprochement, je ne l'ai pas lu non plus, entre Leibniz et Spinoza. On a vu tout Spinoza et Descartes, Spinoza et Freud, Spinoza et Hegel. Est-ce qu'on a fait Spinoza, vous l'avez fait à Leibniz l'année dernière? Est-ce qu'ils sont un peu contemporains, non? Il y a un livre qui s'appelle Leibniz et Spinoza. Enfin, certainement, ouais, il y a tout. Ce sont deux philosophies du bonheur, quand même. Leibniz, quoi, c'est une philosophie du... Ah, ils sont contemporains, ils se connaissent. Ils se connaissent, sans doute, ils devraient avoir des rapports. Autour des rapports entre tous les deux. Leibniz a fait une visite à Spinoza, oui. Ils se sont rencontrés. On ne sait pas bien ce qu'ils se sont dit. Mais, ouais. Oh oui, il y a des ressemblances d'ailleurs. Ah oui, je trouve. Eh bien, après cette question... Donc... Ah. Oui, il y a encore une question. Une question très démocratique, parce qu'on était une trentaine à se la poser. Je porte le porte-parole Manu. Vous étiez 30 à vous la poser. Toi et toi. Et si ça ne te dérange pas, développer une question qui est un peu concerné la semaine dernière. C'est vrai? Non, oui. Ça concerne les auto-réflexions, évidemment. Donc développer un tout petit peu ce point. Et dans mon cas personnel, j'aimerais savoir si quand un compositeur ou quand un... Enfin, la question est la même, hein, ou un philosophe, c'est bien pour ça que je la pose, ou un écrivain, évidemment, crée quelque chose, alors toujours des guillemets, perçoit quelque chose qui n'appartient pas a priori comme ça au monde extérieur, bien que ce soit en relation immédiate avec le monde extérieur, donc avec le monde des rapports.
à partir du moment où Mozart a perception d'un instant comme ça qui va développer toute une musique, ou qu'un écrivain a la perception de quelque chose qui se passe dans son corps ou dans son âme, entre guillemets, et qui va développer un texte à partir de ça, ou qu'un philosophe comme Bergson va trouver ce qu'il appelle l'intuition. Quand un musicien dit voilà moi ce que je fais, il ne le dit pas comme ça, c'est du cosmos, mais je le sens en moi et donc ce qui ressort c'est en moi. Point. Est-ce que ça pourrait dans l'analyse que tu as fait des auto-affections chez Spinoza appartenir au troisième genre de connaissance ou être un pas vers le troisième genre de connaissance? Et dans ce cas-là, quelle serait la relation directe entre cette perception il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et qui est, mettons, d'un ordre assez élevé au niveau créatif, aussi bien chez le peintre, chez le musicien, chez le philosophe, que chez l'écrivain, voire chez d'autres personnes. Et le rapport entre cette perception-là, cette perception interne, et l'autre réflexion. Même si le terme de perception n'est pas bon, c'est pas forcément une perception. Voilà. Ouais, ça fait deux questions. Hein. Oui, c'est la même, mais en même temps, ça permet d'arriver à la peinture. Je commence rapidement par la seconde, parce que c'est évidemment la plus intéressante et la plus, enfin la plus difficile, mais à laquelle on ne peut répondre que vaguement. Donc, tu demandes à la fois en quoi consistent certains états, dans les exemples, des états dont les exemples les plus frappants appartiennent sans doute en effet à l'art. Qu'est-ce que ça veut dire quand un artiste, mais ça doit valoir aussi pour bien autre chose que l'art, quand un artiste commence à posséder une espèce de certitude, hein, une espèce de certitude de quoi? Alors déjà définir cette espèce de certitude, hein, à un moment assez datable. C'est peut-être le moment où aussi il est le plus, ça devient difficile, il est le plus fragile avec cette certitude et il est le plus invulnérable. Hein. Il arrive à une espèce de certitude concernant quoi? Concernant ce qu'il veut faire, concernant ce qu'il peut faire, tout ça. Alors, la question de Richard, c'est, vous voyez ces états, en effet, que certains qui ne sont pas du tout donnés, même chez des artistes, c'est pas donné, ces choses-là. On peut presque assigner une date hein, où quelqu'un commence à avoir une... Ouais, j'arrive pas à trouver d'autres termes que cette espèce de certitude. Ah oui, pourtant, il pourrait pas dire encore. Il n'y a pas lieu de dire ce qu'il veut faire, même si c'est un écrivain, même si c'est un philosophe. Mais il y a cette certitude. Et cette certitude, c'est pas du tout une vanité, parce que c'est au contraire une espèce de modestie immense. Hein. Alors, si vous voyez un petit peu ces états, justement, on va en parler à propos de la peinture, parce que ça me paraît frappant que dans le cas de grands peintres, on peut presque assigner des dates où ils entrent dans cet élément de la certitude. La question de Richard, c'est est-ce que l'on pourrait dire, bien entendu, il est le premier à savoir que sa question est un peu forcée, Spinoza n'en parle pas en toutes lettres, mais est-ce qu'on peut assimiler cela à quelque chose comme le troisième genre de connaissance? Ces états de certitude. À première vue, je dirais oui. Parce que si j'essaie de définir les états du troisième genre, hein, c'est quoi? Il y a une certitude. C'est un mode de certitude très particulier que Spinoza exprime d'ailleurs sous le terme un peu insolite de conscius. Conscience, c'est une conscience. C'est une espèce de conscience, mais qui s'est élevée à une puissance, je dirais presque,
c'est la dernière puissance de la conscience. Et qu'est-ce que c'est? Comment définir cette conscience? Je dirais, c'est la conscience interne d'autre chose. À savoir, c'est une conscience de soi, mais cette conscience de soi en tant que telle appréhende une puissance. Alors cette conscience de soi qui s'est élevée et qui est devenue conscience de puissance, cela fait que ce que cette conscience saisit, elle le saisit à l'intérieur de soi. Et pourtant, ce qu'elle saisit ainsi à l'intérieur de soi, c'est une puissance extérieure. Or, c'est bien comme ça que Spinoza essaie de définir le troisième genre. Finalement, vous atteignez au troisième genre, ce genre presque mystique, cette intuition du troisième genre. Pratiquement, on pourrait dire à quoi la reconnaître. C'est vraiment lorsque vous affrontez une puissance extérieure, il faut maintenir les deux. Et que cette puissance extérieure, c'est en vous que vous l'affrontez. Vous la saisissez en vous. C'est pour ça que Spinoza dit finalement, le troisième genre, c'est lorsque être conscient de soi-même, être conscient de Dieu et être conscient du monde ne font plus qu'un. Je crois que c'est important, là il faut le prendre à la lettre, les formules de Spinoza. Dans le troisième genre de connaissance, je suis indissolublement conscient de moi-même, des autres ou du monde et de Dieu. Alors, ça veut bien dire, si vous voulez, c'est cette espèce de conscience de soi qui est en même temps conscience de la puissance qui est en même temps conscience de soi. Alors, en sens, je dirais oui, pourquoi est-ce qu'on y est à la fois sûr et pourtant très vulnérable? Et qu'on y est très vulnérable parce qu'il s'en faut toujours d'un point minuscule que cette puissance ne nous emporte. Elle nous déborde tellement que à ce moment-là, tout se passe comme si on était abattu par l'énormité de cette puissance. Et en même temps, on est sûr. On est sûr parce que précisément l'objet de cette conscience, si extérieure qu'il soit en tant que puissance, c'est en moi que je le saisis. Si bien que Spinoza insiste énormément sur le point suivant, le bonheur du troisième genre, auquel il réserve le nom de béatitude. Cette béatitude, c'est finalement un étrange bonheur. C'est-à-dire c'est un bonheur qui ne dépend que de moi. Est-ce qu'il y a des bonheurs qui ne dépendent que de moi? Spinoza dirait, c'est une fausse question, se demander est-ce qu'il y en a. Puisque c'est vraiment le produit d'une conquête. La conquête du troisième genre, c'est très précisément arriver à des états de bonheur où en même temps il y a certitude que ça, quoi qu'il arrive, personne d'une certaine manière ne peut me les ôter. Tout peut arriver. L'idée, vous savez, on passe parfois par des états comme ça, hélas non durables. Quoi qu'il arrive, oui, peut-être que je pourrais mourir, oui, d'accord. Mais ça, il y a quelque chose qu'on ne peut pas me retirer, c'est à la lettre cet étrange bonheur. Alors ça, Spinoza, dans le livre 5, je crois, le décrit très admirablement. D'où je reviens plus à la première question, qui elle est plus... oui, je ne sais pas si j'ai répondu, mais donc je dirais, oui, c'est ce qu'on appelait la dernière fois, ce que j'appelais l'auto-affection, c'est précisément cette conscience de la puissance qui est devenue conscience de soi. Alors peut-être que l'art présente ces formes de conscience particulièrement, sous une forme particulièrement aiguë. L'impression de devenir invulnérable, ça... J'arrive pas à dire l'extraordinaire modestie qui accompagne cette certitude. C'est une espèce de certitude de soi qui baigne dans une modestie, c'est-à-dire c'est comme le rapport avec une puissance. Oui. Bon,
Mais alors, pour en revenir à la question plus simple de Richard, donc ces auto-affections qui vont définir le troisième genre et qui définissent déjà le second genre, je tiens juste à faire la récapitulation pour que je crois que c'est très important pour le cheminement de l'éthique. Vous voyez, moi je crois vraiment qu'il part d'un plan d'existence où il nous a montré pour toutes les raisons du monde comment et pourquoi nous étions condamnés aux idées inadéquates et aux passions. Et encore une fois, le problème de l'éthique, c'est bien, mais comment est-ce qu'on pourrait sortir des idées inadéquates et des passions? Or, il a accumulé tous les arguments pour nous montrer que, à la limite, à première vue, on ne peut pas en sortir. C'est-à-dire, il a accumulé tous les arguments, Spinoza, pour nous montrer que, en apparence, nous étions condamnés au premier genre de connaissance. Je prends un seul exemple, nous ne sommes pas libres. Bon, nous ne sommes pas libres. La haine que Spinoza a contre ce concept qui lui paraît un très mauvais concept de liberté. Nous ne sommes pas libres parce que nous subissons toujours des actions venant, c'est très simple, son idée, ben oui, on subit toujours les effets des corps extérieurs. La liberté, qu'est-ce que ça veut dire? Même une idée vraie, on ne voit même pas. Si on prend au sérieux la description du premier genre de connaissance chez Spinoza, on ne voit même pas comment il peut être question d'en sortir. On subit les effets des autres corps, il n'y a pas d'idée claire et distincte, il n'y a pas d'idée vraie, on est condamné aux idées inadéquates, on est condamné aux passions. Et pourtant, toute l'éthique va être le tracé du chemin. Mais c'est là-dessus que j'insiste, c'est un chemin qui ne préexiste pas. C'est vraiment l'éthique qui, dans le monde le plus fermé du premier genre de connaissance, va tracer le chemin qui rend possible une sortie du premier genre. Or, si j'essaie de résumer cette démarche, parce que ça me paraît vraiment la démarche de l'éthique, comment sortir de ce monde, encore une fois, de l'inadéquat et de la passion? Ben, ce qui est fondamental, c'est les étapes de cette sortie. Si je résume tout, je dirais, la première étape est celle-ci. On s'aperçoit qu'il y a deux sortes de passion. On reste dans la passion, on reste dans le premier genre. Mais voilà, et c'est ça qui va être décisif, c'est une distinction entre deux sortes de passion. Il y a des passions qui augmentent ma puissance d'agir, ce sont les passions de joie. Il y a des passions qui diminuent ma puissance d'agir, ce sont les passions de tristesse. Les unes comme les autres sont des passions. Pourquoi? Les unes comme les autres sont des passions puisque je ne possède pas ma puissance d'agir. Même quand elle augmente, je ne la possède pas. Bon. Donc, je suis pleinement encore dans le premier genre de connaissance. Ça, c'est la première étape. Voyez, distinction des passions joyeuses et des passions tristes. J'ai les deux. Pourquoi? Parce que les passions tristes, c'est l'effet sur moi de la rencontre avec des corps qui ne me conviennent pas, c'est-à-dire qui ne se composent pas directement avec mon rapport. Et les passions joyeuses, c'est l'effet sur moi de ma rencontre avec des corps qui me conviennent, c'est-à-dire qui composent leur rapport avec mon rapport. Bien. Deuxième étape. Lorsque j'éprouve des passions joyeuses, vous voyez, les passions joyeuses, elles sont toujours dans le premier genre de connaissance. Mais lorsque j'éprouve des passions joyeuses, effet de rencontre avec des corps qui conviennent avec le mien, lorsque j'éprouve des passions joyeuses,
ces passions joyeuses augmentent ma puissance d'agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles m'induisent, elles ne me déterminent pas, elles m'induisent, elles me donnent l'occasion. Elles me donnent l'occasion, elles m'induisent à former la notion commune. Notion commune à quoi? Notion commune aux deux corps, le corps qui m'affecte et mon corps. Vous voyez, ça c'est une deuxième étape. Première étape, les passions joyeuses se distinguent des passions tristes parce que les passions joyeuses augmentent ma puissance d'agir tandis que les passions tristes la diminuent. Deuxième étape, ces mêmes passions joyeuses m'induisent à former une notion commune. Commune au corps qui m'affecte et à mon propre corps. Question subordonnée à cette deuxième étape. Et pourquoi les passions tristes ne m'induisent pas à former des notions communes? Spinoza est très fort, il peut le démontrer mathématiquement. Parce que lorsque deux corps disconviennent, lorsque des corps ne conviennent pas, s'ils ne conviennent pas, ce n'est jamais par quelque chose qui leur est commun. Si deux corps disconviennent, c'est par leurs différences ou leurs oppositions, et non pas par un quelque chose qui leur serait commun. En d'autres termes, les passions tristes, réfléchissez bien, parce que c'est très... là, il y a un passage théorique à comprendre, mais c'est très pratique en fait. Les passions tristes, c'est l'effet sur mon corps d'un corps qui ne convient pas avec le mien, c'est-à-dire qui ne compose pas son rapport avec mon propre corps. Dès lors, la passion triste, elle est l'effet sur mon corps d'un corps qui est saisi sous l'aspect où il n'a rien de commun avec le mien. Ce même corps, si vous arrivez à le saisir sous l'aspect où il a quelque chose de commun avec le vôtre, à ce moment-là, il ne vous affecte plus d'une passion triste. Tant qu'il vous affecte d'une passion triste, c'est parce que vous saisissez cet autre corps comme incompatible avec le vôtre. Donc, Spinoza peut très bien dire, seules les passions joyeuses et non les passions tristes, m'induisent à former une notion commune. Vous vous rappelez que les notions communes, ce n'est pas du tout des choses théoriques, c'est des notions extrêmement pratiques. C'est des notions pratico-éthiques. Il ne faut pas du tout en faire, ça on ne comprend rien si on en fait des idées mathématiques. Donc, voilà que la passion joyeuse, qui est l'effet sur moi d'un corps qui convient avec le mien, m'induit à former la notion commune aux deux corps. Je dirais, à la lettre, pour rendre compte de cette deuxième étape, les passions joyeuses se doublent de notions communes. Or, les notions communes, elles, sont nécessairement adéquates. On l'a vu, je ne reviens pas là-dessus. Donc, vous voyez par quel cheminement? Alors que on avait tendance à se dire, mais jamais on pourra sortir du premier genre de connaissance. Il y a un cheminement, mais c'est une ligne très brisée. Si j'ai pris conscience de la différence de nature entre les passions joyeuses et les passions tristes, je m'aperçois que les passions joyeuses me donnent le moyen de dépasser le domaine des passions. Ce n'est pas que les passions sont supprimées, elles sont là, elles resteront. Le problème de Spinoza, c'est pas faire disparaître les passions, c'est comme il le dit lui-même, qu'elles n'occupent finalement que la plus petite partie relative de moi-même. Bon, mais ça veut dire quoi? Qu'elle n'occupe que la plus petite partie relative de moi-même? C'est pas tout fait, là aussi.
c'est à moi de fabriquer des parties de moi-même qui ne sont plus soumises aux passions. Rien n'est donné. Rien n'est donné d'avance. Mais alors, comment fabriquer des parties de moi-même qui ne seraient plus soumises aux passions? Voyez la réponse de Spinoza. Je fais la différence entre passion triste, passion joyeuse. J'ai des passions tristes, d'accord. Je m'efforce autant qu'il est en moi, comme il dit suivant sa formule, d'éprouver le plus de passions joyeuses possible et le moins de passions tristes possible. Bon. Je fais ce que je peux. Donc, tout ça, c'est très, très pratique, quoi. Je fais ce que je peux. Vous me direz, ça va de soi, ça se fait tout seul. Non, parce que comme le signale très bien Spinoza, on ne cesse pas. Les gens, ils ne cessent pas de s'empoisonner la vie, ils ne cessent pas de se vautrer dans la tristesse, ils ne cessent pas de... Bon, tout l'art des situations impossibles dont on a parlé, se mettre dans des situations impossibles, tout ça, bon. Il faut déjà une sagesse pour sélectionner les passions de joie, essayer d'en avoir le plus possible. Bien. Et là-dessus, ces passions de joie, elles restent, elles subsistent comme passions. Mais elles m'induisent à former des notions communes, c'est-à-dire les idées pratiques de ce qu'il y a de commun entre le corps qui m'affecte de joie et mon corps. Ces notions communes sont des idées adéquates, et elles seules. Entre un corps qui ne me convient pas, entre un corps qui me détruit et mon corps, il n'y a pas de notion commune. Car l'aspect sous lequel un corps ne me convient pas est incompatible avec la notion commune. En effet, si un corps ne me convient pas, c'est sous l'aspect où il n'a rien de commun avec moi. Sous l'aspect sous lequel il a quelque chose de commun avec moi, il me convient. C'est évident, c'est du sûr. Hein? Donc vous voyez, au point où j'en suis, seconde étape, j'ai formé des notions communes. Mais ces notions communes, si vous les prenez pratiquement, si vous n'en faites pas des idées abstraites, l'idée du rapport commun, c'est-à-dire, et en même temps, je le construis, un rapport commun entre le corps qui me convient et mon corps, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire la formation d'un troisième corps dont nous sommes, l'autre corps et moi, les parties. Ça ne préexiste pas, ça non plus. Ce troisième corps aura un rapport composé qui se trouvera et dans le corps extérieur et dans mon corps. C'est ça l'objet d'une notion commune. Donc des notions communes découleront, des notions communes qui sont des idées adéquates, découleront des affects, des sentiments. Surtout ne confondez pas, voilà ce que je voulais dire, surtout ne confondez pas les affects qui sont à l'origine des notions communes et les affects qui découlent des notions communes. Cette confusion, ce serait un très grave contresens, c'est-à-dire à ce moment-là, l'éthique, elle ne pourrait plus fonctionner. C'est vous dire, c'est grave. Quelle différence y a-t-il entre les deux sortes d'affects? Les affects qui sont à l'origine des notions communes, je viens d'essayer de dire ce que c'était, ce sont les passions joyeuses. Les passions joyeuses, encore une fois, je me répète pour que ce soit très clair, j'espère, les passions joyeuses étant l'effet sur moi d'un corps qui convient avec mon corps, m'induisent à former la notion commune, c'est-à-dire l'idée de ce qu'il y a de commun entre les deux corps. Et l'idée de ce qu'il y a de commun entre les deux corps, c'est l'idée d'un troisième corps dont le corps extérieur et le mien sont les parties. Donc vous voyez que les sentiments qui
m'induisent à former une notion commune, ce sont des passions de joie. Ce sont les passions de joie. On a vu que les passions de tristesse ne nous induisaient pas à former des notions communes. Tandis que les sentiments qui découlent des notions communes, ça n'est plus des passions de joie. Ce sont des affects actifs, puisque les notions communes sont des idées adéquates. Il en découle des affects qui ne se contentent pas d'augmenter ma puissance d'agir, comme les passions joyeuses. Il en découle des affects qui, au contraire, dépendent de ma puissance d'agir. Faites très attention à la terminologie de Spinoza et ne confondez pas, car lui ne le confond jamais, les deux expressions, ce qui augmente ma puissance d'agir et ce qui découle de ma puissance d'agir. Ce qui augmente ma puissance d'agir, c'est forcément une passion, puisque pour que ma puissance d'agir augmente, il faut bien supposer que je n'en ai pas encore la possession. Ma puissance d'agir augmente au point que je tends vers la possession de cette puissance, mais je ne l'ai pas. Ça, c'est l'effet des passions joyeuses. Là-dessus, je forme, sous l'action des passions joyeuses, je forme une notion commune. À ce moment-là, je possède ma puissance d'agir. Parce que la notion commune, elle s'explique par ma puissance. Elle s'explique par ma puissance. À ce moment-là, donc, j'entre en possession de ma puissance. En possession formelle, je possède formellement ma puissance. De cette possession formelle de ma puissance d'agir par la notion commune, découlent des affects actifs. Si bien que si j'essaie de résumer tous ces moments, je dirais, les affects actifs qui découlent eux-mêmes des notions communes, c'est la troisième étape. Je dirais, voilà les trois étapes. Première étape, vous sélectionnez autant que vous pouvez les passions joyeuses. Deuxième étape, vous formez des notions communes. Ça, c'est des recettes. Vous formez des notions communes qui viennent doubler les passions joyeuses. Elles ne les suppriment pas, elles viennent doubler les passions joyeuses. Troisième étape, de ces notions communes qui doublent les passions joyeuses, découlent des affects actifs qui redoublent les passions joyeuses. À la limite, les passions et les idées inadéquates n'occupent plus, mais je ne pouvais pas le dire avant, il fallait le faire, n'occupent plus que la plus petite partie proportionnelle de vous-même. Et la plus grande partie de vous-même est occupée par des idées adéquates et des affects actifs. Dernière étape, en effet, les notions communes et les affects actifs qui découlent des notions communes vont elles-mêmes être doublées par de nouvelles idées et de nouveaux états ou de nouveaux affects, les idées et les affects du troisième genre, c'est-à-dire ces auto-affections-là qui nous restent un peu mystérieuses. Et qui définiront le troisième genre, alors que les notions communes définissaient seulement le deuxième genre. Vous voyez ? Alors, moi, il y a une chose qui me fascine pour en finir avec tout ça. La chose qui me fascine, c'est ceci, c'est que pourquoi est-ce que Spinoza ne le dit pas ? Évidemment, la réponse, elle doit être complexe. En fait, s'il ne le disait pas, c'est que tout ça, ce serait faux, ce que je dis. Il faut bien qu'il le dise. Et il le dit.
Bon, alors ma question se transforme. S'il le dit, pourquoi il le dit pas très clair? Eh bien, moi je crois, là c'est simple, il ne pouvait pas faire autrement. Il le dit où ça? Il le dit, et ça c'est ordre très curieux. Idée inadéquate et passion joyeuse, sélection des passions joyeuses. Deuxième étape, formation des notions communes et affect actif qui découlent des notions communes. Troisième étape, troisième genre de connaissance, idée des essences, non plus notion commune, mais idée des essences singulières et affect actif qui en découlent. Ces trois étapes, il les présente comme trois étapes successives, mais dans le cinquième livre. Et le cinquième livre, c'est pas un livre facile, on a vu pourquoi. Puisque c'est un livre de toute vitesse. Et encore une fois, pas parce qu'il est mal fait ou vite fait, parce que au troisième genre de connaissance, on atteint une espèce de vitesse de la pensée, que Spinoza suit et qui fait de l'éthique et qui donne à l'éthique cette terminaison admirable, quoi, comme une espèce de terminaison là, à toute allure, une espèce de terminaison éclair. Bon, il le dit donc dans le cinquième livre, il me semble. Notamment, j'attire votre attention sur un théorème, sur une proposition. Au début du cinquième livre, où Spinoza dit « Tant que nous ne sommes pas tourmentés par des sentiments contraires à notre nature, nous pouvons. » Pour moi, c'est un texte fondamental, puisque on ne peut pas dire plus clairement qu'est-ce que c'est que des sentiments contraires à notre nature. Vous regarderez le contexte, c'est l'ensemble des passions de tristesse. En quoi les passions de tristesse ou les sentiments de tristesse sont-ils contraires à notre nature? À la lettre, en vertu de leur définition même. À savoir, ce sont les effets de la rencontre de mon corps avec des corps qui ne conviennent pas avec ma nature. Donc c'est à la lettre des sentiments contraires à ma nature. Eh bien, tant que nous ne sommes pas tourmentés par des sentiments, c'est-à-dire en tant que nous sommes tourmentés par de tels sentiments, en tant que nous avons une tristesse, que nous éprouvons une tristesse, pas question de former une notion commune relative à cette tristesse. Je ne peux former une notion commune qu'à l'occasion de joie. C'est ça. De joie passive. Seulement, lorsque j'ai formé une notion commune à l'occasion d'une joie-passion, à ce moment-là, ma joie-passion se trouve doublée d'idées adéquates. Notion commune du second genre et idée des essences du troisième genre, et redoublée par des affects actifs. Affects actifs du deuxième genre et affects actifs du troisième genre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, il n'y a pas tellement de nécessité. Là, j'insiste pour en terminer. Mais ce qui me trouble, c'est que, évidemment, les passions joyeuses m'induisent à former. Ça, c'est comme un bon usage de la joie. Mais on conçoit à la limite quelqu'un qui éprouverait des passions joyeuses par le hasard serait bon, le sort le favoriserait, il aurait beaucoup de joie. Et il n'y aurait pas, il ne formerait pas de notion commune. Il resterait tout à fait dans le premier genre de connaissance. Là, c'est évident que c'est pas une nécessité. Les passions joyeuses ne me contraignent pas à former la notion commune. Elles me donnent l'occasion. C'est là où, entre le premier et le second genre de connaissance, il y a comme une espèce de fossé. Alors, je franchis ou je franchis pas. Si la liberté se décide à un moment chez Spinoza, c'est là. Il me semble que c'est là. Je pourrais en effet rester, même éprouvant des passions joyeuses, je pourrais rester éternellement dans le premier genre de connaissance. À ce moment-là, je ferai un très mauvais usage de la joie.
si fort que je sois induit à former des notions communes, je ne suis pas, à proprement parler, déterminé à le faire. Voilà. En tout cas, il me semble que c'est une espèce de succession très ferme, à la fois logique et chronologique, dans cette histoire des modes d'existence ou des trois genres de connaissances. J'insiste sur cette idée de doublure ou de doublage. Au début, je suis rempli d'idées inadéquates et d'affects passifs. Et petit à petit, j'arrive à produire des choses qui vont doubler mes idées inadéquates et mes idées et mes affects passifs, à les doubler par des idées qui sont, elles, adéquates et par des affects qui, eux, sont actifs. Si bien qu'à la limite, si je réussis, j'aurai toujours des idées inadéquates et des affects passifs, car ils sont liés à ma condition tant que j'existe. Mais ces idées inadéquates et ces affects passifs n'occuperont relativement que la plus petite partie de moi-même. J'aurais creusé en moi, c'est ça, à la lettre, c'est ça. J'aurais creusé en moi des parties qui sont occupées par idées adéquates et affects actifs ou auto-affection. Voilà. Oui. Je voulais savoir si, en fait, pour passer du premier degré au deuxième degré, il faut beaucoup de savoir, il faut beaucoup d'improvisation et de jeu. Je réfléchis, hein, je réfléchis. Les deux ne s'opposent pas forcément. D'accord. Ça ne s'oppose pas forcément. Je répondrai en tout cas, il ne s'agit pas, parce que très souvent on a tendance à interpréter Spinoza comme ça et ça le rend vraiment ordinaire. Il ne s'agit pas d'une science. Encore une fois, c'est pour ça que j'insiste, les notions communes, bien sûr, elles ont un aspect. Si vous voulez, moi je dirais plutôt, par exemple, les idées géométriques. Faire de la géométrie, c'est très important pour Spinoza, pour la vie même, quoi, dans la vie. Mais les idées géométriques, ce ne sont pas elles qui définissent les notions communes. Les idées géométriques, c'est simplement une certaine manière, une certaine possibilité de traiter les notions communes. Les idées géométriques, on pourrait dire la géométrie, c'est la science des notions communes. Et les notions communes, elles ne sont pas en elles-mêmes une science, elles sont un savoir. Mais c'est presque un savoir-faire. Alors, quant à votre question précise, je dirais, Anne a très bien dit, il y a trois choses en fait dans vos termes. Je dirais, les notions communes, elles ne s'opposent pas du tout à l'idée d'un jeu. Il y a un véritable jeu au sens très large des notions communes, puisque c'est un jeu de composition. Il y a notion commune dès qu'il y a composition de rapport. Alors je peux toujours essayer de composer. Ça s'oppose sûrement à l'improvisation, puisque ça implique et ça suppose d'abord la longue démarche sélective, où j'ai séparé mes joies de mes tristesses. Où il s'agit de trouver des arrangements, des accords dans la vie. Ce qu'on appelle l'improvisation en jazz, ça relèverait un sens précis de l'improvisation. Si tu penses à l'improvisation, en effet définie comme le sentiment, alors une espèce de sentiment vécu, de la composition des rapports. Par exemple, en effet, dans l'exemple du jazz, on peut tout prendre, mais dans l'exemple du jazz, par exemple, la trompette entre à tel moment. Hein. C'est exactement, je crois, ce que le mot anglais timing dit, le timing. Hein. C'est-à-dire le timing,
Il y a des mots, là, le français n'a pas ces mots. Les Grecs avaient un mot très intéressant qui correspond exactement au timing américain. C'était le kairos. Le kairos, c'est une notion tout à fait... les Grecs s'en servent énormément. Le kairos, c'est exactement le bon moment. Ne pas rater le bon moment. C'est aussi bien on traduit, mais le français n'a pas un mot aussi fort. Il y avait un dieu, il y avait une espèce de puissance divine du kairos chez les Grecs. Hein. L'occasion favorable, l'opportunité, le truc. Alors, ah bah oui, c'est le moment où la trompette peut prendre les choses là. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé l'agencement collectif avec toi, je viens de faire que par expérimentation, improvisation au sens du jazz. C'est-à-dire que l'improvisation en jazz, c'est dans un groupe où on arrive à trouver l'agencement collectif adéquat là-dessus. Donc le moment de la compétence, c'est aussi qu'est-ce qu'elle joue pour être en agencement ou en arrangement avec la batterie, je ne sais pas quoi, je connais bien, et c'est dans un agencement, en fait, il s'agit de construire un agencement collectif. L'agencement collectif, il se construit dès que chacun comprend quels sont les rapports qui le constituent. Enfin, il n'y a rien d'autre qui puisse lui permettre, en plus... Bah, bien sûr. Mais c'est pas une improvisation, c'est une connaissance des rapports qui te constituent. Je connais des copains qui m'ont parlé de la manière dont ils font leur orchestre de jazz, ils sont 5. Moi, ce qu'ils appellent l'improvisation, ça retrouve exactement ça, c'est-à-dire trouver l'agencement collectif adéquat, et c'est pas donner la... La notion d'agencement collectif est difficile parce qu'elle ne peut pas beaucoup nous apporter des lumières quant à Spinoza, surtout que Spinoza, lui, il emploie son mot qui vaut largement celui-là. Quand il dit notion commune, encore une fois, ça veut dire quelque chose de très précis. Je crois même que c'est finalement impossible pour lui, selon lui, que moi, individu pensant, que je forme, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, comprenez, je ne peux pas former, c'est une notion tellement peu intellectuelle, la notion commune, tellement vivante, que je ne peux pas former une notion commune, c'est-à-dire l'idée de quelque chose de commun entre mon corps et un corps extérieur, sans que se constitue, encore une fois, un troisième corps, dont le corps extérieur et moi, nous ne sommes que les parties. Si je forme la notion commune de mon corps et du corps de la mer, de la vague, si je reprends mon exemple, apprendre à nager, je forme la notion commune de mon corps et de la vague. À ce moment-là, je forme un troisième corps dont et la vague et moi. Nous sommes les parties. À plus forte raison, si, et c'est pour ça que Spinoza nous dit, mais c'est évidemment entre les hommes que les notions communes. Là, on voit très bien ce qu'il a dans l'esprit, et à quel point c'est pas du tout comme on le dit parfois, des notions. On les traite, encore une fois, la catastrophe, c'est quand on, à mon avis, la catastrophe qui nous empêche de comprendre tout ce qu'il veut dire, c'est lorsqu'on traite les notions communes comme des trucs abstraits. Et là, ça, c'est sa faute. Mais il avait des raisons. C'est sa faute parce que lorsqu'il introduit pour la première fois les notions communes, il les introduit sous cette forme. Les notions communes les plus universelles, exemple, tous les corps sont dans l'étendue. L'étendue comme notion commune. C'est ça qui trouble le lecteur. Il a donc une raison. Mais cette raison, ça ne nous aide pas. Alors, lorsqu'il nous dit au contraire, mais finalement, les notions communes privilégiées, c'est les notions qui sont communes à plusieurs hommes. C'est-à-dire c'est la communauté des hommes, c'est ça. C'est ça le lieu de la notion commune. En d'autres termes, là, les notions communes se révèlent comme essentiellement politiques. À savoir, c'est la construction d'une communauté, notion commune. Là, on voit très bien à quel point ça déborde et de loin les notions physico-mathématiques dont il se réclamait pourtant au livre 2.
Dans le livre 2, comme il veut commencer par expliquer les notions communes les plus universelles, là, elles ont l'air vraiment d'être des trucs abstraits, d'être des trucs comme de science. Tous les corps sont attendus, la vitesse et le mouvement comme notion commune à tous les corps, etc. Alors, si on se laisse prendre à ce moment-là, je crois qu'on perd toute la richesse concrète des notions communes. Vous comprenez, la notion commune, c'est lorsque, bon, c'est quel troisième corps vous faites avec quelqu'un que vous aimez ou que vous aimez bien. Quel rythme, oui, là, l'exemple donne le rythme, en effet. Le rythme, c'est une notion commune à deux corps au moins. Le rythme, il est fondamentalement commun à au moins deux corps. Il n'y a pas le rythme du violon, il y a le rythme du violon qui répond au piano et du piano qui répond au violon. C'est une notion commune à ce moment-là. C'est la notion commune de deux corps, le corps du piano et le corps du violon, sous tel ou tel aspect, c'est-à-dire sous l'aspect du rapport. Du rapport qui constituera telle œuvre musicale et qui forme le troisième corps. Vous voyez, c'est donc très contre. Oui, alors je dirais, oui, tout est possible oui, dans cette question. C'est pas n'importe quel savoir, c'est pas n'importe quel jeu, puisque c'est un jeu de composition, de combinaison, avec compréhension des rapports. Alors, l'expression jeu est évidemment très ambiguë, parce que je conçois des jeux qui consisteraient, par exemple, uniquement comme des jeux de hasard, si on ne cherche pas une martingale. Dès qu'on cherche une martingale, pourtant c'est des exemples abominables pour Spinoza, vous pouvez jouer de telle manière que vous subissez simplement des effets, et c'est très amusant. Vous subissez des effets. Par exemple, vous jouez à la roulette au hasard. Vous subissez des effets. La roulette russe, vous faites de la roulette un usage mortuaire. Oui, ça peut arriver. Bon, alors ça, c'est les passions de tristesse. Vous jouez, vous gagnez ou vous perdez, vous êtes triste, à moins que vous soyez particulièrement bizarre. Vous gagnez, vous êtes content, mais c'est de la passion. Qu'est-ce que ce serait chercher une martingale, la roulette? Bon, enfin, voyez les gens qui cherchent des martingales, c'est du boulot, quoi. C'est pas de la science, mais c'est du travail. Bien. Ça veut dire quoi, là? Ils s'élèvent ils essaient. Maintenant, peut-être qu'ils ont complètement tort. Je sais bien que Spinoza, il dirait évidemment que c'est pas une matière de notion commune, que le jeu sait précisément. C'est condamné au premier genre de connaissance. Mais imaginons un spinoziste joueur. Il dirait que dans la tentative d'élaborer une martingale, il y a déjà recherche de rapports communs. Il y a recherche d'une espèce de rapport et de loi de rapport. Bon, on ne peut pas dire que ce soit une recherche scientifique, c'est une recherche de savoir. C'est tout un métier, c'est toute une... Qu'est-ce que c'est, là? Est-ce qu'on arrive à une notion commune qui serait une idée adéquate? Il y a un petit traité, il s'intéresse un peu à ces questions, puisqu'il participe, comme tout le XVIIe siècle, c'est un siècle de joueurs, vous savez, le XVIIe. Il participe, il a fait en hollandais un très petit traité, quelques pages, qui s'intitule « Calcul des chances ». Comme tout le monde, il réfléchit sur les jeux de dés, sur le jet des dés. Tout ça, c'est la naissance du calcul des probabilités. C'est pas seulement Pascal, c'est tous les mathématiciens du temps s'intéressent énormément aux probabilités. Et il y a un petit traité de Spinoza, c'est curieux. Par exemple, que ça soit doublé par les machines d'écriture comme nous le connaissons. Ça devient intéressant, mais enfin, c'est pas la joie spinoziste. C'est pas la joie spinoziste. Voilà, je vous laisse le soin de poursuivre tout ça, mais surtout poursuivez-le avec l'éthique, avec la lecture. Non, c'est pas une question. Tu as très bien répondu. Mais les rares discussions que j'ai pu avoir avec des musiciens géniaux m'ont donné l'intuition qu'à partir du moment où on est pris en charge par le troisième genre, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui se commande,
Donc à partir du moment où il y a cette rencontre, il y a une impossibilité totale de l'éviter. C'est-à-dire qu'il y a une caractéristique de nécessité, d'inéluctabilité, sauf à casser tous les rapports. Ouais, et en même temps, moi, je crois beaucoup que même à ce niveau, il ne dit pas ça comme ça, Spinoza. Donc on ne parle plus de Spinoza. J'ai l'impression qu'en même temps, si forte soit la certitude du troisième genre, tout encore peut être gâché. C'est épatant la vie en ce sens, parce que... Et ça nous introduit là ce qu'on va faire maintenant. Il n'y a pas un moment où, quelle que soit la certitude que j'ai, elle peut être grandiose, tout peut être gâché. C'est curieux ça. Tout peut s'écrouler, pourquoi là? Eh ben, je peux être comme emporté par la puissance, là, au lieu de la combiner, tout ça, je peux être emporté. Une espèce d'exaspération. Peut toujours se produire une exaspération. L'exaspération, c'est quand tout d'un coup, bon, la puissance, bon, enfin, il n'y a plus de mots. Voilà, bref, je craque.